Emiciclo, PPAG. Allora, principiamo, come d'abitudine, in cui è domande a bocca. A prima da essere fatta da corre in fronte per Marie-Claude Branca, spostarsi in Corsica un dritto per tutti. Per piacere, abbiamo principiato a parlare di più per le vostre piazze. Mamma Branca aveva la parola. Jo consigliere in carica dei trasporti. Abbiamo tutti inteso parlare di situazione di Martia Amica. Va bene così? No? C'è troppo rumore. Si sente così? No. Ah, allora. Beh. Jo consigliere in carica dei trasporti. Abbiamo tutti... No. Ah, no, perché faccio io? Abbiamo tutti inteso parlare di situazioni di Rudiano di Portietto che sono scolarizzati in Bastiglia e che al principio di settembre sono stati presi in carica di trasportatori privati e si sono ritrovati soli in queste strade. Eppure si sa che in un rispetto degli accordi in cui la nostra collettività sono prioritari a altri passeggeri. Qualche settimana dopo, in Ajaccio, in conformità con l'accordo stavolta, sono una decina di persone, per parte più persone anziane, che non hanno potuto andare a ritrovare i loro famiglie in un rione di Portietto. Allora, sappiamo che sono problemi che accadono raramente, ma tutti gli anni quantunque. Sappiamo che gli errori esistono. Sappiamo di noi che molti sforzi sono fatti per permettere a ognuno di poter suivere la formazione che gli interessa e che non esiste mica in uso regione. Ma ci pare che al XXI secolo ognuno, giovane o anziano, doit avere la possibilità di spostarsi facilmente da un canto della Corsica all'altro in cui i trasporti pubblici. Difatti, tutti non hanno la possibilità finanziaria o fisica di avere una vettura. Di più, veramente che in mondo loca di Corsica il treno non c'è. Allora, si è parlato e si parla sempre in mondo di un treno fino ai Voleli, perché non si potrebbe rimetterlo fino a Bonifacio. Per cui che un campo in Sirudione è difficile di immaginare i problemi per andare da un luogo all'altro. Per cui che ci stanno veramente un sciapacapo che può cacciare la volontà di studiare, di cercare un lavoro o di curarsi, o anche di visitare Corsica per educare i turisti. Si sa per esempio che la difficoltà di spostarsi è un fattore di precarietà per gli studenti dell'università. In Sturudiano il mondo ha l'impressione di essere dimenticato da Dio, o almeno dalla collettività di Corsica. Allora, sappiamo che sono stati fatti delle inchieste annanti ai problemi di mobilità. In un quadro di riflessioni annanti a Upaduc sarà fatto un lavoro annanti a una mobilità durevole e facilitata in tutti i regioni di Corsica, ma per avali non abbiamo visto nulla di concreto. Allora, io consiglieri, vi domandiamo, a corto andare, se tutto è stato fatto per regolare e sfare i problemi con l'autobus, a lungo andare, si volete riflettuta una maniera di facilitare i trasporti pubblici in tutti i regioni di Corsica per permettere a tutti i cittadini di avere gli stessi diritti all'educazione, al lavoro e alla salute.
Vi ringraziamo. Ringraziami. Allora passo la parola al presidente dell'ufficio di trasporti, Jean-Félix Acquaviva. Signora Presidente, cari consigliere, cara consigliere, vi ringrazio per la vostra domanda. Mi ho mandato a Cortandà se tutto è stato messo in opera per risolvere difficoltà che devono essere mintuate a quelle linee. Allora, al di là dei comportamenti di certi personali, di imprese con sua mica citevole, ci sono state difficoltà strutturali da regolare. Da rientrata è vera che difficoltà puntuali sono state constatate nella linea interurbana CDG e a regione principale, al di là dei comportamenti, che è un altro livello, c'è un numero di iscrizioni di elevi che è stato più alto che previsionale. E questa è lei con di marche tardive dei parenti di iscrizione. Questo è il primo affare. Allora, 2 gare erano programmati all'inizio, i luni e i venerdì, ciò che è vero, mentre la prima settimana ha provocato situazioni di carica troppo alte e piazze mancavano per soddisfare a tutti, prima gli elevi e dopo gli altri clienti. Visto che abbiamo identificato queste difficoltà, la collettività ha realizzato un procedimento di un aggiustamento abbastanza in furia di mezzi, posto che abbiamo messo in piazza un altro garo, un terzo garo a Nantaiorli concernati, l'Uni e Veneri. Secondo livello abbiamo insistito per avere una priorizzazione sistematica di elevi e studenti in rapporto agli altri che viaggiano, era importante di precisarlo, e dopo l'adattazione degli orari per ottimizzare i tempi di percorso e le corrispondenze, posto che era di nuovo una questione di questo livello. Queste misure hanno permesso di risolvere a corto andare le difficoltà che sono state scontrate. Di poi l'ho messa in opera, non c'è mica stato di altre richiamazioni o problemi e si vede che per ora l'affare viaggia. A lungo andare, ci mandate se no si montracci di riflettere a soluzioni che permettono di facilitare i trasporti pubblici in tutti i territori, in tutte le pieve e per tutti i paesi. Di sicuro che sì, a questa questione dell'accessibilità e della mobilità all'insieme di territori, in particolare quelli di montagna e dell'interno, e a cuore delle nostre politiche pubbliche di buon principio, al di là del trasporto l'abbiamo realizzata davanti ad altri soggetti e l'abbiamo di nuovo davanti a questo soggetto così. C'è l'attualizzazione di UBADUC, la revisione e di schema strategiche e tematiche che hanno opera e, fra l'altro, lo schema regionale di infrastrutture di trasporti e lo schema regionale dell'intermodalità. Questa revisione di 2 schemi importanti a tempo di UBADUC permetterà di rinforzare la complementarità tra i modi di trasporti, di migliorare l'accessibilità di pieve e di paesi che sono ad oggi i meno connettati, i meno legati tra loro. A parte dal 17 di novembre, comitati tecnici e politici specifici per rapporto a questa revisione saranno iscritti al calendario per i gruppi politici dell'Assemblea di Corsica, perché è importante di valutare insieme, di dare le informazioni necessarie tecniche ai consiglieri territoriali e di viaggiare insieme a una soluzione a queste differenti tematiche in lei alla revisione di UPADUC e dunque di sistema così. Cioè, che di poi, il 1 luglio 2021, le comunità di comune sono competenti per l'organizzazione della mobilità all'interno del suo territorio. La collettività di Corsica, dunque, ad oggi, a diritto costante, agisce intanto che coordinatore, non si può mica sostituisce alle comunità che hanno più competenze. Questo quadro qui, soluzioni ci sono, ma possono essere progressive e programmate a un livello di calendario di 2 a 3 anni per permettere di rinforzare l'offerta che esiste, di sviluppare risposte adatte a ogni territorio specifico
e garantisce di sicuro un'equità a livello di mobilità che permette a ognuno, in particolare gli allievi, studenti, gli attivi e persone anziane o quelli che sono scartati a livello sociale, da accedere in condizioni di qualità all'educazione, all'impiego e alla salute. È una sfida maggiore per tutti e per noi al Consiglio esecutivo. In maniera specifica, la collettività ingaggerà di nuovo nelle prossime settimane un programma di studi strategico, di grandi studi a livello di Lassu Bastia Bonifacio, che oggi costituisce uno dei corridori di mobilità più sensibili dell'isola, perché c'è un confronto con l'urbanismo che è stato steso di maniera importantissima, disgraziosamente, a non tastato qui, disgraziosamente, a Igo di maniera chiara, a un spiazzamento di ogni ordine di questi corsi, perché c'è un livello di popolazione importante che sono forti e anche stagionali, e di sicuro dunque c'è problematica importante anche di cittadini a non tastato qui. Si studi hanno per scopo di definire una strategia globale coerente di spiazzamenti a mezzo e lungo andare. Porteranno a forme di mobilità, tutte le forme di mobilità, e permetteranno di valutare di maniera coordinata e pragmatica la modernizzazione e l'ottimizzazione della rete stradale strutturante, la valorizzazione della scelta a fare in giro al grande porto di Bastia, in questo quadro qui, perché è un soggetto di società infrastrutturale importante, la questione di prolungare la rete ferroviaria Berdi Usuttano e Berdi Bonifacio, posto che si parla di un studio importante, anche di studiare le possibilità a lungo andare di Lassu Corti Aleria, a livello ferroviario, di sviluppare di sicuro il livello marittimo di maniera più forte e più zeppe, all'area tra Sardegna, a Liguria e a Corsica, in questo quadro qui, mette in piazza una soluzione di innovazione, di mobilità di quotidiano, trasporti collettivi, stradali migliorati, ciò che noi chiamiamo i poli scambi multimodali, e la capacità di noi, di questo progetto, di si studia a integrare e a gestire l'attività di mercanzie e di aeromensole, che è una sfida maggiore di noi per il nostro popolo. Questo lavoro sarà portato in concertazione con l'intercomunalità, l'operatore dei trasporti, il professionale, di noi i servizi dello Stato, e deve garantire soluzioni che sono da un punto di vista tecnico, finanziario e adatte alla realtà territoriale. Dunque, di una marchia strutturante che permette di avere una vista a lungo andare e di costruire una mobilità in Corsica aspettata da tutti e da assicurare non tastato lassù nord, Cismonte Bumonte, Bastia Bonifacio, un'equità ai servizi, all'impiego, alla formazione e alla salute al servizio di corsi e di Corsica. Vi ringrazio. Ringraziamo oggi consigliere. Ora c'è una domanda da Wansem fatta normalmente da Saverio Luciani in la formazione. Ringrazio. Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la conseillère en charge de la formation, je cite, la baisse des aides à l'embauche fragilise l'alternance sur l'île où les petites entreprises peinent à recruter. Entre contraintes économiques et incertitudes législatives, de nombreux jeunes Corses voient leur projet de formation bloqué. Ce titre, en fait, c'est la une de Corse Matin de jeudi dernier, qui a interpellé jusqu'aux élus de cet hémicycle. Et donc, pour la première fois depuis 2017, les effectifs d'apprentis devraient commencer à baisser cette année. Sans parler d'effondrement, la tendance pourrait s'amplifier par de nouvelles mesures d'économie annoncées par Paris, la baisse des aides à l'embauche, après des années plus fastes, la fin possible de l'exonération des cotisations sociales pour les contrats d'apprentissage dans un contexte politique incertain sur le plan financier, ici à Paris, obscurcissent objectivement les perspectives d'une jeunesse en quête de formation. Pour reprendre les données de l'INSEE, publiées le mois dernier, ce sont près de 65 000 postes d'alternants qui seront détruits d'ici décembre en France. La Corse, vous l'avez compris, sera sérieusement impactée jusqu'aux filières universitaires. À ce jour, donc, la première conséquence, c'est un marché qui est inondé de candidatures auxquelles les entreprises ne sont pas, ou ne sont plus, ou ne seront plus en capacité de répondre. Sur un autre plan, la difficulté regarde le financement insuffisant au regard de l'essor du dispositif. En effet, l'État avait objectif
d'atteindre 1 million d'alternants de contrats à l'horizon 2027. Cet objectif a été atteint en 3 ans, puisqu'il y avait au 31 décembre 2023 1 million 14 500 contrats. La répercussion dans l'île a été de même importance, puisque nous sommes passés de 2000 contrats en 2018 à plus de 3200 contrats en 2023. On connaît donc, vous savez très bien, les particularités du tissu économique corse, où il y a une majorité de petites et moyennes entreprises. On mesure donc facilement le résultat, une baisse conséquente des contrats, accentuée dans des secteurs en crise comme certaines branches du bâtiment. Le projet de loi de finances 2026, à ce stade, n'est pas sans inquiéter tout ce monde de l'apprentissage et des entreprises. Ce redressement, entre guillemets, des comptes publics prévoit une baisse historique. 1 milliard du budget dédié à l'embauche d'apprentis, soit au final une enveloppe réduite à 2,4 milliards. En gros, mécaniquement, ça va entraîner la baisse du salaire mensuel net des apprentis, entre 101 et 187 euros en moins. Et si on ajoute à cela, suite au décret du 28 mars dernier, la baisse des rémunérations nettes de bon nombre d'apprentis dans une montagne en proie à un cruel déficit d'offres, de mobilité et de main-d'œuvre formée, vous comprendrez aisément le sens de notre question. D'autant que la suppression de l'aide de 500 euros pour le passage du permis de conduire va certainement aggraver le tout. Quant au CFA, une crainte fondée de pâtir d'une baisse significative du financement des coûts contrats qui viendrait automatiquement fragiliser les petites structures et limiter l'ouverture, pourtant légitime, de nouvelles formations dont ce pays a terriblement besoin. Ce choix n'est pas encore à l'ordre du jour, mais jusqu'à quand ? Sachant que les premiers effets seront pour les conditions d'hébergement et de restauration des apprentis eux-mêmes. Vous connaissez très bien le problème, je le sais, et d'ailleurs, je pense que c'est dans ce contexte, on a bien vu que, par ailleurs, au niveau du CROUS, par exemple, il y a eu un effort de la collectivité. Donc il apparaît pour nous tout indispensable d'aider cette jeunesse qui fait le choix de la formation professionnelle. La consolidation des formations par apprentissage et la poursuite de la promotion de l'alternance imposent un seul choix à la Corse. Garantir la qualité des formations et des certifications, sécuriser le parcours des apprentis, assurer un accueil et des conditions d'enseignement, de travail et d'hébergement qui permettent à notre jeunesse de trouver sa place tant sur le marché du travail que dans la société. Vous le savez, à l'heure où on parle, les CFA sont devenus des entreprises privées soumises à des niveaux de prise en charge payés aux organismes de formation, OPCO, inférieurs au prix de revient des coûts de formation dispensés. Comment envisagez-vous, si vous entendez soutenir, bien sûr, comme nous vous demandons, la formation désormais en difficulté, les CFA, notamment ceux que nous pouvons qualifier d'historiques, où il y a plus de 1400 apprentis, sachant qu'il reste à leur charge une part conséquente non couverte par la grille des NPEC proposée par France Compétences aux OPCO. Nous attendons bien sûr d'autre part, non pas une redite émission, on les connaît, et nous savons que vous y faites cas, mais non plus une redite des objectifs identifiés, mais franchement l'expression d'un choix politique clair qui se traduise par un effort financier à la hauteur des enjeux de formation, des besoins et attentes de la jeunesse corse qui veut travailler dignement sur cette terre. Merci. Ringraziami. Allora, collega da risponde, Lauda Guidicelli. Avete parola. Ringraziabi, signora Presidente, signore consigliere. La question met effectivement en lumière une réalité préoccupante, celle d'un affaiblissement progressif du dispositif d'apprentissage sous l'effet de décisions prises à Paris qui fragilisent les jeunes, les entreprises et les structures de formation. En Corse, cette situation est d'autant plus sensible que notre économie repose majoritairement sur des TPE et PME et que notre jeunesse dépend fortement de l'offre locale de formation. Nous avons toujours accompagné les 9 CFA historiques lorsque nous en avions la compétence pleine et entière. Mais depuis la loi de 2018, la compétence de financement des CFA a été transférée et les aides reposent désormais sur les coûts contrats versés par les OPCO. Nous n'avons plus la possibilité réglementaire de financer la part pédagogique des CFA, ni de compenser les écarts créés par des niveaux de prise en charge parfois inférieurs au coût réel des formations. Pour autant, face à ces contraintes, notre position est claire et constante. Lorsqu'il s'agit de politique jeunesse et de formation, nous n'observons pas, nous agissons. D'ailleurs, notre action se structure autour de 4 axes forts. Premier axe, une politique territoriale assumée. Avec un taux d'emploi de 59% au 31 décembre 2024, l'apprentissage constitue une voie de formation essentielle pour notre île. C'est pourquoi nous avons fait le choix d'une territorialisation active de l'offre de formation. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité budgétaire. 280 000 €
mobilisés chaque année pour permettre au CFA Ampara et Jean-Jacques Nicolai de déployer des formations au plus près des communes. Près de 350 jeunes en bénéficient, condition essentielle à un accès équitable à la formation sur l'île. Deuxième axe, un soutien social structurant à travers le renforcement du Fonds social apprentissage à hauteur de 195 000 € répartis entre les missions locales du territoire pour répondre aux besoins concrets des apprentis, logement, hébergement, équipement, le partenariat constant avec le Crous dont les résidences et restaurants universitaires accueillent également des apprentis, notamment ceux du CFA Universida, ce qui garantit ainsi une équité de traitement entre les jeunes en formation initiale et ceux de la voie professionnelle, et également encore le financement via les missions locales d'un réseau de proximité pour l'accueil, la prospection et l'accompagnement des apprentis à hauteur de 250 000 € ainsi que 60 000 € dédiés à l'inclusion des jeunes en situation de handicap. Ces montants traduisent donc une volonté politique forte et pas simplement une gestion technique. Parallèlement, et afin de garantir une insertion durable des apprentis dans l'emploi, nous avons engagé avec l'ensemble des partenaires institutionnels une étude pour observer, prévenir et accompagner les phénomènes de rupture dans les contrats d'apprentissage et ainsi renforcer la qualité de l'alternance, car il faut savoir que 20% des contrats d'apprentissage qui ont débuté en 2023 ont été rompus 6 mois après, ce qui entraîne évidemment une perte de coût pour les CFA. Il faut donc pallier à cette rupture. Troisième axe, des investissements ciblés et stratégiques. Nous avons consacré pour 2025 plus de 340 000 € en investissement pour moderniser les équipements pédagogiques des CFA historiques, agricoles et métiers, en lien avec les secteurs économiques prioritaires pour notre institution, PPE, agriculture, tourisme et restauration. À cela s'ajoute également près de 700 000 € investis pour la création de l'école hôtelière méditerranéenne, ainsi que 240 000 € pour l'AFPA Corsica dans le cadre de la rénovation des plateaux pédagogiques et des équipements. Ces investissements, là aussi, ne relèvent pas de l'opportunité, mais de la nécessité, garantir des conditions d'apprentissage dignes, modernes et adaptées aux évolutions des métiers. Quatrième et dernier axe, l'accompagnement, la valorisation et l'attractivité des métiers. Parce qu'il ne suffit pas d'équiper des plateaux techniques ou de subventionner des CFA, nous agissons pour valoriser les filières et redonner de l'attractivité aux métiers manuels et techniques en intégrant le triptyque orientation, formation, emploi. C'est tout le sens de notre soutien à la participation des apprentis au WorldSkills à Marseille il y a quelques semaines, où la Corse a été récompensée par une médaille de bronze, et notamment notre accompagnement à l'émission Tamantu Cucinar, que j'aurai l'occasion de présenter cet après-midi. Il s'agit là d'un levier essentiel pour susciter les vocations, créer de la fierté et attirer notre jeunesse. Nous voulons aller encore plus loin, malgré les limites de nos compétences, en reprenant notamment la main sur la gouvernance territoriale de l'apprentissage. Nous voulons être le pilote de l'avion, puisqu'on nous reproche régulièrement de ne pas avoir de pilote. Il y en a bien un, en partenariat étroit avec tous les CFA et l'État, en structurant les filières, en créant notre label Corsica Formazione à Zifra, véritable outil de coordination, de valorisation et de communication entre les CFA. Cet instrument permettra d'éviter la concurrence entre les structures en construisant une offre complémentaire, cohérente et territorialisée au service du bien commun et surtout de la réussite des jeunes. Monsieur le conseiller, nous agissons donc avec détermination, responsabilité et constance. Malgré la perte de certaines compétences, nous avons continué d'investir, de coordonner, de soutenir les acteurs de l'apprentissage parce que nous croyons que la formation est la clé du développement de notre île. De janvier 2019 à décembre 2024, le nombre d'apprentis a été multiplié par 1,9 et c'est la raison pour laquelle nous ne laisserons pas l'apprentissage s'effondrer sous les effets d'une austérité décidée ailleurs. Uno scopo è chiaro, assicura l'accesso alla formazione, securizza i percorsi, sostiene il CFA che devono fare fronte allo scambiamento di modello economico e così permette alla nostra gioventù di far crescere le sue competenze e di lavorare in terra gioia. Vi ringrazio. Ringraziabi. Allora, avevamo due domande a bocche. La prima era fatta da Don Gio Lucioni Befapobu, l'altra da Paul Casanova Nicolai, Don Sofio, non l'affare di Agroge e di Quascara. Allora, Don Gio. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président du Conseil exécutif, le jugement du tribunal administratif de Bastia, en date du 10 octobre 2025, annulant le refus du maire de Quascara d'enlever une croix implantée en 2022 à l'entrée du village, a suscité une émotion considérable et compréhensible. Quelle qu'en soit l'origine et les raisons, l'affaire dite de la croix de Quascara a trouvé un écho très important, dépassant largement les frontières de cette commune de la Pieve di Lurnano. Au-delà des tentatives d'instrumentalisation politique de part et d'autre de la Méditerranée, instrumentalisation que nous refusons sans équivoque,
Cette affaire illustre les tensions qui agitent notre société, longtemps épargnée par ce type de polémique, et pose des questions de fond que le politique et les institutions de la Corse ont le devoir de traiter. Elle n'est pas sans rappeler les débats récurrents liés à l'installation de crèches de Noël dans les mairies ou la proposition plus récente du Conseil supérieur de l'éducation, que nous rejetons formellement, de renommer les vacances scolaires de la Toussaint et de Noël en vacances d'automne et de fin d'année. Pour notre part, si nous sommes attachés au principe de laïcité qui consacre la liberté de chaque citoyen de croire ou de ne pas croire et que les pouvoirs publics doivent protéger, nous pensons que son application se conçoit et s'articule avec la société dans laquelle elle s'exerce. En Corse, au-delà des considérations de culte et de foi qui renvoient à l'intime, la religion catholique occupe depuis des siècles une place singulière. Elle structure le temps et l'espace. Notre hymne, notre fête nationale, les noms et fêtes patronales de nos villages et de nos villes, les confréries, les processions religieuses populaires, les églises, les chapelles, les cimetières, les croix, évoquent cette réalité historique, sociale, culturelle et sociétale complexe. Cette dimension centrale de la culture catholique n'exclut en rien les autres croyances et les autres cultes, pas plus qu'un interdit de ne pas croire. Elle n'empêche donc pas les Corses de toute confession de vivre et de pratiquer leur foi dans la sérénité. Nous sommes donc partisans d'une laïcité apaisée, bienveillante et adaptée à ce que nous sommes historiquement et culturellement en tant que peuple. Cette conception ouverte de la laïcité n'atténue nullement notre détermination sans faille à combattre, dans le respect et le droit fil de nos principes fondamentaux, les extrémismes, les fanatismes, les obscurantismes et l'islamisme radical. En cette année de tricentenaire de la naissance de Pasquale Baoli, qui fut l'un des premiers chefs d'État européens et au monde à mettre en œuvre cette pratique innovante du pouvoir, à l'aune du processus d'autonomie et à la lumière de cette actualité brûlante, il nous paraît déterminant de passer d'une logique de réaction défensive, au coup par coup, à la définition d'une vision globale et cohérente qui permette de concilier laïcité et identité, liberté de conscience et prise en compte de notre culture, et qui permette de sécuriser au plan juridique. Monsieur le Président du Conseil exécutif, êtes-vous favorable à ce que la collectivité de Corse, institution garante des intérêts matériels et moraux de notre peuple, se saisisse de cette question au fin de travailler à l'élaboration d'une doctrine originale en la matière, susceptible de fonder un modèle conforme à notre histoire, garant de la cohésion de notre société et porteur de sens et d'avenir. A ringraziarvi. A ringraziarvi. Allora l'esecutivo da rispondere. Vi ringrazio per la vostra questione, une question qui est également une forme de projet et un appel à travailler ensemble. Je ne surprendrai personne en disant que je me reconnais tout à fait dans les termes de votre intervention et disons-le clairement, oui, en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, nous sommes partisans d'une laïcité apaisée, bienveillante et adaptée à ce que nous sommes historiquement et culturellement en tant que peuple. Une conception ouverte de la laïcité, pour reprendre vos termes, qui se concilie de façon naturelle avec notre détermination à combattre, dans le respect et le droit fil de nos principes fondamentaux, les extrémismes, les logiques de surenchère, les volontés d'instrumentalisation, mais également et évidemment les fanatismes, les obscurantismes, les communautarismes et l'islamisme radical. Ceci étant posé, quels pourraient être les postulats et les socles à partir desquels nous pourrions effectivement essayer de forger une doctrine d'ensemble la plus largement partagée par celles et ceux qui vivent au quotidien leur foi ou qui choisissent de ne pas croire dans une société qui a vocation à se construire autour des principes de solidarité et de fraternité. D'abord, oui, le redire clairement, la Corse est historiquement chrétienne. La religion et la foi catholique ont façonné
depuis les temps les plus anciens, tous les moments clés de la vie communautaire de notre petit peuple. Les fêtes, les deuils, les processions, le cycle des saisons, lorsque nous étions encore une société agro-pastorale, le nom des lieux comme celui des gens, à tel point qu'aujourd'hui encore, et c'est surprenant pour l'observateur extérieur, sans que nul, au moins jusqu'à aujourd'hui, n'ait trouvé à y redire, nous pouvons de façon naturelle assister à la bénédiction d'un ouvrage public ou d'une rencontre sportive, ou encore faire le choix ensemble, Madame la Présidente, d'envoyer un bouquet de fleurs pour une occasion religieuse, qui n'est d'ailleurs pas un geste que nous faisons uniquement pour la tradition catholique, mais que, dans une logique de respect de toutes les religions, nous adaptons en fonction des cultes. Alors, cela nous constitue, en tant que peuple, c'est un fait qui est à la fois cultuel, mais également politique et historique. Vous évoquiez le 300e anniversaire de la naissance de Pasquale Bauli. La révolution de Corse au XVIIIe siècle a placé la jeune nation en lutte contre l'absolutisme du roi de France sous la protection de la Vierge Marie, laquelle a donné son nom, Dio Salve Regina, à notre hymne, un hymne qui est entonné à la fois à la fin des cérémonies religieuses et à l'occasion de réunions qui peuvent être politiques et ou populaires. Mais disons-le aussi, et notamment à celles et ceux qui ont la volonté de réinterpréter l'histoire. Oui, Pasquale Bauli, comme toutes les femmes et tous les hommes de son temps, avait une relation très forte à la religion catholique, qui accompagnait régulièrement la vie du jeune État corse. Mais disons aussi, sans faire de réinterprétation a posteriori, que le choix a été très clairement de nourrir la Révolution de Corse de l'esprit et des principes des Lumières, et notamment des principes gravés dans la première constitution écrite de tolérance religieuse, de séparation des pouvoirs et de droit au bonheur. Et je remercie le professeur Gradiani, que j'ai interrogé dans la perspective de votre réponse, de m'avoir notamment réappris, voire appris deux éléments importants. Le premier, la lettre bien connue de Pasquale Bauli à son ami anglais Burnaby, l'affaire dite du juif de l'île Rousse. Je le cite un instant, ce nouvel établissement, l'île Rousse, Angèle Bastien n'est pas là, ce nouvel établissement, puisque la ville a été fondée sur décision de Pasquale Bauli, je cite la lettre, ce nouvel établissement, bien que composé pour la plus grande partie d'étrangers de différentes nations et religions, a obtenu de pouvoir envoyer son représentant à la consulta. On voulait exclure un juif du vote pour cette élection, mais celui-ci s'est fait entendre et a reçu un avis favorable. La liberté en Corse ne confesse pas et ne consulte pas l'Inquisition. Fin de la citation de Pasquale Bauli. Et un deuxième épisode qui est peut-être un peu moins connu, c'est le rapport de Paoli à son retour en Corse à la constitution civile du clergé, qui est en quelque sorte le premier épisode d'une geste politique qui va conduire jusqu'à la loi de 1905. Et Pasquale Bauli a adhéré totalement à ce principe de constitution civile du clergé, ce qui montre bien que, y compris à l'époque, eh bien, dans l'héritage politique et spirituel dont nous nous revendiquons, il y avait à la fois cet attachement culturel, voire cultuel, mais également la réaffirmation des principes de tolérance et de liberté religieuse. Et à mon sens, cet esprit doit continuer de nous guider
face à la situation d'aujourd'hui, en tenant compte, bien sûr, de ce qu'est le monde du XXIe siècle. Et ce monde du XXIe siècle, c'est aussi une société corse qui a beaucoup changé et pas toujours pour le meilleur. Je le disais l'autre jour devant le congrès des maires de Corse du Sud, nous sommes nombreux, quelle que soit notre opinion politique, et notamment nous qui sommes des responsables et des élus, à nous interroger sur ce que devient notre société et à nous sentir quelquefois désarmés et impuissants face à certaines évolutions sociétales. Donc, c'est vrai, nous ne voulons pas d'une société où la loi de 1905 est instrumentalisée dans un sens ou dans un autre. Nous trouvons, et en tout cas c'est mon opinion, qui n'est pas anormal, y compris lorsque l'on est attaché au principe de laïcité, que les vacances de Noël soient appelées vacances de Noël et que les vacances de la Toussaint soient appelées des vacances de la Toussaint. Et de la même façon, je considère également que personne ne peut imposer à un maire de mettre une crèche dans la mairie s'il le souhaite, mais personne ne doit faire un procès à un maire s'il fait le choix contraire. Donc nous avons à penser des principes qui auraient vocation à s'appliquer de façon apaisée. Et le deuxième volet de cette réflexion, de la même façon que la Corse est historiquement une terre chrétienne et aussi une terre de liberté et de tolérance, c'est que la Corse est fille de Méditerranée. Et le pape François, dans son discours de Marseille le 23 septembre 2023, nous rappelait que la Méditerranée est à la fois le carrefour et le lieu géographique et symbolique de choix fondamentaux. Le choix entre, d'un côté, la culture de l'humanité, de la fraternité, ou de l'autre, celle de l'indifférence, de l'exclusion, de la haine, des fanatismes religieux, voire des logiques de guerre confessionnelles ou civilisationnelles. Disons-le clairement, pour ce qui nous concerne, nous nous situons irrévocablement dans le camp d'une Méditerranée et d'un monde qui soient ceux de la fraternité et de l'humanité. Et c'est en cela, et je le dis aussi avec force, que je suis fier d'avoir décidé, avec d'autres, au nom des institutions de la Corse, d'avoir proposé d'accueillir les naufragés de l'Aquarius au nom du devoir sacré d'humanité et de la tradition ancestrale d'hospitalité de l'île, d'avoir proposé de les accueillir parce qu'ils étaient des femmes et des hommes en détresse, et d'avoir proposé de les accueillir à un moment où les autorités étatiques françaises et européennes s'y refusaient. Alors on voit que, oui, derrière l'affaire de la croix de Quasquara, il y a bien des enjeux fondamentaux et sans doute des visions différentes, voire irréconciliables, des principes autour desquels doit se construire une société. Alors, et pour revenir au point de départ, quel pourrait être le principe autour duquel nous nous organiserions? Soit que nous soyons croyants, soit que nous ne le soyons pas, et quel que soit le culte, en tenant compte de ce que la Corse est historiquement chrétienne, mais qu'il y a également aujourd'hui dans cette île, dans ce pays, des gens qui sont juifs, des gens qui sont musulmans, des gens qui ne croient pas et qui doivent être respectés dans ce choix. D'autres religions également. Alors c'est ce principe de laïcité bienveillante qui a été évoqué en premier, me semble-t-il, par notre évêque de Corse, le cardinal Bustillo,
un concept de laïcité bienveillante qui fait écho à celui de piété et religiosité populaire, qui sont en fait les deux faces d'une même volonté, celle de construire une laïcité tranquille, inclusive, vécue au quotidien de façon apaisée et naturelle, sans ostracisme ni conflictualité, une laïcité respectueuse de tous et de chacun qui rappelle aussi, et j'y insiste, que la loi de 1905, qui en France a posé ce principe de laïcité, visait initialement à la réconciliation et non au rejet et à l'hostilité. Cette réflexion que nous avons vocation à mener ensemble, mais dont la société corse doit également, à mon sens, s'emparer, elle préfigure aussi les choix de société que nous avons à faire. En ce qui nous concerne, le projet méditerranéen fait sens. Nous avons à le construire avec nos partenaires naturels de la rive nord, mais également avec ceux de la rive sud. Et en ce qui concerne la société corse dans son ensemble, nous avons l'ambition, et je crois que nous saurons nous donner les moyens, de construire un modèle qui tienne à la fois compte des racines d'un peuple, qui réponde aux besoins de sens et de spiritualité de la société contemporaine, et également un modèle qui offre à tous les citoyens, quelle que soit leur naissance, leur origine, leur couleur de peau ou leur croyance, voire absence de croyance, qui offre à tous les citoyens la même promesse d'appartenance et d'avenir. Et puisqu'il est permis, y compris en matière de laïcité, de citer les propos du pape, je voudrais terminer mon propos en évoquant ce modèle dont parlait le pape François pendant sa visite pastorale en Corse et qui nous a marqués à tous en se référant, et notamment lors de l'entretien que j'ai eu l'immense honneur et privilège d'avoir avec lui, lui qui me disait, comme il l'écrivait en 2013 déjà, « Je crois en l'homme ». Croyons en l'homme. Merci, Monsieur le Président. Alors, il y a une autre question sur le sujet qui va être posée par Onsofiono et c'est Paul Casanova Nicolai qui va la poser. Alors, Monsieur le Président, l'épisode de la croix de Quasquara a marqué la Corse et dépasse même le cadre de notre île. Pourquoi ? Parce qu'il est devenu le symbole du rapport à la laïcité. Non. Il est devenu le rapport à la laïcité, bien sûr, dans une société en perte de repères qui tient à certains endroits, comme chez nous, à ne pas renier ce que nous sommes, notre identité, notre histoire et notre tradition. Il est aussi le symbole au rapport à la religion dans un État laïque. Alors, je vous ai proposé une motion pour soutenir le maire et son conseil municipal qui pourrait implanter la croix à l'entrée du village, comme pour remettre l'église au centre du village, oserais-je dire sur le ton de la boutade, a dû faire face à une contestation isolée et active, et même procédurière, bien sûr, conduisant à la décision du tribunal administratif que nous connaissons. J'espère qu'une majorité se dégagera en sa faveur. Dans toute la Corse et au-delà, les soutiens sont légion et il me paraît opportun que notre Assemblée se positionne. Nous nous comprenons. Nous savons bien que cette édification ne menace pas la laïcité. Depuis 1905, il y a eu en Corse des croix, des processions, des manifestations publiques et matérialisées de la religion catholique sans que cela ne pose aucun problème.
Le caténach est une institution. Nous avons réhabilité le couvent de Talanne avec des fonds publics et bien d'autres édifices religieux ont également été édités avec les fonds publics. Enfin, nous avons tous en tête la ferveur suscitée par la visite pontificale en décembre dernier. Alors, mais d'autres, ayant peut-être longtemps séjourné ailleurs ou adhérant à des idéaux différents, défendent une vision laïciste excessive. Défendre la croix de Quasquara, c'est défendre ce que nous sommes. C'est aussi défendre le sacerdoce, c'est le cas de le dire. Et nous sommes plusieurs élus de petites communes ici, des maires, qui au quotidien travaillent sans relâche pour défendre les villages, le patrimoine historique, très souvent religieux d'ailleurs, la vie sociale en zone rurale, l'activité économique qui y reste, une école parfois. Le tout dans un contexte réglementaire et normatif aussi mouvant que complexe, le parcours du combattant. Et c'est là que la collectivité de Corse a, me semble-t-il, un rôle à jouer. C'est désormais la seule collectivité, là où auparavant nous avions départements et régions. Aujourd'hui, les communes se sentent souvent seules depuis l'absorption de l'échelon départemental que la Chambre des territoires ne saurait remplacer. Le tassement des ressources n'explique pas tout. Nous avons un règlement des aides au patrimoine où nombre de projets concernent d'ailleurs les édifices religieux, tant la Corse en regorge. Mais trop de dossiers tardent à l'instruction ou au niveau des versements lorsque c'est le maire qui doit faire face à un dégât des eaux dans la toiture de l'église du village. L'objet de ma sollicitation est aujourd'hui de vous faire remonter ce sentiment et de vous demander, au niveau des dispositifs d'aide aux communes, une amélioration des process d'individualisation et d'instruction d'abord. Et bien sûr, l'élaboration d'un nouveau règlement qui doit nécessairement prendre le relais des appels à projets transitoires, qui n'ont pas été une réussite par rapport à ce qui avait été avancé. Vous aviez enfin annoncé un nouveau règlement pour le deuxième semestre 2025. Il nous reste 2 sessions avant la fin de l'année pour une entrée en application le 1er janvier 2026. Je vous remercie. Bien, donc qui va répondre? Anne-Laure Santucci, la conseillère en charge de la culture et du patrimoine. Madame la conseillère, il est vrai que ces dernières semaines, la décision relative à la croix de Quasquara a suscité une forte émotion. Mais elle a aussi permis de réinterroger notre rapport à la laïcité, à la mémoire et à ceux qui fondent notre identité collective. Je veux redire ici que le Conseil exécutif de Corse est profondément attaché au principe de laïcité qui garantit, comme l'a dit le Président, la liberté de conscience et le respect de toutes les croyances. Mais la laïcité, telle que nous la concevons, n'est pas une arme contre les traditions, ni une négation de notre histoire. Elle est un cadre qui permet à chacun de vivre sa foi ou son absence de foi dans le respect mutuel. Il ne s'agit donc pas d'opposer la laïcité à l'identité. La Corse s'est construite autour de symboles, de rites, de repères partagés, et nombre d'entre eux relèvent du patrimoine religieux. Les couvents, les églises, les croix, les processions, les confréries font partie intégrante de notre paysage culturel et patrimonial. Ils sont aussi bien souvent des points d'ancrage essentiels pour la vie sociale de nos villages. C'est pourquoi la collectivité de Corse est pleinement mobilisée pour accompagner les communes dans la préservation et la valorisation de ce patrimoine, notamment de ce patrimoine religieux. À cet égard, je rappelle que nous avons créé en 2020 le service d'aide au patrimoine et aux musées afin de centraliser la gestion des dossiers de subvention, auparavant dispersés dans plusieurs services techniques et scientifiques. Ce service a permis une meilleure lisibilité et un accompagnement renforcé des communes, ainsi qu'un lien spécial avec celles-ci. En 2022, le règlement des aides au patrimoine a été révisé et adopté à l'unanimité par notre Assemblée. La direction du patrimoine a ensuite diffusé ce règlement, accompagné de sa feuille de route, à l'ensemble des communes et des communautés de communes, pour leur permettre, d'une part, de mieux connaître les dispositifs d'accompagnement, de respecter les calendriers de dépôt
et d'identifier clairement les référents de la collectivité. Ces documents sont également accessibles en ligne sur le site de la collectivité de Corse. Par ailleurs, dans le cadre de sa compétence d'aménagement du territoire, le Conseil exécutif a toujours mené une politique volontariste de soutien au territoire. Cela se traduit par une diversification des outils d'intervention, par un renforcement du principe d'équité et une réduction des délais de mise en œuvre. L'année 2025 a été en grande partie consacrée à la révision des cadres d'intervention, dans un contexte, vous le savez, budgétaire exigeant, mais toujours avec la volonté de poursuivre un effort conséquent en faveur des communes. Le règlement des aides aux communes, aux intercommunalités, fait d'ailleurs actuellement l'objet d'une révision concertée et sera soumis au vote de notre Assemblée avant la fin de l'année civile. Je sais, pour en être moi-même, combien les élus locaux sont les garants de la cohésion sociale dans nos territoires. C'est pourquoi la collectivité de Corse place la relation de proximité avec les communes au cœur de sa priorité, comme l'a rappelé Monsieur le Président du Conseil exécutif lors du Congrès des maires du Poumonte le 24 octobre dernier. Cela se traduit par un accompagnement administratif renforcé, au-delà du seul volet financier, afin de soutenir les communes souvent démunies en ingénierie et confrontées à une réglementation de plus en plus complexe. Ainsi, pour étayer mon propos, je souhaite rappeler quelques données chiffrées. Au niveau de la direction du patrimoine, ce sont plus de 3 millions d'euros qui sont dédiés aux opérations liées à la restauration au sein des communes et des intercommunalités. Dans le cadre du règlement d'aide aux communes, intercommunalités et territoires, ce sont 207 millions d'euros qui ont été alloués au bloc communal pour la réalisation de projets d'investissement sur la période allant de 2020 à 2025, représentant plus de 5000 opérations portées par le bloc communal et qui ont été aidées par la collectivité de Corse au titre des différents dispositifs. Au cours de ces 3 dernières années, dans le cadre du dispositif de dotation quinquennale, 1970 subventions ont été attribuées pour un montant total de 55 millions d'euros. De ce fait, Madame la conseillère, vous l'aurez compris, je ne peux vous rejoindre lorsque vous évoquez un parcours du combattant. Je connais l'investissement et la disponibilité des équipes de la collectivité de Corse, que je salue, leur investissement auprès des communes et des intercommunalités. Je veux saluer leur professionnalisme, leur écoute et leurs conseils précieux qui permettent d'aiguiller au mieux les élus que nous sommes. Je vous remercie. Merci Madame la conseillère en charge donc de la culture, j'ai vérifié, du patrimoine, de l'audiovisuel, de la vie associative et des sports. Merci beaucoup. Voilà, et veuillez excuser le fait que j'ai omis de préciser toutes les fonctions importantes que vous assurez. Merci beaucoup. Paul, vous reprendrez là, on reprendra la discussion après. On ne peut pas intervenir, surtout quand on n'a pas posé la question. Voilà, non, c'est pas grave. Bien, alors la question suivante va être posée par Véronique Pietri pour Corinfronte, di beta o razzismo contra i corsi barra riconoscenza di un popolo corso. Vi ringrazio. Jo Presidente, le 7 octobre dernier, à l'aéroport de Marseille-Provence, lors du passage au poste inspection filtrage, une famille corse voyageant pour raison médicale a été prise pour cible par des agents de sécurité qui, devant plusieurs témoins, ont tenu des propos insultants, menaçants et discriminatoires. C'est toujours comme ça avec les Corses. Allez faire les fous avec les autres. Bronchez et je vous débarque. Voilà comment on traite des parents corses en situation de fragilité, avec un nourrisson dans les bras, simplement parce qu'ils rentrent chez eux en Corse. La scène a choqué associations, élus et groupes politiques qui ont réagi face à la violence et au mépris manifeste envers cette famille. Ces propos témoignent d'un racisme larvé qui perdure, des différences comportementales humaines et culturelles qui nous opposent à la France. Ces propos ne traduisent pas un cas isolé. Ils s'inscrivent dans un contexte historique marqué du sceau de la domination, de la soumission et de la discrimination. Ces propos constituent, sur le fond et sur la forme, une nouvelle insulte à la dignité de notre peuple.
Avec raison, vous vous êtes rapidement saisi de ce problème et de sa récurrence, d'autant plus que ces traitements dégradants et inhumains avaient fait l'objet d'engagements précis de la part du gestionnaire qui avait assuré régler cette situation. Ces engagements étaient une reconnaissance du caractère xénophobe anti-corse de ces attitudes. Aujourd'hui, une question de fond se pose. Comment est-il possible, en ce XXIe siècle, que des attitudes racistes et vexatoires sur la Corse et sur les Corses persistent au mépris des règles essentielles du respect, de l'égalité et de la diversité et sans qu'aucune suite judiciaire ne puisse être obtenue sur ce sujet? La réponse réside dans le fait que la Corse, son peuple, sa langue et sa culture ne sont toujours pas clairement reconnus par la France. Cette dernière portant la responsabilité historique de sa sujétion suivie de la confiscation de ses droits nationaux. Au détour d'un problème isolé se pose l'interrogation du maintien autoritaire de cette infériorisation et de cette hiérarchisation qui font des Corses des citoyens de seconde zone. Au moment où le sujet de l'autonomie, si on peut encore le citer, dessine l'avenir institutionnel de notre pays, il n'en serait que plus complet s'il garantissait les droits historiques des Corses à être acteurs de leur avenir. Cette garantie passe par un acte de réparation historique qui engage la France à reconnaître la Corse et le peuple corse. Certes, cela suppose altruisme, lucidité, courage politique de l'État français, mais suppose aussi de notre part une action concertée, partagée, réfléchie au cœur même de notre collectivité, pour rappeler avec insistance que quand di Macour d'Eran que sa terre est la mer, tant d'où saremi amici, par qui saremi pari. Dans cette projection, nous vous posons la question suivante. Au-delà de la possible évolution institutionnelle à venir, que nous appelons de nos vœux, quelle stratégie et quelle démarche consentiriez-vous à initier pour la reconnaissance officielle, juridique du peuple corse et de tous ses droits? Nous rappelons qu'il n'y a qu'une seule communauté de droits sur la terre corse, c'est le peuple corse. Le combat contre la xénophobie et le racisme pour l'égalité des droits et des libertés passe aussi par cette reconnaissance. Vi ringraziem. Ringraziabi. Allora, qual è che da risponde? Ah, fate... Vous voulez des bonnes traductions, Néawa? Bon, c'est pas ce qu'on avait décidé en commission permanente. Allez-y. Allez-y, je vous en prie. Vous remplacez Madame Marie-Hélène Casanova-Servas, c'est ça. Allez-y. Ringraziavi. Monsieur le Président du Conseil exécutif, l'incident survenu à l'aéroport de Marseille-Provence, où une famille corse a effectivement été victime d'un contrôle de sécurité intrusif, accompagné de propos discriminatoires, a profondément choqué. Cet épisode n'est malheureusement pas un fait isolé. Il traduit un malaise profond dans la manière dont sont parfois considérés les passagers corses sur certains aéroports du continent et en particulier celui de Marseille-Provence. Il faut rappeler, Monsieur le Président, qu'une grande partie des Corses qui empruntent les aéroports de Marseille, Nice ou Paris le font pour des raisons médicales. Ces voyages ne sont pas de confort, mais de nécessité. Nous savons tous que la Corse ne dispose toujours pas d'un CHU et d'un PET-scan, et de nombreux malades sont contraints de se déplacer régulièrement pour recevoir des soins vitaux, avec des trajets qui sont souvent longs, éprouvants et moralement très difficiles. Sans minimiser les impératifs légitimes de sécurité, il est essentiel que les agents de sûreté fassent preuve de bon sens et d'humanité, plutôt que de s'arc-bouter sur des procédures rigides, appliquées avec excès de zèle, qui ajoutent de la souffrance à la souffrance. Nous demandons donc des contrôles respectueux, proportionnés et adaptés à la situation des patients. À cet égard, il convient de souligner que l'aéroport de Nice a déjà mis en place des procédures spécifiques d'accueil et de contrôle adaptées aux passagers malades, conciliant ainsi sécurité et dignité. Monsieur le Président du Conseil exécutif, le 11 octobre dernier, vous nous avez informé dans un communiqué de votre volonté de rencontrer les gestionnaires de l'aéroport Marseille-Provence en présence des parties concernées
afin de mettre un terme définitif à cette situation. Ainsi, nous souhaiterions savoir si cette rencontre a effectivement eu lieu et, le cas échéant, quelles suites concrètes ont été données à cet échange. Enfin, il serait également utile de connaître les procédures que les gestionnaires de l'aéroport entendent mettre en place pour éviter que de tels faits ne se reproduisent à l'avenir. A ringraziarvi. A ringraziarvi. Qual è che da risponde? Mi girgo verso l'esecutivo. Bianca Fazzi, avete la parola. A ringraziarvi, Madame la Présidente. Cari consiglieri, j'ai eu l'occasion de le dire encore le mois dernier dans cette Assemblée, je le répète à nouveau, on ne peut se résoudre et je ne peux me résoudre à constater que tous les matins, les avions soient remplis de malades qui vont se faire soigner sur le continent. Vous l'avez dit, malgré nos efforts, nous sommes toujours dans l'attente, et même si nous y travaillons, de la réponse sur le TEP-scan et la réponse sur la trajectoire vers le CHU, bien que nous ayons rencontré à plusieurs reprises les ministres successifs. Encore 26 000 déplacements sur le continent chaque année, pour raisons médicales vers Marseille, Paris et Nice. Derrière ces chiffres, c'est surtout une réalité que vivent régulièrement les patients. Beaucoup de patients, également leurs familles, car oui, pour les Corses, la maladie, souvent grave et liée à une prise en charge de cancer notamment, se rajoute une obligation de transport, des temps d'attente longs, et pour certains malades, cela peut être la cause d'un renoncement aux soins. Ces déplacements sont donc déjà source de stress, de fatigue, sans que l'on doive subir des contrôles accompagnés de propos discriminatoires, discriminants, vexatoires et voire racistes. Le Conseil exécutif ne peut le tolérer. Le 7 octobre dernier, vous l'avez rappelé, un énième incident qu'a relaté une famille corse lors de son passage au contrôle de sécurité nous a amené, au-delà du communiqué publié, à se rapprocher une fois encore de la direction de l'aéroport de Marseille et exiger que ces faits répétés cessent. Nous avons donc organisé une réunion de travail le mardi 28 octobre à Marseille, facilité par M. Gilles Albertine, directeur d'exploitation d'Air Corse, et Pierre-François Nové, le directeur des aéroports de Corse pour la sécurité, présent à mes côtés et à laquelle participaient le responsable de l'aéroport de Marseille-Provence et le directeur de la sûreté de Marseille-Provence. J'avais également souhaité associer les associations de patients qui n'ont malheureusement pu être présentes au regard de délais contraints. J'ai échangé à plusieurs reprises sur ce sujet avec elles et je les rencontrerai prochainement. Cette réunion avait pour objectif de faire en sorte que ce type d'agissement ne se reproduise plus et que des contrôles que nous ne remettons absolument pas en question se déroulent sereinement. Le bon sens doit prévaloir, sans nuire pour autant à l'application des règles et à la sécurité des personnes. Il a été notamment convenu, pour une meilleure prise en charge des passagers, d'organiser des formations en direction des agents de sécurité afin de les sensibiliser aux situations particulières des passagers corses qui transitent par l'aéroport de Marseille. Par ailleurs, une campagne d'information à destination des voyageurs sera également mise en place afin d'anticiper et ainsi de fluidifier les procédures de contrôle pour les passagers prioritaires. Enfin, il a été précisé aux responsables que nous n'accepterons plus les propos discriminatoires envers les Corses et que dorénavant, la collectivité de Corse s'associera systématiquement aux plaintes déposées par les victimes qui auront subi des propos racistes ou discriminants. Nous serons donc vigilants à l'avenir, mais je dois dire que tous les participants à la réunion ont exprimé la volonté commune de travailler ensemble pour que ces situations ne se reproduisent plus. Pour conclure, je reprendrai à mon compte les propos de Jérôme Ferrare. Je me sens ainsi appartenir à un peuple dont l'existence, pour douteuse qu'elle fût, est au moins attestée par leur précieuse attestation. A ringraziarvi. A ringraziarvi. Ci gampemo, Allora, c'è un'altra domanda a bocca che da essere fatta da Santa Duval per un socio nel patrimonio immobiliare di Aguletti Uida. Avete la parola. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, depuis la fusion des trois institutions en 2018, la collectivité est devenue propriétaire d'un patrimoine bâti conséquent. Cela implique des responsabilités importantes, l'entretien, la gestion, la mise aux normes et bien sûr des charges financières croissantes. Lors du BS voté en juillet dernier, la perspective d'un audit patrimonial avait été évoquée dans l'optique d'optimiser la gestion de notre patrimoine foncier. Malgré un parc immobilier important, nous continuons à louer des locaux à l'extérieur.
Cette situation a représenté cette année 2 millions d'euros supplémentaires sur les services généraux pour les locations mobilières. Notre groupe vous a sollicité à 2 reprises pour qu'un travail d'inventaire soit réalisé afin d'envisager des pistes de rationalisation et d'optimisation. Nous souhaiterions que soit intégré le niveau d'occupation de chaque site, les travaux nécessaires à court et moyen terme et surtout la question de l'accessibilité. Nous appelons également de nos vœux un PPI pour les établissements scolaires dont la collectivité est propriétaire et donc responsable de l'entretien et de leur mise aux normes. Depuis la loi du 11 février 2005, tous les établissements recevant du public, notamment les établissements scolaires, doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Cette obligation devait être pleinement respectée dès 2015. Je souhaiterais savoir si à ce jour les établissements scolaires de la collectivité sont conformes aux normes d'accessibilité. Si ce n'est pas le cas, quand le seront-ils ? Monsieur le Président, je vous remercie de bien vouloir intégrer cette dimension d'accessibilité dans l'inventaire à venir. Et enfin, je voudrais conclure par une proposition concrète. Alors que s'ouvre prochainement la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, je souhaiterais citer 2 exemples particulièrement symboliques. Notre hémicycle ici même et le Palais Lantivy, 2 lieux emblématiques mais toujours pas adaptés aux personnes à mobilité réduite. Pourquoi ne pas envisager au sein de ces 2 institutions l'installation de pupitres et d'espaces spécifiquement adaptés aux personnes en situation de handicap ? Cela pourrait constituer un moyen d'encourager davantage ces personnes à se porter candidates de futurs mandats électifs. Ce serait, je pense, un geste fort et un véritable pas vers l'inclusion. Pensez-vous, Monsieur le Président, qu'il soit possible d'envisager cette mesure ? Je vous remercie pour vos réponses. Ringraziabi. Collega da rispondere? O Presidente? Presidente, da parola. Vi ringrazio per la vostra questione. Je vais essayer d'y répondre de la façon la plus complète et précise possible. Rappelez d'abord que suite à la fusion, la collectivité de Corse est désormais propriétaire d'un patrimoine immobilier extrêmement conséquent, plus de 400 bâtiments, dont une grande partie sont dans un état qui mériterait des travaux importants. Au-delà de cette situation patrimoniale, la nécessité d'organiser l'accessibilité de ces bâtiments en fonction de leur classement administratif et de priorités à définir est bien sûr d'abord une obligation légale et ensuite une priorité politique. Très rapidement, pour répondre de façon différenciée en fonction des différents bâtiments. S'agissant des ERP, les établissements recevant du public ou les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail, l'ensemble des opérations neuves ou de grosses réhabilitations intègrent systématiquement une mise aux normes PMR. Il en est ainsi, par exemple, des bureaux, pour citer quelques sites emblématiques de l'amphithéâtre du Ricante, de l'atelier mécanique de Baleone et du centre technique de Ciamanace, ou encore du couvent de Santa Lucia di Dalla. Il en sera bientôt de même pour le musée de la Corse et le bâtiment Hyacinthe de Monterre à Bastia, dans lesquels débuteront en 2026 des travaux tendant à leur mise en accessibilité PMR. Au sein de ces établissements recevant du public et des bâtiments destinés à abriter des lieux de travail, il faut organiser une différenciation selon que les bâtiments sont protégés ou pas au titre des monuments historiques. La protection s'applique par exemple pour le Palais Lantivy ou cet hémicycle auquel vous faites référence. Donc des dérogations, y compris concernant la mise aux normes PMR, doivent être sollicitées et accordées pour préserver le patrimoine architectural. Ici, nous avons pu d'ores et déjà réaliser certains aménagements, notamment pour faciliter l'accès aux espaces publics et presse. Alors, au-delà de cette présentation qui peut paraître trop optimiste, il est certain que la collectivité de Corse, comme l'État et comme toutes les collectivités, se trouve confrontée à un hiatus entre l'ampleur des travaux à mettre en œuvre et, bien sûr, les ressources budgétaires dont nous disposons. Donc, il y a déjà un premier travail qui a été mené à travers un inventaire exhaustif des biens
qui a permis également, selon une échelle définie au plan interne, de regarder la nature des travaux et de prioriser les interventions. Et cet état des lieux est en train d'être complété d'un audit patrimonial interne des immeubles bâtis, notamment pour vérifier l'adéquation de ces ressources bâtimentaires aux besoins et aux missions de la collectivité, envisager, au-delà des travaux de restructuration, leur coût de fonctionnement pour l'intégrer dans notre projection budgétaire globale, et également intégrer la nécessité de l'accessibilité des personnes en situation de handicap pour le cas où l'usage serait confirmé. Enfin, en complément de ces deux catégories de chantiers internes, une AMO a été sollicitée pour cibler et chiffrer, en cohérence avec cette échelle de priorisation, l'ensemble des travaux à réaliser afin d'assurer la mise en accessibilité programmée des ERP, propriété de la collectivité de Corse. Donc ça, c'est pour ERP, lieu de travail. Deuxièmement, les EPLE. Alors les EPLE, bien sûr, là aussi, priorité. Il y a un travail qui a été fait, et notamment l'Assemblée de Corse a validé l'agenda d'accessibilité programmée, qui est une obligation et qui porte sur l'ensemble des EPLE. Cet agenda a été approuvé par l'Assemblée de Corse en février 2016 pour un montant de travaux évalué à l'époque à 7,5 millions, mais en fait avec l'inflation il y a eu plus, et c'était une période qui était prévue pour s'achever en fin d'année 2025. Donc on fera le bilan de ce qui a été fait et on regardera ce qui reste à faire. Quelques opérations emblématiques, la cité scolaire Fèche, un coût global de 500 000 €, la cité scolaire de Montésor, les travaux sont en cours, 2 ascenseurs, rampes d'accès, signalétique, pour un coût global de 800 000 €, des travaux en cours également au Laetitia Bonaparte, tandis qu'à Corté, les DCE travaux est prêt. À Porti-Huit, l'opération a été annulée en raison d'une sous-estimation de l'AMO et d'un projet d'extension pédagogique en cours. Par ailleurs, des missions de maîtrise d'œuvre pour les autres EPLE sont lancées. Les EPLE ont été répartis entre 4 lots différents en fonction de leur taille, de leur localisation, etc. Troisième point, les médiathèques recevant du public, je tiens à votre disposition l'énumération. Et enfin, la situation des musées et des sites archéologiques. Or, les analyses sur la situation des sites et des musées est d'actualité, hein, on le sait. Vous avez vu que, bien que propriétaires, nous avons été informés, notamment par la presse, de ce que comptait faire l'État concernant les musées de la Corse. Je salue au passage l'engagement de l'ensemble des équipes de la collectivité de Corse, sous l'autorité de Madame Pecle, sur ce dossier qui est un dossier extrêmement complexe, mais dire que les musées, en fonction de leur architecture, ne peuvent pas proposer le même degré d'accessibilité. Construits après la loi de 2005, ceux de l'Altaroc et de Sartène répondent aux normes d'accessibilité. Le musée de la Corse, qui a ouvert ses portes en 1997, propose globalement de bonnes conditions d'accessibilité, mais qui seront améliorées à compter de l'année 2026. En ce qui concerne Aléria, la configuration du Fort Madre, qui est également classé monument historique, ne permet pas de répondre aux normes d'accessibilité. Vous savez que nous avons ouvert le bâtiment attenant, dit Maison Ross, espace d'accueil et de médiation, et celui-ci est plus accessible. Enfin, la configuration du musée Pasquale Bauli à Morosaille, monument historique également, eu égard à la configuration, rend pratiquement impossible une amélioration de son accessibilité pour les PMR et bénéficie d'une dérogation. Quant aux sites archéologiques, ils ne sont pas soumis à la loi 2005, mais ils peuvent prétendre à une labellisation selon leur degré d'accessibilité. Merci, Monsieur le Président. Je peux répondre, s'il vous plaît. Juste non, vous ne répondez pas. Non. Non, mais vous avez droit à 30 secondes. Ah non, mais ça marche comme ça, allez-y. Je vous ai posé la question également pour les personnes à mobilité réduite qui souhaiteraient siéger dans notre Assemblée. Eh bien, je pense qu'effectivement, alors, on fera chiffrer les travaux et évaluer leur nature pour qu'on regarde s'il est opportun d'engager ces travaux
avant qu'une telle situation ne se présente, ou si, en fonction de leur nature, ils sont susceptibles de se réaliser, par exemple, assez rapidement dès lors qu'on aurait obtenu la dérogation, pour pouvoir adapter les locaux si un collègue en situation de mobilité réduite devait être élu. On l'intègre dans le travail qui va être fait. Nous l'avons tous connu et nous saluons sa mémoire comme nous saluons la mémoire de celles et ceux qui ne sont plus parmi nous. Bien, merci Monsieur le Président. Je peux témoigner d'ailleurs pour avoir été partiellement handicapée pendant 3 mois que c'est pas facile, hein, et je n'étais pas forcément en fauteuil roulant, mais c'était très compliqué. Merci. Donc, nous allons passer la parole maintenant à Serena Battistini qui va poser une question sur la commande publique. Signor Presidente, en Corse, le secteur tertiaire, par l'étendue de son champ d'activité, concentre l'essentiel de l'activité économique et de l'emploi. Une part de ce secteur comprend la commande publique qui participe tel un levier de développement, d'investissement et d'emploi à l'économie insulaire. Mais aujourd'hui, cette commande publique, au lieu de dynamiser l'économie, contribue à son étouffement. Les entreprises corses font face à des freins structurels qui les empêchent d'être compétitives. Le surcoût du transport, l'absence de critères favorisant la proximité, la prudence excessive des banques qui ne prennent plus aucun risque et la dégradation des notations SFAC qui affaiblit leur solvabilité. À cela s'ajoutent les difficultés liées au crédit d'impôt dont le remboursement intervient souvent après 2 ou 3 ans, parfois partiellement, créant une tension de trésorerie insupportable pour les entreprises déjà fragiles. Nous avons d'ailleurs déjà porté ce sujet devant notre Assemblée. Dans ce contexte, l'UGAP, centrale d'achat de l'État français, accentue encore la crise. En effet, ce qui devait être un outil de simplification s'est transformé en logique monopolistique. Elle couvre désormais de nombreux domaines, matériel informatique, véhicules, mobilier, fournitures, énergie, etc. Les marchés passent désormais par elle, sans prise en compte des réalités des régions et territoires. Dans ce schéma monopolisé de l'administratif français, les fournisseurs retenus sont de grands groupes français ou internationaux. De facto, les entreprises corses sont évincées avec des conséquences désastreuses que cela suppose. Pire encore, au sein même de notre collectivité et de ses satellites, le recours à l'UGAP est devenu prépondérant. Ce recours concourt à détourner une part croissante de la dépense publique hors de Corse, altérant le tissu économique qu'elle devrait plutôt soutenir. Aujourd'hui, il n'existe aucune transparence sur le volume et l'impact des achats UGAP en Corse, mais leurs conséquences sont claires. La commande publique financée par l'argent des contribuables corses échappe en grande partie à notre économie, aggravant sa dépendance et sa sujétion. Nos collectivités et administrations doivent elles aussi faire évoluer leurs critères d'attribution, intégrer la proximité, la réactivité, le service après-vente. Ce sont des exigences concrètes adaptées à la réalité du territoire et indispensables pour redonner leur place à nos entreprises. Aujourd'hui, la situation économique est terrible, le tissu productif se délite, les marges disparaissent et les leviers économiques échappent toujours à la Corse. L'UGAP doit définitivement disparaître des marchés publics, spécifiquement celui inhérent à la collectivité de Corse. Notre question est la suivante. Comment comptez-vous, Monsieur le Président, redonner à la commande publique son rôle participatif à notre tissu économique, mettre fin au scandaleux monopole de l'UGAP en Corse? Comment envisagez-vous d'accélérer et sécuriser le crédit d'impôt et faire adapter les critères des marchés publics pour enfin favoriser la proximité, la réactivité et la survie des entreprises corses? Ringraziem. Ringraziabi. Dunque, o Presidente di Ladec che risponde. Avete la parola. Ringraziavi, Madame la Présidente. Madame la conseillère, votre question, je pense, va au contraire me permettre de démontrer combien la trajectoire de la collectivité de Corse est vertueuse en matière de commande publique. Vous l'avez dit, la commande publique en Corse aujourd'hui, c'est un outil de dynamisation de l'économie. Elle est portée essentiellement par les collectivités locales,
c'est plus de 85%. Et bien sûr, la collectivité de Corse est première en termes de commandes publiques. Je vais vous donner des chiffres parce qu'ils sont importants à entendre. C'est 234 millions qui ont été affectés à la commande publique en 2024 par la collectivité de Corse. 54% concernent des travaux, 30% concernent des services et 16% pour des marchés de fourniture. À ces 234 millions, on peut aussi ajouter les 70 millions qui sont fléchés chaque année dans notre investissement sur le soutien aux communes, aux intercommunalités et qui participent, vous le savez, en termes de réalisation de travaux par ces communes et intercommunalités, notamment à soutenir l'économie locale et les petites entreprises. Donc là, on a vraiment, vous pourrez le constater, un volume important lié à la commande publique et ça permet aussi, je pense, d'être une réponse à ceux qui laisseraient sous-entendre que la commande publique portée par la collectivité de Corse est en berne. Ce n'est pas le cas et les chiffres en témoignent. Ces chiffres témoignent aussi de l'intense activité de notre administration en matière de préparation et de dossiers de commande publique. Il faut aussi donc louer et saluer ce travail de l'administration sous l'autorité de la DGA, Madame Pecle. Quelques chiffres là aussi. 325 procédures ont été instruites en 2024, soit 775 lots. 167 procédures ont été notifiées dans l'année, soit 362 lots. Et enfin, 18 commissions d'appel d'offres ont été réunies. Donc un travail intense qui a mobilisé à la fois les élus de la commission, mais bien sûr les services. Pour soutenir cette démarche vertueuse, vous le savez aussi, notre collectivité, elle a adopté des dispositifs incitatifs en faveur de l'économie et bien sûr de l'emploi local. Dès 2022, je pense et je vois et je salue Alex Vinciguer, premier dispositif, le Corsican Business Act, dispositif qui vise à soutenir l'économie locale, puis fin 2022, le SPASER, schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables, qui lui, au-delà de l'économie, vise aussi à engager nos entreprises et nos démarches dans une vision de responsabilité sociale et environnementale. Donc là, il faut saluer tout ce travail qui a été mené, notamment au sein du SPASER, par le COPIL piloté par le conseil exécutif Guy Armanet, et qui se traduit concrètement. Là aussi, je veux vous donner des chiffres. 76% des titulaires des marchés de la collectivité de Corse disposent de leur siège social sur le territoire insulaire. 76%. 44% des titulaires disposent de leur siège social sur le Piemonte. Et 32% sont immatriculés dans le Cismonte. De plus, toujours en 2024, 48% de nos marchés ont été attribués à des PME, entreprises entre 10, au-delà de 10 salariés, 10 et 50 salariés, et 34% à des TPE. Et vous le savez, et vous l'avez souligné, le tissu local est majoritairement constitué de toutes petites entreprises. Mais le SPASER, le travail du SPASER a consisté aussi, et vous en avez parlé, à permettre l'adaptation d'un certain nombre de critères. Et il faut en parler pour qu'ils soient mieux adaptés à la réalité locale et à l'accès à nos entreprises locales à l'ensemble des marchés. À titre d'exemple, je peux vous citer l'accès à l'information, la publication des avis de publicité sur plusieurs supports de publication allant au-delà des obligations légales, la création de la plateforme régionale accès unique à toutes les procédures publiées par l'ensemble des documents d'ordre de la région. Deuxième critère, l'allotissement, qui a été un choix politique fort. En 2025, 95% des marchés sur les 307 publiés sont allotis et ont permis dès lors de favoriser l'accès à la commande publique des TPE et des PME. Autre critère, l'insertion de clauses permettant de la souplesse économique pour prévenir les difficultés financières. Autre critère, l'insertion des conditions d'exécution à caractère environnemental, je vous en ai parlé, sur les 82 procédures lancées depuis le début de l'année 2025, 82% comportent une condition d'exécution à caractère environnemental, alors qu'il n'y en avait que 50 en 2024. Vous voyez bien que là aussi, la trajectoire s'améliore. Et enfin, un critère d'insertion de clauses sociales,
là aussi, 42 lots comportant une clause sociale sont en cours d'exécution et ont généré 13 000 heures d'insertion, dont 1976 ont déjà été exécutées. Donc là aussi, une volonté affirmée de s'inscrire résolument dans cette vision sociale de l'exécution de nos marchés publics. Donc nous sommes extrêmement clairs sur cet engagement qu'on considère vertueux. Et enfin, concernant l'UGAP, là je pense qu'il faut remettre les choses en perspective. L'UGAP, ça représente aujourd'hui, au sein de la commande publique de la collectivité de Corse, moins de 5%, 4,45% exactement. Alors certes, ça fait des chiffres, parce que c'est plus de 10 millions, mais concentré, et vous en avez parlé, hein, sur deux types d'achats. Les véhicules pour 70%, les véhicules pour 70% et l'informatique, globalement, pour 30%. Là aussi, nous ne sommes pas restés inertes. Comme on en a déjà parlé à plusieurs reprises sur ce sujet, nous avons entrepris un certain nombre d'actions. Je vais vous parler d'une qui est significative que nous avons menée dès 2024, convention de partenariat avec l'UGAP, pour ce qui concerne l'achat de véhicules, poids lourds, engins et matériel divers à moteur. Cette convention, elle permet déjà qu'il est demandé que soient systématiquement livrés les moyens commandés à l'UGAP dans les concessions insulaires. Ces dernières perçoivent, vous le savez, ainsi une rémunération liée aux objectifs annuels en nombre de ventes fixées et donc l'objectif de nombre dans lequel sont ainsi maintenant comptabilisés les livraisons à destination de la collectivité de Corse, qui leur permettent donc à ces concessions, vous le savez, puisque ça marche de cette façon-là, à accéder à des bonis de financement. Deuxième aspect, il est par ailleurs exigé que toutes les premières révisions et prestations sous garantie soient systématiquement réalisées chez le concessionnaire local et facturées à l'UGAP. Donc vous voyez qu'on est conscient, y compris de la problématique que représentent chez nous les achats à l'UGAP, mais que là aussi, nous ne sommes pas restés bras ballants et que nous avons entrepris des démarches pour faire en sorte que cela profite aussi à nos entreprises locales et notamment au secteur de l'automobile et au-delà. Donc vous voyez, Madame la conseillère, que la commande publique, qui est, comme je le disais, un outil important de notre économie corse, mais s'inscrit aussi dans une vision politique que l'on assume parfaitement, et un projet politique qui vise à construire une économie qui s'appuie sur un développement local, durable, soutenable et équitable. Ringraziavi. Ringraziabi, Presidente. Resta una domanda a bocca, sarà quella fatta da Marie-Claude Branca per correre in fronte. Ah, sì, avete la parola. Grazie, Madame Presidente. Qualche giorno fa in Portiveggio l'andatura patriota in lotta e l'associato patriottico hanno messo in rilievo un nuovo problema che tocca un anziano prigioniero politico. Il ricuso di squassare a misura finita che di un impedimento dai fucili di caccia. Recusando di squassare questa misura e recusando dunque di fare i primi gesti di appacciamento per la discussione nel progetto di autonomia, a giustizia e allo Stato francese un rispetto animico all'impegnabilità di febbraio di 2025 da un ministro francese di giustizia, che toccavano le misure figette finite e il problema di lamenti. Recusando di sguassare questa misura, la giustizia e lo Stato francese recusano il diritto di stanziare ai prigionieri di partecipare a ciò che face parte della nostra maniera di campare, come la pratica di agaccia tramandata da sempre nella nostra società, e li recusano dunque una vera reinserzione sociale. Su recuso, come recuso di squassare vigette e lamenti, mostra abbiamo il disprezzo e la volontà di sottomissione storica di Avranches e di Petara Corsica. Si è visto che da poi alla conferenza stampa di Portiveggio altri esempi che mostrano l'importanza di codici di sicurezza interna adatto a Francia e che costituisce una nuova ingiuria alla questione degli anziani prigionieri politici corsi. L'organizzazione patriottiche concernati hanno pedato prime iniziative per
per far venire queste misure intollerevoli di scelte discriminatori che hanno per scopo di mettere militanti politici fuori dalla società. Di più, è un'offesa alla nostra libertà. Oggi, Presidente, che ne pensate di fare solo in cui rappresentazione dell'insieme di gruppi rappresentati all'Assemblea di Corsica per accompagnare o se no rinforzare questa domanda e ottenere una risposta chiara non a questo punto. Vi ringrazio. Ringraziabi, Dio Presidente di Lesegudi o Ghibada risponde. Ed risponde in corte parole a tempo a vostra questione, me ne ringrazio e alla domanda della nostra collega Vero Pietri per rapportare a nozione di Bobolo Corso. Il Bobolo Corso è augure di un nostro impegno di voi sempre. Abbiamo scelto una strada attraverso la revisione costituzionale che è una tappa importante di lotta di un nostro popolo per la sua riconoscenza. E dunque a cercare di affrontare su basso il più presto possibile per permetterci di avere i primi mezzi di nostra salvezza. Abbiamo previsto, ben ricordate, e la mozione era stata votata di luglio 2023, di far riconoscere il popolo corso di un accordo politico che da credo sarebbe stato costituzionalizzato. Non è mica questa strada è stata scelta per un momento, ma l'azione ferma sempre nelle nostre menti. Per arrivare alla questione dei prigionieri politici, è una questione di premura per un movimento che voi rappresentate, ma dicevo che è una questione di premura per tutti i nazionalisti e al di là dei nazionalisti penso che questa assemblea ha avuto l'occasione a parecchie riprese di esprimere di maniera ufficiale e unanima la sua volontà di integrare la questione di risoluzione di un conflitto in tutti i suoi aspetti in della soluzione globale che noi cerchiamo di costruire. Dunque siamo stati insieme per portare questa rivendicazione e saremo insieme in delle settimane e i mesi a bene per far che la sia piada in conto. Per allargare un po' il proposto, penso che di poi qualche settimana ci sono stati parecchi segni che ci devono inquietare o manco interrogare. Non rimango mica nella decisione della giustizia di rimettere in libertà un militante sostenuto da Gori in fronte, di sicuro ne siamo soddisfatti per lui, per la sua famiglia e per noi tutti, ma al di là di suo fatto giudiziario c'è ciò che si passa a livello politico. Allora è vero che ci può essere la scusa di una situazione politica globale in Francia che è torbia e che forse ha impedito i responsabili di i governi di rispettare il calendario che era stato adoprato. Ma il fatto si sta che ci sono stati parecchi segnali negativi. Il primo è il fatto che la parola data dal ministro della giustizia quando è venuto in Corsica è per un momento non è mica per un momento rispettata. La parola data era di trattare il problema di un vigente attraverso una legge specifica per i corsi. Ha piato questo ingaggiamento, l'ha piato davanti a me, l'ha piato davanti al vostro capigruppo e l'ha piato davanti agli eletti dell'Assemblea, compresa la Presidente dell'Assemblea di Corsica. Dunque di sicuro io non bene avremmo rimintato al Ministro e i suoi promessi. Al di là dell'affare dei prigionieri politici c'è stata la decisione resa pubblica di un'amica seguita all'agnanza, o più esattamente all'informazione data nel fondamento dell'articolo 40 dai due deputati all'epoca Laurent Marcangeli e Jean-Félix Acquaviva nell'inchiesta di Ivan Colonna. Questa risposta di istituzione giudiziaria non ci può mica conbene. Siamo numerosi a pensare che non c'è mica stato sino a oggi la volontà di istituzione francese di permettere di capire ciò che si è passato in questo affare, che è un affare gravissimo e dunque più che mai tenga a rammentare
ciò che non ci sia per Ivon Colonna e per la sua famiglia, a giustizia e a verità. Il terzo punto fa parte dell'attualità, ne voglio mica parlare di maniera lunga a ne parleremo, abbiamo previsto a vostra iniziativa, signora Presidente, una riunione di presidenti di gruppo, non so di parlare davanti all'Assemblea, a decisione resa pubblica che era prevista di cacciare da un giorno a un indomani il rettore Remi Paolini di Usobosto, non può essere capita che come una decisione politica contro un funzionario, ma al di là di un funzionario contro la politica messa in ballo sotto l'autorità di un rettore. E in quadro di questa politica c'è, sappiamo tutti, a piazza riconosciuta infine da un sistema educativo alla lingua corsa e alla necessità di un sistema educativo pubblico organizzato in giro a nozioni di bilinguismo e di insegnamento immersivo. Quarto e ultimo punto che ci deve inquietare, abbiamo abbiato conoscenza di una proposta di calendario istituzionale fatta dal governo al Parlamento e abbiamo notato con sorpresa e inquietudine che per un momento la questione della revisione costituzionale della Corsica non è mica scritta all'agenda parlamenare, allora che l'ingaggiamento contrario era stato pigliato dal governo. Ultimo punto, ma ne parleremo, ci avremo in dei parecchi cartolari economici e sociali che allora che siamo in una situazione detta d'affare courante, in cui gli affari pubblici di un governo e di uno Stato devono essere accompagnati senza decisioni politiche, che ci sono decisioni politiche non dette che vanno contro le decisioni dell'Assemblea di Corsica e che fa di noi un grosso problema. Dunque, sapete, di avere l'occasione di incontrare normalmente la settimana prossima il Ministro dei Trasporti per questioni, fra altre, di continuità territoriale e di fiscalità ecologica adoperata a specificità di un territorio isolano e a scontrare di noi il Primo Ministro. Dunque sarà per me l'occasione, a nome nostro, di parlare di tutti questi affari e spero e domandare che le scelte di un governo e di un Stato siano chiare e che le siano un solco di ingaggiamenti che sono stati pigliati, che lo sia nel quadro della revisione costituzionale, nel quadro di aver preso in conto gli interessi economici e sociali della Corsica e di un popolo corso, o che la sia nel quadro che è di premura maggiore per noi tutti di un regolamento definitivo della questione dei prigionieri politici. Ringraziabi oggi Presidente e mi compio a seduta di domande a bocca. Allora, qualche parola prima di va a Diama. Prima vorrebbe rammentare che parecchie persone se ne sono andate, come sempre, ma orosamente la prima persona di Antonio Garlotti, certi l'hanno conosciuto in Piadia, che era un segnatore conosciuto da parecchie gente, e di noi di gente che sono qui. Antonio Garlotti detto Grutino, lo chiamavano Grutino, il suo cognome. Di un uomo
Capagiawa e i dolori di Ugabu, i dolori di Ugorpu, e che ha una capacità a ascoltare gente, a dare consigli, e poi di noi, di sicuro, a curare gente. La sua sparizione lascia un biodo, di sicuro, perché non ce n'è più tanto, e bisognerebbe che ci ha pensato che gente che sanno usignare non ce n'è più tanto. E poi questa disparizione mi fa pensare, dopo il discorso, a risposta di un presidente di l'esecutivo non alla Igida, che di sicuro abbiamo bisogno di una riflessione non alla Igida, che dia un concetto moderno, ma di noi non alla religione, che noi conosciamo, ma di noi non a una forma di spiritualità, perché c'è a fare, c'è alla Igida, c'è la religione, e poi ci sono a fare, gente che pensano e che credono in nostra fare. E penso che la nostra riflessione qui in questa assemblea non alla Igida, una riflessione a bene, e sono d'accordo Presidente con voi, un po' mica mette da parte questa maniera di noi di pensare e di curare gente. Dunque c'è una necessità di considerare che la nostra identità non è mica semplice come tutte le identità individuali o collettive. Notre identité, comme toutes les identités, est complexe, elle est multiple, surtout, qu'elle soit individuelle ou collective. Et je pense que c'est à partir de ce postulat-là qu'il conviendra de travailler sur cette question. En tout cas, je souhaitais, en ce début de session, avoir une pensée pour Croutine, qui a apaisé de nombreux mots, MAUX, avec ces mots pendant plusieurs années. Ecco, Pugliavala veramente di gore. Voglio di noi avere una pensata per anziani eletti, se ne è andata all'Ederno Jean-Paul Simoni, che di raggiunto un mere di Brado di Duelina, di Boi Barentiani, di noi Simone Marcaggi, che dirà consigliere municipale di Petretto Bicchisa, e Charles Lepidi, l'avevamo conosciuto di parecchi Gui, che se ne è andato di noi, ero prima aggiunto di Meria di Dallone, io l'ho conosciuto da un'altra vita all'università, al barco regionale di noi, e lascia di sicuro anche una famiglia disperata, mi va veramente bene. Dopo ci sono agenti di noi che se ne sono andati, c'è M. Claude Malaroni qui était vaguemestre à la retraite, qui travaillait à la collectivité antérieurement, et puis François Pompey qui était également à la retraite, le pauvre, depuis le mois d'août. Voilà, depuis le mois d'août, et Andada Ridirada, c'était le chef de secteur APE à Ota, dans la région d'Ota-Piana. E se ne è andata anche all'Ederno. Pensiamo alle famiglie di tutte queste gente, a Eli di sicuro, a quelli che sono partiti, ma di noi, a queste famiglie. Oggi il Presidente Biogo a parola. Voglio avere anch'io una pensata più particolare per Charles Lepidi, che se ne è andato di maniera subitanea, sappiamo, un militante nazionalista, era prima giunto della comunità Dallone, al di là del suo impegno politico, associativo, culturale, siamo parecchi a averlo conosciuto tanti anni fa, per conto mio, l'ho scontro all'Università di Corsica, più di 40 anni fa. Dopo era entrato a EDF, ha fatto una carriera a EDF, tiene a caro assai il suo paese, di Dallone, il suo Rudione, a Corsica, appassionato di cultura, di sport, di scambi, d'apertura, lascia una famiglia commossa da sua sparizione subitanea, voglio pensare a sua moglie, ai suoi figli, ai suoi sorelle e a tutti i suoi amici, militanti, ma al di là tutti quelli che l'hanno conosciuto e che hanno avuto la fortuna di incontrarlo, perché era quel che sia
che rendia all'altri più buoni. Dunque pensiamo a Ello e se n'è andato troppo presto. Cercheremo attentamente di uso ricordo. Ringraziabi. Dunque Mavadia. Angelini Jean-Christophe, rappresentato. Antonini Daniele. Arrighi Véronique. Battestini Serena. Benedetti Paul Félix. Beccherai Didier, rappresentato. Bori Jean-Marc, rappresentato. Borromei Vanina. Branca Marie-Claude. Caitucoli Paul Joseph. Campana Françoise. Casano Nicolai Paul. Casano Servas Marie-Hélène, rappresentata. Ciappini Angèle. Cognetti Turchini Cathy. Colombani Anna Maria. Colonna Romain. Combette Christelle. Dansari Frédéric. Duval Santa. Fanny Muriel. Filippi Petrantoni. Francisci Paoli Lisa. Galonidis Eveline. Gionga Pierre. Giabigoni Jean-Charles. Giacometti Piré da Josefa. Guidoni Pierre, rappresentato. Le Beaumain Vanina. Le Mao Gian Santo. Lucchini Jean-Jacques, rappresentato. Luciani Don Joseph, Socqui. Luciani Antonia. Luciani Saverio. Marchetti Sandra, rappresentata. Mariotti Marie-Thérèse, rappresentata da Christelle Combet. Mattei Flora. Maupertu Marie-Antoinette. Et qui voilà. Mela Georges. Mondoloni Jean-Martin. Mosca Paola. Nivagioni Nadine, rappresentata. Panzani Jean-Paul, rappresentato. Pedinieri Chantal. Pieri Marianne. Pietri Véronique. Poli Antoine, rappresentato da Poli Pierre. Poli Pierre. Ponzevera Juliette. Pozzo di Borgo Louis. Profisi Jean-Noël. Quastana Paul. Saveli Jean-Michel, rappresentato. Saveli Joseph. Seateli Jean-Louis, rappresentato. Sorba François, rappresentato. Terrighi Charlotte. Tiberi Giulia, rappresentata. Tramoni Elisa. Valdrighi Hervé. Vanni Hyacinthe, rappresentato. Vinciguerra Alex e Volimacci Charles. Ecco. Oggi Presidente di l'esegudi, signore e signore i consiglieri esecutivi, signore e signori i consiglieri all'Assemblea di Corsica. En ce mois d'octobre rose, je ne peux débuter cette session sans avoir une pensée pour les femmes atteintes d'un cancer du sein, pour celles aussi qui ont succombé à cette maladie, une pensée pour leurs familles, pour leurs amis. Et ici, nous avons tous connu quelqu'une qui en était atteinte. Cela ne doit plus être. Les progrès des thérapies autorisent aujourd'hui d'y survivre et de connaître la rémission, à condition, bien évidemment, que le mal soit détecté au plus tôt. Et aussi, dans le sillage des associations présentes aujourd'hui à cette session, que je remercie, je ne saurais recommander de renforcer la prévention par tout moyen possible. Nous devons être reconnaissants à ces hommes et à ces femmes du corps médical, du milieu associatif qui inlassablement réalisent un travail formidable de sensibilisation, d'alerte et d'accompagnement. Un grand merci à toutes et à tous. Notre système de santé insulaire s'est d'ailleurs enrichi récemment d'un institut du cancer du sein à l'hôpital d'Ajaccio qui permettra aux patientes corses, par une meilleure coordination des soins, d'être prises en charge dès les prémices de la maladie, augmentant ainsi les chances de guérison. On ne peut que se féliciter du fait que la recherche publique et la médecine aient permis de tels résultats pour les malades et leurs familles. On doit se féliciter aussi parce que ce qui permet de qualifier un haut niveau de développement
développement et de progrès d'un pays, mais aussi d'une région, c'est notamment une offre de santé publique élevée et accessible à tous. Et les Français, d'ailleurs, sont très inquiets à ce sujet. Un sondage Harris mené il y a quelques semaines révèle que 61% des personnes interrogées considèrent qu'en 2035, donc dans 10 ans, l'accès aux soins en France se sera encore dégradé. En Corse, nos inquiétudes sont encore plus fortes, car nous sommes dépourvus de CHU et en miroir, nos attentes ne sont que plus légitimes. Et si nos rencontres de l'été avec la ministre Vautrin, d'une part, et le ministre délégué à la Santé, Yannick Neuder, nous ont partiellement rassurés, nous devons rester pleinement mobilisés pour l'obtention d'un CHU innovant, partenarial, en réseau, adapté aux pathologies dominantes sur notre île. L'État s'est engagé, l'État doit respecter sa parole. Nous pourrions en dire tout autant de la justice, qui constitue aussi d'ailleurs une caractéristique forte du fonctionnement démocratique des pays développés. Comme chacun l'a appris la semaine dernière, la demande d'enquête de l'Assemblée nationale relative à l'assassinat d'Yvan Colonne a été classée sans suite. Ainsi, au moment même où, dans les médias nationaux, est soulignée la dangerosité des prisons françaises dans le contexte de l'emprisonnement d'un ancien président de la République, au moment même où l'argument de dangerosité est défendu par de nombreux journalistes, élus, observateurs, à l'aune de ce qui s'est passé dans la prison d'Arles le 2 mars 2022, lorsqu'un détenu radicalisé étranglait pendant 9 minutes dans la salle de sport Yvan Colonne sans que personne n'intervienne, eh bien, au même moment, la justice de la République classe sans suite l'enquête administrative demandée en 2023 par l'Assemblée nationale à l'initiative des députés Acquaviva et Marcangeli. Le 14 octobre dernier, le procureur de Tarascon a en effet considéré qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre plus avant les investigations sur les potentiels dysfonctionnements de l'administration pénitentiaire, alors même que de nombreux doutes subsistent, notamment sur l'absence de données captées par les caméras de vidéosurveillance lors des faits. Cette décision n'a pas manqué de jeter le trouble, a épaissi le doute et suscité une certaine émotion dans notre île. Émotion légitime tout autant que l'était la demande de vérité sur ce drame. Domandemmo giustizia e verità per Yvan Colonne. Domandemmo per ello, ma domandemmo di no per la sua famiglia, per i suoi amici, per la gioventù corsa, per tutti i corsi. Ognuno ha il diritto di sapere ciò che lui è passato quello giorno. Abbiamo tutti bisogno di capire una storia come questa, che ha ciambalato veramente a Corsica mentre 2 mesi e al di là, deve ricevere una spiegazione. Tutto deve essere chiarito. Émotion donc, mais aussi incompréhension, alors que l'État s'était engagé à faire toute la lumière sur cette affaire. Là encore, l'État s'est engagé, là encore, il doit respecter sa parole. Enfin, alors que nous débattions la semaine dernière à l'université dans un colloque relatif à la singularité des îles, il a été rappelé par plusieurs chercheurs venus de Sicile, de la mer Égée, des Açores, des Canaries, que les territoires avec des compétences autonomiques auront la possibilité de mener plus facilement une négociation tripartite avec l'État membre et la Commission européenne pour la période post-2027. Je vous rappelle que dans un prochain cadre financier pluriannuel, après 2027, qui se décide à l'heure actuelle, pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne et de la politique de cohésion, la politique agricole commune, la politique de cohésion, le Fonds social européen et le FEAMPA, donc destiné à la pêche, appartiendront au même chapitre budgétaire. De surcroît, la gestion d'une grande partie de ces fonds se ferait de manière centralisée et fongible. Autant dire que le principe de subsidiarité
sera mis à mal. Seules, dans ce contexte, les régions autonomes, continentales ou insulaires d'ailleurs, pourront négocier leur prochaine dotation dans ce qui viendra se substituer à la PAC et à la politique de cohésion actuelle. Leur statut d'autonomie les protégera de la vague centralisatrice qui déferle sur l'Europe. L'autonomie, on le constate, se révèle être, une fois de plus, un amortisseur et un atout. Sur ce point, retenons que dans son discours de politique générale, le nouveau Premier ministre a appelé à un nouvel acte de décentralisation, tout en rappelant le souhait de l'État d'aller au bout du processus d'autonomie engagé pour la Corse. Dont acte. Mais nous avons appris cette semaine que la Corse ne figure pas pour l'heure à l'agenda du Parlement. Là encore, l'État s'est engagé, il doit donc, là encore, respecter sa parole. Alors, d'aucuns pourraient objecter que le nombre de fois où l'État a donné sa parole et ne l'a pas tenue dans l'histoire politique de ce pays est déjà bien grand, sans besoin d'y rajouter les promesses non tenues concernant notre île. Et nous savons tous ici, de plus, que l'État s'exprime en plusieurs langues, celle des gouvernements qui passent trop vite parfois, celle du législateur qui est prolixe en normes et celle des juges qui surprend tout autant qu'elle désole. Dans une île qui n'aspire qu'à la paix, mais où les équilibres sont très précaires, où un battement d'ailes de papillon déclenche une tornade, et il ne s'agit pas d'ailes de papillon, bien sûr, la parole d'un État, celle de l'État français, ne peut là encore se dérober. Oggi Presidente, care e cari consiglieri, quale che la sia la situazione politica francese, lo Stato deve mantenere i suoi batti per la salute e a base di stisula, fa che i corsi possano curarsi senza affrontare il mare, sostiene la modificazione della Costituzione a pro dell'autonomia della Corsica, fa udiare una volta per sempre anante l'assassinio di Ivan Colonna. A ringraziarvi. Allora, seboside vi ringrazio, seboside da consentu e ma principia i nostri lavori, so appena più di mezzogiorno. Dunque, voglio ringraziare di noi i traduttori che sono qui, che ci accompagnano in questa sessione. Prima di tutto vorrebbe sommettervi un processo verbale dell'ultima volta, dirà al principio di un mese, il 3 ottobre, avete una rimarca sul processo verbale? No? Allora metta a voto qual è chi è contro, qual è che vota mica, astensione, qual è chi vota pro, tutto il mondo. Ecco, a ringraziarvi. Allora, mi giro verso l'esecutivo, perché in commissione permanente avevamo detto che forse passerebbe un rapporto stamattina. C'è un piccolo rapporto, un avviso sollecitato da parte dello Stato per la nostra Assemblea, un progetto di decreto che ripiglia un'epoca di misure sono state messe in ballo per l'organizzazione e il funzionamento di istituzione giudiziaria di un rapporto 286. On a des bouts. Ok. Donc, quelques mots simplement de contexte. Ce projet de décret vient en fait prolonger dans le domaine du fonctionnement du Conseil des prud'hommes des mesures qui ont déjà été arrêtées en 2022 et à propos desquelles notre Assemblée avait été consultée. Ces mesures
concerne la Corse et l'outre-mer. Il s'agit en fait de pouvoir recourir de façon ponctuelle à l'affectation de personnel de justice au sein des tribunaux judiciaires des territoires concernés lorsque l'activité ne peut être assurée de façon continue et opérationnelle. En fait, ce sont des greffiers titulaires dans d'autres juridictions qui, pour une période donnée, peuvent être affectés en renfort dans les juridictions d'outre-mer et de Corse. Cette disposition a été mise en œuvre de façon générale dans les greffes, notamment des tribunaux judiciaires. Elle est aujourd'hui reprise et transposée dans le fonctionnement du Conseil des prud'hommes, donc les deux conseils des prud'hommes d'Ajaccio et de Bastia. Donc, que dire sur ce projet de décret et quel est l'avis que propose à la sagacité de l'Assemblée de Corse le Conseil exécutif? En gros, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous, ce que nous vous demandons, enfin, ce que nous pensons être un bon positionnement, c'est de reprendre ce que nous avions dit en 2022 en le complétant de ce qui s'est passé depuis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? D'abord, je me suis rapproché des magistrats, notamment de la première présidente, et des bâtonniers d'Ajaccio et de Bastia pour savoir ce qu'avait donné l'application du décret général. Bon, aucune application, il n'y a eu aucun personnel qui est venu pour une période courte en renfort des effectifs. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des besoins. Il y a des besoins, mais pour l'instant, on ne crée pas de postes. Et à cet égard, on verra si les créations de postes qui avaient été annoncées à l'époque seront mises en œuvre ou pas. Donc, le décret principal n'a pas eu d'application. On ne voit pas comment le décret particulier au Conseil des prud'hommes pourrait en avoir un peu plus. Maintenant, sur le fond, voilà, ce que je tiens à rappeler, c'est que nous avions constaté ensemble à l'époque qu'il y avait des besoins, et des besoins en poste pérenne, et nous avions exprimé notamment dans une motion de l'Assemblée de Corse qui avait été présentée par notre collègue Paola Mosca, notre volonté qu'il soit mis fin à ce qu'il faut bien appeler un processus de décorcisation des emplois, notamment dans l'institution judiciaire. Alors nous, on a longtemps porté, nous continuons de porter le concept de corcisation des emplois, beaucoup de difficultés à le mettre en œuvre. Par contre, un concept qui rencontre beaucoup plus d'efficacité, c'est celui de décorcisation des emplois, notamment dans les administrations d'État. Il suffit de discuter avec les praticiens, par exemple les avocats, pour se rendre compte de l'évolution sociologique, que ce soit au niveau des magistrats ou au niveau des greffes et des secrétariats. Il y a 20 ans encore, lorsque, à l'époque, j'exerçais les fonctions d'avocat, eh bien, vous aviez de façon régulière et courante des interlocuteurs, qu'ils soient magistrats, greffiers ou secrétaires, qui étaient corses, d'origine corse. Aujourd'hui, ce que me disent les confrères ou anciens confrères avec lesquels je discute, eh c'est que concrètement, il n'y a plus un Corse, où c'est véritablement l'exception, ni chez les magistrats, ni chez les greffiers, ni dans les secrétariats. Et pourtant, ce n'est pas parce que les Corses se sont détournés de ces professions. Et ce n'est pas parce que les Corses ne souhaitent pas rentrer. C'est tout simplement, à mon avis, parce qu'il y a une politique non dite, mais bien réelle, eh bien, de ne pas permettre aux Corses d'exercer ces fonctions-là en Corse. Donc, ce que propose le Conseil exécutif de Corse, dans la continuité de la motion qui avait été adoptée le 31 janvier 2025, mais également dans la continuité des propositions contenues sur ce chapitre et cette question dans la délibération dite anti-mafia du 28 février 2025, constater qu'avoir, entre autres, des magistrats, des greffiers et des secrétaires d'origine corse dans les juridictions de Corse est un élément de nature à contribuer à la reconstruction du lien de confiance entre les Corses et l'institution judiciaire. Et donc, ce qui est proposé par le Conseil exécutif à l'Assemblée de Corse, c'est de prendre acte
de cette sollicitation d'avis, d'émettre un avis réservé dans la mesure où ce décret, on l'a vu, n'a pas véritablement connu de modalités d'application concrètes, mais par contre de rappeler notre demande d'appliquer la notion de centre des intérêts matériels et moraux aux emplois de magistrats et de fonctionnaires, aux fins d'organiser la nomination prioritaire de candidats d'origine corse ou ayant avec la Corse, comme formulé par délibération du 28 février 2025 et par délibération concernant le corps enseignant du 31 janvier 2025. Merci, Monsieur le Président. Alors, qui souhaite s'exprimer? Marianne. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. L'avis que vous nous demandez et votre rapport nous renvoie effectivement au débat que nous avions eu dans cet hémicycle en décembre 2022. Le décret visant de faciliter le détachement de greffiers pour répondre à la demande, une facilité de délégation ponctuelle dans les tribunaux, comme ça existe déjà en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que ponctuellement, il y a des délégations qui sont faites de 3 mois par année civile et qui peuvent être renouvelées une fois. Vous vous félicitiez à l'époque que la Corse connaisse le même sort que l'Outre-mer dans cette opération de renforcement de personnel, en espérant probablement un parallèle politique. Nous l'avions vu de façon beaucoup plus pragmatique, en considérant que ça pouvait aider les juridictions insulaires face à une situation d'engorgement structurel. Le rapport aujourd'hui s'inscrit dans cette continuité, bien que la délégation d'agents de greffe dans les territoires insulaires, où les juridictions relèvent de la même cour d'appel, effectivement, n'a pas été mobilisée. Ça n'a pas été mobilisé en fait parce que c'est circonscrit à la cour d'appel de Bastia, entre juridictions. Je pense que ce décret, il est peut-être un peu plus intéressant dans la mesure où il est ouvert aux tribunaux, d'après ce que je crois comprendre, autres que ceux les tribunaux insulaires. Le point 5 de l'article 1 du décret propose d'instaurer une nouvelle garantie au dispositif en prévoyant une consultation du président du Conseil des prud'hommes lorsqu'un agent de greffe est susceptible d'y être délégué. Notre groupe y est favorable. Votre rapport évoque un décalage avec l'application réelle du dispositif. Vous privilégiez bien évidemment le renforcement d'un effectif périn, ce en quoi effectivement on ne peut aller que dans votre sens, mais aujourd'hui cette proposition, elle a au moins le mérite d'exister. Ensuite, vous parlez effectivement de la corcisation des emplois dans le judiciaire. Alors là, moi j'appelle à la prudence, Monsieur le Président. Effectivement, la notion, vous mobilisez la notion de centre des intérêts matériels et moraux pour exiger des magistrats et agents insulaires qui doit être envisagé, je pense, avec prudence. Vous, effectivement, même en tant qu'ancien avocat, je pense que vous n'êtes pas sans ignorer que c'est un peu délicat pour un magistrat corse d'exercer sa profession à domicile. C'est jamais très aisé, dans la mesure où, je dirais, même s'il n'y a pas d'empêchement général pour un magistrat d'exercer sa mission à domicile, il y a quand même ce devoir d'impartialité et nous sommes sur une île petite, avec une démographie qui est petite, donc l'impartialité doit être exemplaire. Donc la seule incompatibilité géographique formelle concernant une activité de magistrat ou d'auxiliaire de justice est par exemple pour un avocat qui aurait voulu devenir magistrat ne pourrait pas, en fait, pendant une durée de 5 ans, revenir exercer sa profession de magistrat dans le lieu où il a exercé sa profession d'avocat. Et ça, c'est une décision, enfin, une ordonnance de 1958. Donc, c'est pas impossible, je dirais, d'exercer à domicile, c'est pas impossible, mais moi j'appelle à la prudence et surtout, bon, éventuellement à l'abstention ou éventuellement au dépaysement. Bon, la prudence est requise pour les magistrats insulaires qui souhaiteraient exercer leur magistrature en Corse.
Quant à l'avis réservé que vous proposez de rendre dans l'article 2, bon, nous, on ne le partage pas. On estime qu'il a au moins le mérite d'être là et d'exister. Je n'ai pas vu dans le rapport les avis des bâtonniers et des présidents des conseils des prud'hommes, qui sont, eux, les premiers juges à apprécier ce projet de décret. Donc, je vous pose la question, Monsieur le Président. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, Romain Colonne et Paul Félix. Merci Madame la Présidente. Moi, je crois que la question, sans rentrer dans la technicité ou de la répartition entre les cours et les tribunaux, je crois que la question qui se pose et qui finalement a été posée d'une manière ou d'une autre par notre collègue, c'est de savoir sur le point de l'exercice des responsabilités par les Corses, savoir si les Corses peuvent exercer un certain nombre de responsabilités dans un certain nombre de domaines. Nous avons l'outrecuidance de penser que oui. Parce qu'il en va de notre vision politique et des affaires de la Corse. Parce que j'ai envie de vous dire, la question que vous posez, pour légitime qu'elle soit, elle pourrait s'appliquer aussi aux représentants politiques et dire est-ce que nous, avec les décisions que nous devons prendre, est-ce que nous sommes à même en tant que Corse de prendre ces décisions-là en sachant qu'il peut y avoir telle ou telle pression ou la promiscuité puisque c'est ce que sous-tend votre intervention. Donc nous, je le dis très, très sereinement, on est totalement pour la défense et je parle d'autant plus volontiers qu'à côté de moi se trouve la porteuse ou le porteur de la motion qui nous invitait à définir les centres d'intérêt matériel et moraux. Je ne dis pas que c'est une chose aisée, mais la motion se reportait spécifiquement au corps enseignant. Et donc, moi j'entends ce que vous dites, mais on pourrait multiplier vraiment, hein, j'insiste, la réflexion sur tous les corps de métier et tous les fonctionnaires. Nous ne disons qu'en Corse, les fonctionnaires, prioritairement, pour ceux qui se réclament du peuple corse, doivent pouvoir bénéficier à un moment donné de mesures favorisant soit le retour pour ceux qui sont sur le continent, soit d'accès à l'emploi privilégié à compétences égales, bien évidemment, mais je crois que c'est important qu'on le rappelle, de ne pas laisser penser que les Corses, demain, dans un pays souverain qui exercerait des responsabilités ou de hautes responsabilités telles que nous le souhaitons et telles que nous le faisons au quotidien, ne pourraient pas exercer ces mêmes responsabilités au seul prétexte qu'ils seraient Corses. Merci. Merci, Monsieur le conseiller. Paul Félix, Benedetti. On n'est pas du tout réservé sur le positionnement. On est contre. Le greffier en Corse a historiquement été l'espace corse dans un tribunal où souvent, je dirais, la hiérarchie judiciaire n'était ni corsophone ni d'origine corse. Et le greffier était le trait d'union pendant de très nombreuses années entre des populations corses, corsophones et une justice de langue française. Et ça a été des facilitateurs. Historiquement, le greffier est l'équivalent pour un juge, pour un procureur, pour un président de tribunal, de ce que peut être un chauffeur à un sous-préfet ou à un préfet. C'est la constance de la Corse, c'est la mémoire d'un tribunal et on n'entrevoit pas qu'il y ait ouverture à des vacations externes. Parce que qui dit petite ouverture, dit grande porte, dit pénétration totale et violation d'un esprit qui prévaut depuis plus de 2 siècles. Il y a eu l'an dernier 400 postes de greffiers ouverts au concours. Le concours de greffier est ouvert à des titulaires d'un bac+2 ou bien, par concours interne, à des agents territoriaux ou des agents d'État qui ont 4 années d'ancienneté. Il appartient aux professionnels concernés de faire œuvre de prosélytisme par rapport aux étudiants corses et aux étudiantes corses, par
aux salariés des collectivités de toute forme qui sont en Corse pour éventuellement passer le concours. Je ne pense pas que ce soit un métier trop désagréable, il n'est pas d'une haute rémunération, mais il offre quand même de la stabilité et il y a quand même la traite d'une forme d'un certain rang. Et il est paradoxal qu'avec le nombre de chercheurs d'emploi que nous ayons, sachant que le taux de réussite au concours est très élevé, ce n'est pas un concours qui est d'une difficulté absolue et qu'on n'arrive pas à positionner des Corses sur cet espace-là. Bien qu'indépendantiste, on est pour un état de droit, on est pour qu'il y ait des juges en Corse, on est pour qu'il y ait des policiers en Corse, on est pour qu'il y ait des greffiers et on est pour qu'il y ait des chauffeurs pour des fonctionnaires qui seraient par contre des fonctionnaires corses et pas des préfets et des sous-préfets. Y a-t-il d'autres interventions? Pierre Giong. Vi ringrazio, Madame Presidente. Al di là della problematica della giustizia, il vostro rapporto pone la questione di sparizione di funzionari d'origine corsa nell'amministrazione di Stato e penso che sia una politica che è possuta e noi che siamo per l'autonomia dobbiamo domandare per ciò che fermerà l'amministrazione di Stato che ci sia una proporzione importante di gente d'origine corsa. Et donc, si ma approdi vostro rapporto, ma pudiamo. Saverio Luciani. Merci. Non, moi, j'ai une vieille formule que j'avais lue quelque part, que j'avais entendue. On faisait référence tout à l'heure aux 300 ans de la naissance de Paoli. Rappelez-vous que la révolution corse de 1729 est part justement de la justice génoise. Quelqu'un avait dit un jour, au risque d'en choquer quelques-uns ici, la Corse n'est pas la France comme la Corse n'était pas Gênes. Et tout ceci a entraîné 200 ans de revendications, de combats. Alors, on arrive là, on effleure le grand débat et de l'autonomie et de vivre et travailler au pays, et surtout de la conciliation des emplois. On s'est battu pendant des années, certains se battent encore. Un de mes collègues a évoqué la question enseignante, où finalement on se retrouve avec de gros problèmes. Encore aujourd'hui, sur les mutations, sur le droit pour les capétiens, donc les professeurs certifiés de rester ici après une année de stage. Tous les ans, on remet sur la table la question. Donc on est quelque part dans une société qui est quand même prisonnière, en quelque sorte, de lois et de circulaires, de décrets, etc., qui entravent finalement le bien vivre et le choix des jeunes Corses de travailler dans leur pays. Conciliation des emplois, moi je crois que au-delà de la conciliation des emplois, ce qu'il va falloir dire, et peut-être que j'entame un autre débat qui sera plus tard dans l'après-midi, je crois qu'il va falloir qu'on dise aussi, y compris pour les greffiers, parce que Paul Félix évoquait les greffiers, il a raison. C'était en quelque sorte l'agent de liaison entre le Corse qui ne parlait que corse à l'époque et les juges qui ne parlaient que français. C'était le traducteur aussi, ce n'était pas que le chauffeur à mon avis, c'était un traducteur. Souvent, moi j'ai souvenir de certains procès où les protagonistes ne comprenaient même pas ce que disaient les juges au tribunal de Bastia. Donc tout ça pour vous dire que la corsophonisation des emplois aussi me paraît être un bon slogan pas pour 2050, mais pour demain et après-demain. Et c'est surtout donc dans cet esprit-là qu'il faut absolument revenir à nos principes et bien entendu, comme bien d'autres ici, je crois qu'il n'y a aucune entrave à ce que, et au-delà même, le droit des Corses à vivre et à travailler dans leur pays. Ok. Merci. Pardon, merci. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, Charlotte. Oui, merci Madame la Présidente. Je veux juste apporter ici un témoignage personnel puisque fille d'un greffier en chef à l'époque où les charges étaient privées, avant de devenir magistrat, quand celles-ci sont devenues publiques, je peux témoigner que dans les années 60-70, tous les greffiers, et là je peux aussi vous dire que le concours est loin d'être simple, puisque je suis aussi sœur de greffier qui est sortie vice-major d'un concours national. Donc je peux vous assurer que là, il y avait des Corses qui y travaillaient, que l'impartialité était de mise. Comme peut être l'impartialité
qualité est de mise dans un préfet corse en Corse, dans un recteur corse en Corse, d'un examinateur d'examen en Corse. Je crois que là, c'est une question d'intégrité humaine et qu'il ne s'agit pas d'origine, de naissance, mais simplement d'intégrité humaine. Il y a des fonctionnaires qui sont intègres et ça, je ne le permettrai pas qu'on dise le contraire, l'ayant vécu de près et connaissant très 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 bien ce milieu. Voilà, donc je voulais vous dire que bien évidemment, la corcisation des emplois n'est même pas à remettre en question. Il est légitime pour tout un chacun de vouloir travailler là où il a envie, comme il a envie. Merci Charlotte. Qui d'autre souhaite intervenir? Non. Monsieur le Président, je vous rends le micro. Oui, quelques observations. D'abord, on a écrit, pour répondre à notre collègue, on a écrit aux deux bâtonniers et aux deux présidents du Conseil des prud'hommes. On n'a pas eu de réponse. J'aurais dû téléphoner, mais j'avoue que je n'ai pas eu le temps. Il y a eu une réponse écrite de la part de la bâtonnière d'Ajaccio qui a dit qu'elle n'avait pas d'observation particulière à faire sur le projet de décret. Donc ça, c'est pour la consultation préalable, pour essayer d'éclairer notre avis. Je crois qu'on a une vraie discussion au fond. Alors j'étais assez convaincu par les avocats de l'historien les arguments de l'avocat de l'historien des tribunaux, Paul Félix Vélédette, et également par l'intervention de Xavier Lugiani. Je crois que si on est cohérent avec notre analyse, je pense qu'il faut voter contre le projet de décret. Et le Conseil exécutif proposera un amendement en ce sens. Je voudrais répondre à notre collègue Pierre, mais je suis persuadé que c'est plus par rigueur intellectuelle dans votre démonstration que vous avez voulu évoquer ce point, sans peut-être totalement mesurer l'interprétation ou les conséquences qui pourraient être tirées de vos propos. C'est pour ça que je veux y revenir une seconde. On a toujours et tout le temps des cas où on peut être en conflit d'intérêts, qu'on soit corse ou qu'on ne le soit pas. Et ça, c'est normal. On essaie d'ailleurs, nous-mêmes en tant qu'élus, à travers l'action du déontologue et les garde-fous dont on essaie de s'entourer, de se prémunir de ce type de risque. Ça, c'est normal. Par contre, nous pensons, et je suis persuadé que sur le fond, vous pensez la même chose, qu'un Corse ou une Corse est capable, y compris en Corse, d'exercer n'importe quelle fonction ou n'importe quelle profession. Qu'il s'agisse, ça a été dit, d'être avocat, professeur, magistrat, policier, etc. Parce que penser le contraire, c'est nous condamner en fait à ne plus pouvoir rien décider ou ne plus pouvoir être en situation de décision dans tous les registres de la vie publique. Et ça, c'est un raisonnement qui malheureusement, notamment dans la fonction publique, a existé au lendemain de l'assassinat du préfet Erignac, que je vous rappelle le rapport Glavani, qui disait qu'il y a trop de fonctionnaires corses en Corse, et c'est ce qui explique les dérives de l'administration. Et de proche en proche, on s'est mis à l'époque, en l'assumant pour le coup, à l'époque, à dire il ne faut plus de Corse chez les juges, il ne faut plus de Corse chez les policiers, il ne faut plus de Corse chez les contrôleurs des impôts, il ne faut plus de Corse en enseignement, demain il ne faudra plus de Corse recteur, etc., etc. Et donc ça, à mon avis, je pense qu'aucune et aucun d'entre nous, quel que soit le banc où l'on siège, n'est prêt à adhérer à ce type de raisonnement. Donc moi, je synthétise, je pense qu'il faut revenir à ce qui était la pratique avant. Et la pratique avant, c'est que lorsque des Corses, qu'ils soient magistrats, greffiers ou secrétaires, formaient le vœu de pouvoir exercer leur profession dans le ressort des juridictions dont ils étaient originaires, ils revenaient. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de règle de droit qui nous permet d'organiser ça. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on garde le premier alinéa qui fait référence à cette notion de centre d'intérêt matériel et moraux, qui est celle qui, en droit, je le rappelle, en droit positif administratif, s'applique pour les territoires d'outre-mer. Et ça ne vise pas seulement que les Corses, ça vise aussi les Corses d'origine ou les personnes originaires de tel ou tel territoire. Ça veut dire qu'il faut avoir un lien, et on peut définir ce lien de façon large. Je propose qu'on fasse référence à ça, et pour qu'on soit cohérent, de modifier, de dire avis négatif concernant ce projet de décret pour les raisons que je viens d'exposer. Et peut-être, je vous invite... Si moi je me suis fait convaincre par Paul Félix Vélédette, je rêve à avoir réussi pour ma part à vous convaincre, à vous. Donc voilà, proposition d'amendement, Madame la Présidente,
article 2, émet un avis négatif sur le projet de décret. Proposition d'amendement du Conseil exécutif pour tenir compte des débats. Donc, on passe l'amendement quand même. Mais enfin, normalement, on n'a pas à voter. Ah, il faut qu'on vote. Il faut qu'on vote. OK. Non, je pensais que ça va, que c'était simplement pour information. Donc, concernant l'amendement, on ne vous envoie pas l'écrit, hein, bien sûr. Hein, d'accord? Donc, concernant l'amendement, article 2, émet un avis négatif. Qui est contre l'amendement? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Tout le monde est pour. Bien. Je soumets le rapport ainsi amendé. Qui est contre? Oui. Juste une explication de vote. Oui, je vous en prie. Parce que je vois venir l'interprétation erronée, évidemment superfétatoire, que certains pourraient faire des propos de ma collègue. Est-ce qu'il faut que la justice s'exerce bien en Corse? Évidemment, compte tenu de la défiance historique que les Corses ont pu manifester à l'égard des institutions judiciaires en général, et les événements récents sont venus l'alimenter. Pour qu'elle s'exerce bien, est-ce qu'il faut avoir toutes les garanties de l'impartialité? Aussi, c'est ce qu'a voulu pointer notre collègue. Évidemment, nous vous suivons dans ce rapport aux réserves que nous avons formulées pour qu'elle s'exerce bien dans le contexte actuel. Il faut accepter aussi le principe qu'on va avoir des difficultés croissantes à avoir de façon alimentée, régulière et constante les ressources dont nous avons besoin, parce que c'était le cœur du sujet quand même. Et enfin, évidemment, sans parler d'intérêts moraux, de corcisation des emplois, qu'à compétences équivalentes. À compétences équivalentes, qu'il s'agisse du monde privé, qu'il s'agisse de l'entreprise, qu'il s'agisse de l'enseignement, qu'il s'agisse de l'administration d'État, qu'il s'agisse de l'administration territoriale, évidemment, il faut savoir créer les conditions pour que, notamment les plus jeunes d'entre nous qui passent des concours souvent difficiles, vous savez, la difficulté d'un concours, ça se juge au nombre de reçus sur le nombre de candidats. Ce n'est pas la difficulté intrinsèque au concours. Quand vous avez 10 candidats pour un poste, ça devient un concours difficile. Donc ils ont ce mérite et il faut les accompagner sur cette trajectoire. Excusez-moi. Merci pour l'explication de vote. Donc, je ne refais pas le vote sur l'amendement. Hein. Je vous donne la parole. Je ne refais pas le vote sur l'amendement. Allez-y, Monsieur le Président. Non, point d'ordre, c'est plutôt vote, avis défavorable plutôt qu'avis négatif. Avis favorable, avis défavorable. Donc, nous changeons l'amendement. Je vous refais voter avec ce nouveau qualificatif. Émet un avis défavorable. Article 2. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Qui est pour? L'amendement est adopté. Nous passons donc maintenant au vote du rapport ainsi amendé. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le rapport est adopté à l'unanimité. Bien, merci. Y a-t-il d'autres... Pas besoin de traducteur. Pas besoin de traducteur. Première information, à 14h, il y a les participants au concours Tamantugu Ginaru. Je me vengerai un jour. Donc, parce qu'attendez, c'est pas fini. Donc, concours Tamantugu Ginaru, présentation donc des candidats avec tous les partenaires qui sont présents. D'accord? Donc 14h, merci d'y être, il faut soutenir les candidats. Autre point, un rectificatif. Alors j'ai une bonne nouvelle, Monsieur Pompée, il n'est pas décédé. C'est un membre, c'est un de ses parents qui est décédé. La rectification, j'assume, une erreur a été faite dans la transmission de l'information, mais j'assume. D'abord, je vois les sourires sur les visages, tout le monde est heureux. Nous lui souhaitons une très bonne retraite et surtout
Et surtout, nous lui présentons nos condoléances pour le membre de sa famille qui est décédé. Voilà. A ringraziarvi a dopo.
En plus, c'est le vrai pochetron. C'est bien, Mattei, pour toi. Le piagge pigliate le vostre piazze. Die ora di ribia, ancora più che ora. Se Bobuede finisce domani a poco presto a un'ora cristiana, ciole a cominciare. Allora, ma gira verso les egoudi, o per sapere chi rapporto buede bassa. Ci piacerebbe a poter far passare quello consacrato alla creazione, a proposta di creazione di stampiglia paesi e città immersivi. Vabbè, andate burro. Dunque, sul rapporto è intitolato Città e Paesi immersivi, ma vi ha detto davanti alla Commissione dell'Assemblea, davanti a Usesec, che mi veniva meglio, e mi parea che la veniva meglio di città, paese e città, piuttosto che città e paesi, che in più ci faceva pensare a quella famosa canzone, a Campana in arme, paese e città, ma nella macchia cresce solidarietà. Di Antermucchi. Ecco. A un momento o all'altro, quando si tratta di lingua corsa, si era a fare un iso tanto amato e tanto rispettato di Giovanni Rocchi. Allora, volevo prima ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a redazione, a preparazione di suo rapporto all'interno dell'amministrazione della collettività di Corsica, ma di noi, i nostri partenari istituzionali, associ, tutti quelli che sono impegnati per la lingua corsa. Mi piace noi a salutare la presenza oggi da me, a sapere, signora Presidente, che conoscete benissimo, cioè avete lavorato assai, Elisa Sargentina, la nostra nuova delegata generale alla lingua, l'Europa, il Mediterraneo, l'internazionale, le relazioni internazionali. Sapete che l'organigramma ha consacrato la creazione di 3 delegazioni punti che ci paiono fondamentali, e tra questi punti c'è la questione di l'esse di Corsica e di un popolo corso al mondo, e il nostro essere collettivo al mondo c'è di sicuro la lingua come elemento costitutivo e fondamentale. Allora, in qualche parola per introdurre il nostro dibattito e questa presentazione, rammentare che la nostra ambizione scompartuta è di
di passare da una politica della lingua a una vera politica linguistica. Si sa che abbiamo lavorato in un cosiddetto rapporto d'orientazione, si sa di noi che ha restituito la Commissione della Cultura un rapporto che ha fatto un po' il giro di attori della lingua sotto la presidenza di Muriel Fagni e sicuramente infine che a proposta della Presidente dell'Assemblea di Corsica l'Assemblea ha deciso di creare una commissione ad hoc nanta la questione della lingua in cui scopo di sboccare a fine dell'annata nanta un'epoca di proposte che potremmo dibattere dopo adoperare per consacrare e formalizzare questa nuova politica linguistica di Corsica e di collettività di Corsica. In questo percorso c'è stato a sapere un mese passato voto all'unanimità dall'Assemblea di Corsica, a proposta del Consiglio esecutivo di Corsica, di una convenzione tra la collettività, l'Accademia di Corsica e lo Stato, una convenzione che consacra un rinforzo importantissimo di piazza di bislinguismo e concernendo il bislinguismo di metodologia immersiva in un sistema educativo pubblico. È un passo maggiore, mi si pare uno dei più importanti che sia stato fatto di voi parecchiani. Tengo a suo livello di un discorso a salutare l'impegno di rettore di Corsica e rammentare che ha fatto assai per rendere possibile la concretizzazione di questa convenzione e avremo l'occasione di rivenire a notizia che abbiamo imparato martedì sera che era previsto di fare parte di Corsica. Penso che sarebbe veramente una scelta pessima per la Corsica per rapporto a tutto il lavoro iniziato che sia l'affare della lingua, l'affare di lotta educativa e culturale contro le pratiche mafiose o di noi, per esempio, il lavoro che è stato iniziato a pro di scuole dell'interno. Ma di tutto questo avremo l'occasione di riparlare, posto che abbiamo preso la decisione a mezzogiorno di proporre al voto dell'Assemblea di Corsica una risoluzione solenne dal Consiglio esecutivo e dell'Assemblea di Corsica. Allora, l'immersione di sicuro in un settore dell'educazione, ma l'immersione di noi in una società, posto che si sa che la nostra politica della lingua, domani politica linguistica, viaggia in due bei per la formula spesso utilizzata da Romano Colonna, da una parte il sistema educativo, dall'altro l'impegno societale. E nel dominio di società ci è apparso il Consiglio esecutivo che ne eravamo giunti a un tempo e un'ora che ci deve condurre a rinforzare i mezzi messi a disposizione di corsi per rinforzare la piazza della lingua corsa nella società. Allora, questa stampiglia, cosiddetto label Paese e Città Immersivi, nasce di noi nella seguita di una carta per la lingua corsa che è stata adoperata nel 2010, che è stato un successo all'inizio, posto che 170 comuni, 57 associ, parecchi club sportivi l'hanno cifrata, ma si sa che da redo non c'è stato tanti risultati. Tengo a dire qui che c'è oggi un lavoro di valutazione fatto in cooperazione con l'Università di Corsica nel quadro di un programma europeo chiamato Atlas per sapere perché questa carta non è mica stata concretizzata come era prevista. È forse un problema di ingegneria tecnica per il comune, forse un problema finanziario, forse un problema di volontà politica
o d'organizzazione collettiva e cercheremo a tirare di noi lezioni di ciò che un'amica viaggiata nella carta per rendere più aggalabato a proposta, se valutata dall'Assemblea di Corsica, di stampiglia paesi e città immersivi. Allora l'idea di paesi e città immersivi è di andare per il comune di paesi e di città per cercare di far nascere una mossa e un'emulazione collettiva a pro della lingua corsa. Si sa che a comune, o paese è un luogo dove si campa tutti i giorni. L'idea è di proporre a tutti i paesi di Corsica di diventare paesi immersivi di modo naturale, mica di un giorno a un indomani, ma secondo una progressione che poi dipende dai mezzi, della volontà, dell'ambito generale dove si scrive l'azione comunale. Parecchi domini saranno concernati da questa stampiglia, prima di sicuro l'educazione e la trasmissione in tutti i luoghi dove ci sono i zidelli liceani, collegiani, scolari o studenti, i servizi pubblici e l'amministrazione con un rinforzo di un bilinguismo dell'accolta ai documenti ufficiali, a comunicazione istituzionale, a segnaletica, per permettere al corso di essere a pari in cui francese, nella vita amministrativa, a salute perché si sa, e mi giro per i dottori, che per esempio per certi pubblici, penso agli anziani, l'aiuto medicale si fa più utile e efficace quando si trattano i pazienti in lingua corsa. E per esempio abbiamo avuto l'occasione in cui abbiamo fatto mica qui di andare di riflettere su un progetto che potrebbe essere un progetto innovante nel dominio della salute. Penso che c'è da voler rinforzare la formazione che la sia per gli infermieri o per i dottori, per tutti quelli che intervengono, perché li possano parlare corso ai malati. A vita economica e commerciale, di sicuro, a segnaletica è stata detta, ad omonimia, con tutto il lavoro che è stato fatto, ma di noi a vita culturale, sportiva, associativa e religiosa. Ha avuto l'immagine davanti alla Commissione di un nostro sogno e un nostro scopo è di invitare a parlare corso e a pensare corso da un egolo, dice radio, a fine della vita. Dico un egolo, per esempio, più un esempio fra altri, sapete che in Bastia, quando c'è una nascita di una famiglia, c'è un libretto di famiglia che è tutto un corso. Abbiamo parlato stamane di nostre tradizioni, sarebbe una da studiare, se la vogliono, a Sa di Marcia, a Sant'Adura, mica solo è confraterne, ma per esempio di noi ibridi si può pensare a messe in lingua corsa. Si sa che l'UESCO ha lavorato assai perché non ci sia un Vangelo in lingua corsa e tutti i lati religiosi in lingua corsa, e dunque l'idea è di va correre e campare a lingua in tutti i lati della vita di un paese. E di noi, attraverso la duetto, una forma di emulazione che fa che la lingua diventa di noi un gioco per tutti. Si tratta di noi di mettere in relazione di maniera più strutturale tutti gli attori che oggi sono in terreno e che lavorano certe volte in deusolato. Più l'esempio, ne abbiamo parlato, abbiamo pensato per esempio a Corti, dopo si vedrà quali sono i comuni che si vogliono impegnare e che potrebbero essere un po' l'esempio di una dinamica generale, ma io avevo pensato per esempio a Corti perché in Corti ci sono giudici e scuole moderne bilingue, c'è l'associo scuola corsa, c'è un liceo, c'è l'università, ci sono i spendivoghi di Corsica che c'hanno lo scagno di Lepische, c'è a casa
per le persone anziane, in dove si parla corso, e poi è stata detta da un nostro collega, Pedro Antò, pendente lavoro della Commissione, Corte è un luogo, forse uno degli ultimi luoghi in cui si sente parlare corso in tutti i luoghi di sociabilità della vita di tutti i giorni. Andate a fare incette, si parla corso, andate in caffè, si parla corso, e penso che può diventare anche stampare una maniera per i turisti di venire all'incontro di una Corsica più vera, più spudica e con un'autenticità che non esiste forse mica in tutti i luoghi o nei nostri paesi. Dunque l'idea è di andare per di sa di marcia, allora di sicuro un scopo di collettività di Corsica. Allora non abbiamo mica parlato in corti, ma ne volevo parlare anche una strofa, la confraterna di sicuro, la socioculturali, i gruppi, i giovani, i concorsi di Badiele, tutto ciò che si può pensare a fare in lingua corsa, a pro di lingua corsa, in concorsi per esempio tra i commercianti per avere le carte per dei ristoranti in corso, eccetera, eccetera. Abbiamo visto non solo un corso tamanto cucinario, hanno detto che quest'anno era un po' alla corta per fare un corso, penso in dell'annata bene c'è da essere di noi un lavoro, perché la cucina è un'arte, è un saper fare con una dimensione di patrimonio immateriale, dunque esosule, gli ingredienti, in maniera va, tutto questo può servire di noi a rinforzare, a confortare e a trasmettere. L'idea non è mica di riservare sandatura sola a Egida. Si tratta di noi di andare per dei paesi più chiusi che certe volte non hanno mica i mezzi finanziari o anche la direttanza, l'ingegneria tecnica per poter pensare alla sua politica linguistica. Tanto così la collettività di Corsica potrà intervenire per appoggiare, per sostenere e qualche volta anche per finanziare. Parecchi affari esistono di già non solo. Quando si tratta di l'immersione in della scuola pubblica, si può pensare per esempio a andare a fare attività in delle case di a lingua o di lingue quando esistono. Si può pensare a fare formazione per esempio per i professionali della salute o i professionali della lotta contro il fuoco, o per esempio si sa che gli associati sportivi sono assai presenti in tutti i territori, si può pensare a formazione per gli educatori bilingue, che lo si possa organizzare un gioco di squadra o l'allenamento di una squadra di pallone, di volley o altro in corso. Dunque tutto questo lascia una piazza di noi alla creatività e all'immaginazione degli attori. L'idea è di oggi e di discutere di questa proposta, e se l'Assemblea di Corsica decide oggi di andare per su dispositivo, so che noi proponiamo è che la Commissione ad hoc dell'Assemblea di Corsica possa riflettere a messa in ballo di questa decisione, discutendo in cui Camera dei Territori, in cui la Soci di Mere, in cui Comune, e sbuccare alla fine dell'annata una carta che potrebbe essere proposta in cui tre livelli, un livello di base, l'azione dette fondamentale, un livello mezzano e dopo un livello di eccellenza con un'immersione generalizzata in tutti i domini. Di sicuro ci vorrà a riflettere di noi a maniera di finanziare questa operazione, che adesso il lavoro della Commissione in concertazione in cui il Consiglio esecutivo, e finisco dicendo che mi ha assicurato basso di linguismo e di immersione in un sistema educativo pubblico in cui il puntello
di Scuola Corsa ne abbiamo parlato, penso veramente che Scuola Corsa, sostenuta all'unanimità dall'Assemblea di Corsica, ha permesso di creare una dinamica a pro di insegnamento globale immersivo. Questo lavoro è stato riconosciuto dallo Stato attraverso la contrattualizzazione anticipata. Dunque abbiamo assicurato un passo in un dominio dell'immersione in un sistema educativo. Questa proposta così abbiamo cercato di dinamizzare l'immersione nella vita di tutti i giorni, nella sua dimensione societale. E poi, ultima tappa, c'è, mi si pare, passata una ufficialità in dei fatti, so che era già scritto in un rapporto d'orientazione, a una ufficialità in dei fatti. La ufficialità vale a dire un statuto ufficiale per la lingua corsa, perché si sa che, e ahí c'è anche i scientifici, che una lingua in situazione di glossia, una lingua minorizzata come la nostra, un po' mica campare né sviluppare se non è mica arrembata a un statuto ufficiale. Dunque c'è da voler aggiungerci e per aggiungerci c'è da voler una revisione costituzionale, perché, ripeto una volta di più, è mi assicurato un passo, non rivengo mica un rischio che che la sparisca ha messo in ballo di una convenzione se lo si ne va il rettore, perché non è anche campatoria questa convenzione, c'è da volere unità politica, o senso largo, di metterla in opera perché la si possa sviluppare e tenere assai la personalità e la volontà di un rettore. Ma al di là di questo, e compio, sappiamo che oggi l'immersione, per esempio, in un sistema educativo, non è mica in coerenza con la Costituzione francese. È solo una tolleranza amministrativa che permette oggi un insegnamento bilingue e un insegnamento immersivo, e dunque c'è da voler a far cambiare la regola di diritto e la regola fondamentale, vale a dire la Costituzione. Questo è un altro dibattito, ma fa senso di modo globale in quella nostra strategia per compiere i gerardi che ne abbiamo parlato assai in quei meri e aspettano, di sicuro aspettano la decisione dell'Assemblea di Corsica, ma penso che sarebbe veramente una notizia tremenda per il Comune di Corsica di sapere che le si possono appoggiare a suo dispositivo per rinforzare la sua decisione a pro della lingua corsa, e si sa che è un dominio dove siamo mica solo da consento, ma siamo d'accordo all'unanimità. Ringrazio Presidente. Allora, c'è parecchi rapporti. Prima ce n'è uno di commissione. Andate burro. Avis favorable de la Commission, Madame la Présidente, avec une non-participation du groupe Musso-Funo, absence du groupe Awansen et Unalta Strava. Donc il s'agissait du rapport de la Commission éducation, culture, cohésion sociale et enjeux sociétaux. Il y a un avis de la Chambre des territoires qui est favorable. Il y a également un avis de l'Assemblée Adiaduantu qui est favorable, à l'unanimité d'ailleurs, et qui souhaite être associé à la continuité du label dans le temps. Voilà, il y a son évaluation. Et dans le même esprit, il y a un rapport du Conseil économique, social, culturel et environnemental de Corse qui prend note du caractère évolutif du dispositif de labellisation et notamment sa phase expérimentale, qui recommande que l'évaluation soit précisée dès la phase opérationnelle, et il affirme aussi, il réaffirme tout l'intérêt de la démarche. Donc on peut considérer que c'est un avis très favorable également. Voilà. Maintenant, je donne la parole à qui veut la prendre. Véronique Pietri pour Corinfronte. Io vi ringrazio, signora Presidente. Allora,
come ogni volta che si tratta di passi per avanzare nella lingua, ci ne rallegreremo e dunque siamo d'accordo l'importanza di suo rapporto. Porta un'ambizione che nos partimi, torna una dinamica forte alla lingua corsa, partendo dal territorio, dai comuni, dalle comunità di comuni e da tutti gli soci e istituzioni del territorio. È a suo livello qui che la lingua può voltare a rappresentare un uso naturale, visibile, spartito e soprattutto vivo. Mi è piaciuta assai l'idea di sito pilota per la città di Corti, in cui la lingua mostra sempre una certa dinamica. Ma come ho detto in commissione, non ci vuole mica a ripartire da zero. Sul lavoro deve appoggiarsi in un vero bilancio di ciò che è stato fatto con la cartola della lingua corsa, ne ti parlato, e parecchi comuni saranno impegnati e saranno già impegnati spesso in cui sincerità, in cui convinzioni, ma mi pare a me un po' senza avere veramente il sostegno necessario per avanzare veramente. Ci vuole riconoscere il suo lavoro, a valutarlo e a farne una base per avanzare. Ci vogliono di noi i mezzi umani e finanziari, ne ti parlato di noi. Dopo il label non deve mica essere un strumento solo incitativo, ci vuole che sia esigente, strutturante e che obbliga. Perché la lingua corsa oggi è in debolezza e resiste e campa, ma non ha un filo. E se noi ci contentiamo di misure simboliche, non cambieremo mica la realtà. Non abbiamo mica a ufficialità, a sapere, ma proprio per questo tutto ciò che possiamo fare da per noi ci vuole veramente a farlo. Tutto ciò che dipende di nostre istituzioni, di nostri comuni, di nostre scelte, ci vuole metterli in pratica senza aspettare. Abbiamo già aspettato troppo, è la nostra responsabilità. E a forza di creare label si può finire per fissare ciò che dovrebbe essere veramente vivo. Un label non è mica accompagnato da esigenze forti e da pratica può perdere il suo senso. La lingua non ha mica bisogno di essere affissata, ha bisogno di essere vissuta, parlata, campata, trasmessa. Avere una convinzione per la formazione di professori è veramente un atto importante, è un passo in avanti anche, ma mostra di noi quanto è fragile tutto questo in cui la situazione di un ritorno. Ha firmato questa convinzione, ma come ti ho detto, Presidente, ha mancato di essere mutato e di parte di essere richiamato da oggi a domani. È a prova che ogni piccolo passo verso la riconoscenza vera è subito minacciato o frenato dallo Stato. Per questo ci vuole essere solidi, autonomi e costanti nella nostra volontà. Sul rapporto noi vogliamo vedere come un strumento di riconquista linguistica, ne abbiamo parlato in commissione, e ci vuole che questa volontà si traduce in atti, in mezzi e veramente in esigenza. Perché la lingua corsa non camperà mica giusto con simboli. Camperà solo se noi decidiamo di farla campare qui, da per noi, in le nostre istituzioni, in i nostri comuni, in le nostre scuole, in le nostre vite. A ringraziarvi. A ringraziare Nadine Nivagioni. Ringraziare Mamma Presidente. Allora, a Stampia, Paese ci dà immersivi, è un passo tremendo attraverso tutto ciò che è fatto da voi parecchie sessioni
dell'Assemblea Igorsica, perché se noi guardiamo non si basta mica una sessione dell'Assemblea Igorsica senza che lo ci sia un cartolare di importanza a nanta lingua. E fatti, non siamo mica nanta filosofia, sì, ma nanta l'azione e cose che si buono misura. Dunque, gusti, quando noi guardiamo ed è parlato, Presidente, di urgenza, c'è una vicinanza territoriale che ce l'ha, si va a urgenza di tutto ciò che esiste oggi, ed è abbiamo l'esempio di Gorti che forse è più concentrato, c'è a poco su tutto a su territorio, e a parte da ciò che noi troviamo, c'è la migliora sa di marcia, c'è la avanza tutto ciò che esiste. Oggi siamo battuti da atti militanti, da iniziative militanti, e noi siamo qui attraverso le politiche della lingua in traccia di organizzare da un punto di vista istituzionale ciò che esiste e di giusto appunto perché abbiamo misurato la fragilità di tutte queste politiche, siamo in quei mesi che sono i nostri, proviamo di sicurizzare e di strutturare tutto ciò che esiste e di allargare. Sa stampia è una maniera di allargare. Aggiusta qualcosa, una piccola parentesi che faccio, perché chi è parlato anzi di a contrattualizzazione, a convenzione con l'Accademia, voleria che voi sappiate tutti qui che il rettorato di Corsica e l'USTC e Educazione ha potuto ottenere un concorso bilingue privato che non esistia mica sino a oggi in L3, dunque a un livello di licenza, e un concorso speciale, si chiama così, concorso speciale privato M2 a un master, che torna di un passo che abbiamo ottenuto questa settimana e che ha da permettere a tutti quelli che sono privati e dunque a scuola corsa di domani passare un corso per essere maestri e se domani ci sono i posti hanno essere direttamente contrattualizzati. Dunque siamo in traccia di accelerare assai e di marce che esistiano sino e sa stampia sargua parentesi e sa stampia bene a allargare attorno ciò che è parlato innanzi e perché abbiamo riflettuto sa immersione a livello di un paese, di una città. Quando siete in una scuola immersiva, siete ingutupati tutti i vostri sensi, che lo sia l'ascoltare, che lo sia il parlare, che lo sia a vista, tutto si sviluppa di maniera differente e dunque a parte di questi esempi questi che abbiamo pensato a queste città e questi paesi immersivi. Quando si entra in un paese che avrà a stampia paese immersivo, sapremo che entra di una maniera e sorte di un'altra, perché chi tanto attraverso il suo passaggio bere una fissera, gente parla, gente canta, c'è queste iniziative che ci permettono di misurare che non è mica lo stesso luogo che il paese accanto, in due, non c'è mica questa iniziativa che porta a lingua corsa. Dunque, si ingutupera è assai sensoriale, e mica solo sensoriale, ma è importantissimo. E perché chi c'ho la UA a Franca su basso, perché che sappiamo tutti c'è attraverso i lugudori ciò che noi chiamiamo i lugudori passivi, che torna di forse una maniera di sbloccare tutte queste gente che sono forse più numerose, che sono
a migliaia che sanno parlare corso, che hanno tutto in capo, tutto il vocabolario, eccetera, eccetera, ma non l'arriva non mica a capire e a parlare. Dunque, forse se c'è un ambito che permette a poco di fare che li parlino, che li si sblocchino, eccetera, ad aiutare tutta questa categoria di questa tipologia di gente. E poi c'è un altro punto, oggi è senza sentimo di xenofobia, manca pena, ma è una realtà. Oggi c'è una rompitura tra gli enti igui e attraverso gli enti igui, penso mica solo i corsi, ma tutti quelli che sono corsi e che hanno una radighera a suo paese, e gli enti di radio d'altro, gli undi dici, che non hanno mica questa possibilità, e dunque se ci dà e si paesi immersivi, hanno essere berelli a possibilità di un'integrazione. Forse che per queste gente la lingua sarà a lei con il paese, con il GIDA. Dunque, secondo noi, è un passo importantissimo se noi andiamo a portare queste sperimentazioni e fa che le siano positive, e permette di mostrare a in due l'integrazione non è mica stata riuscita, che in Corsica la lingua può essere un fattore di integrazione. E ultima preoccupazione, la intesa da nostra collega qui, di governanza. La governanza io che la sia fatta di sicuro di rappresentanti di collettività, ma soprattutto a non terreno da gente, da attori dinamici che sono già impegnati, sono quelli che hanno la possibilità di dare torno una vivacità alla lingua. Dunque, facciamo che la sia questa governanza assai leggera, assai che non sia mica dopo rigida, perché abbiamo bisogno giusto appunto di gente che hanno riuscito già e che possono partecipare alla larghera. Un punto, secondo me, che c'è attraverso il Rigenso, abbiamo parlato di scuole, abbiamo parlato di barretti a fare, c'è un luogo che oggi permette di educare migliaia di zideli e di giovani tutte le settimane, di sport. E c'è a tutti i batti lavorare a Nanta su questa tipologia qui, i zideli che sono dentro la soci sportivi tutti i marchi, tutti i sabati, tutte le domeniche. Dunque, io penso che a fianco a questo esistono le studenti centri di formazione, c'è da dare a questi centri di formazione una specialità lingua corsa per accompagnare la soci sportivi a Nanta i Baffa, eccetera, eccetera. Ecco, vi ringrazio e francamente è un'iniziativa meravigliosa. Vi ringrazio. Ringrazio Nadine. Qual è chi voleva la parola? Pier Giunga. Vi ringrazio, Madame Presidente. Oggi Presidente, dunque, aggregazione sul labello Paesi Ogida Immersivi è una bellissima strada per espandere la nostra lingua. Il fatto di valere tra tutte le componenti che lavorano in una città a pro della lingua corsa deve nascere di sicuro una pratica più forte, ma soprattutto va capire che il corso, al di là di permettere la comunicazione, l'area sociale, può essere un puntello maggiore di sviluppo economico in una regione. Voglio parlare per esempio del turismo detto l'Ante, che è l'opposto di un turismo che conosciamo forse nelle nostre coste, ma che è assai sostenitore nel mondo e che, di gente parlare una lingua, può essere un arnese per farli bene. Voglio dire, torna qui, la pratica di un corso ci permette di avere comunicazione più forte con il paese che nelle lingue romane, l'Italia, la Spagna, la Romania. Questa donna è importantissima a pigliare in conto. Dunque,
è veramente un bel arnese e abbiamo un punto, non si finisce, nella formazione di personale immigrato, è importantissimo in una regione come la nostra, dove ci sono le lingue. Più l'esempio che hanno sviluppato i québécoisi, per esempio, che chi sia chi fa un corpo aria e chi perde la lingua, a recuperare più facilmente sì la rieducazione si va nelle lingue. Dunque, signor Presidente, con Pedro Filippi, penso che da consento, a Brubone, a Municipalità di Corti, all'Università, tutti gli associ che si impegnano in corti per la lingua corsa, di Broafa di Corti a città di lingua corsa. Ecco. Ringraziamo altre domande di parola. Saverio Luciani. Due parole, non t'ho rapporto, l'hai detta a principio, signor Presidente, hai detto che c'è scritto città e paese, siamo d'accordo per bortolarlo e mettere paese e città, questa è una. Ammendamento, faremo un ammendamento. Dopo l'appellazione paese e città immersivi, ma c'è appena bevuto. Per un corso, sentite chi sta a fare paesi immersivi. Dunque, così di maniera senza critica, giusto non t'ho senso. Cerco di pensare come lo pensare appena un corso. Paesi immersivi. Forse cambiamo un non ragiono a misura delle usanze, non ta riflessione, non a proposta di un piano, di un progetto, forse non appellazione, non lo so, puoi dire che corso un paese in città o so che arrivare. Non t'ho progetto, ma uderemo, di capito che da fare il corso siamo per lo più tutti da consento, fuori di forze di un certo terreno e anche. Non so manco se di pure l'abbiamo convinto. Di Ribia, comunque, so che è stato fatto di voi più di 15 anni, l'edetta, la fare di Agattola, c'era 3 livelli come qui, dunque diamo Ribia, il francese dice refrain. Diamo appena un Ribia, comunque lì è mantuato di generalizzazione. E questo è lo scopo per noi, ma io quando stavo sempre appena a tutti, quando ne parlavano, è un'impressione di in certi luoghi di essere canton indiani. Il colonialismo è sempre qui, ma mica solo colonialismo linguistico, culturale, e con la pretensione, e con una maniera di campare che se debruiano ce l'imparano pure a noi. Questo dico perché in certi luoghi il corso non è sentito buzza, la sapete va. L'immersione la conosco un caffè in paese, in famiglia, per lo più, e dopo c'è da essere con questo combatto di sconvincere la gente. Di dire, ma il corso si può parlare con gli italiani, si può parlare con gli spagnoli, si può... ma è un pezzo di pane, e questo è un buttato per noi, lo scopo, e questo come va, montuato, per tua maniera di scuzzolare la coscienza collettiva di questo popolo, e dire che il corso non è mica solo l'identità, non è mica solo la lingua, non è mica solo un complemento a un soggetto, è una maniera di campare. Questo è complicato per noi. Quando sbarcano qui migliaia e migliaia di turisti, mettiamo da canto, migliaia e migliaia di residenti, mettiamo da canto, siamo in un combatto, lo dico così, ma quando ne parlo è un combatto che voglio dire, è spropositato, è una sfida storica da mettere in piazza. Dunque, una volta qui, non sono mica stato io, diceva le signature fanno parte della cultura. Prima va, decide so che la si parla, prima da so che la si parla. Mantuato, non si fatti. Più il caso di Agattola, ma lunga appena, ricordatevi, abbiamo firmato associati sportivi, associati culturali, comunità di comune, più di 150 le dette. Dunque, quasi il 40% dei comuni corsi erano aderenti a questa Agattola. Che è questo? Mantuato anche a livello di mesi, di risorse umane, di collettività, con 14 persone o 15. Dobbiamo di capo.
c'è una realtà già di strutturazione e di accompagnamento. Non è mica i mesi umani oggi di brutale, a livello di collettività. Dico, Dunque adesso è complicato. Dopo l'affare di comune e convenzione, chi va a mandare i meri? I soldi. Cioè c'è un sforzo finanziario spropositato di noi. Questo ci ha pensato di noi. Dunque c'è un budgetto, ed è un budgetto che guardate il paese vasco, lampano i milioni, ma a buzzeffo, e lampano così, senza guardare, perché chi sanno che l'esistenza, la resistenza e l'esistenza, parte condizione di lingua per ele. Dunque, di più che l'immersione, di un fatto che la lingua sia, le detta, uso statuto, uso statuto, e mantuato già da vorrei, a costituisce un rapporto di forza per imporre a Parigi una visione, un'opera di ufficializzazione, diciamo così. Dunque questa aiuto perché sostenendo questo affare, sostenendo questa creazione, sappiamo che la sfida è più che importante, è più che vitale, a dire così, per un popolo. Giusto un affare per compiere, aiuta più così perché penso che siamo a principio con tutta l'interrogazione. Perché a conoscere la società corsa, ma sotto da qui la maggior parte che è una francese e si ascolta anche di corso per una settimana o due. Dunque lì già a livello di a convenzione con il rettore, questa convenzione qui c'è da voler stabilirla con dei pochi oggettivi precisi. Questa è una. Due, ne abbiamo parlato e le da mandata a unificazione per gli insegnanti, perché come io no, il primo pilastro della scuola. Se domani c'è un'interazione tra i sedili e i parenti, è già una farone. Esiste già, ma c'è da svilupparlo. La formazione, ripeto, la formazione degli insegnanti, questa avete capito, ma la formazione a tutti i livelli. Pensate appena ai mesi che lo giuro. Di un affare, quando ci penso, mi viene bene in capo. Dopo, l'affare di un redale, c'è da voler pensare a un redale intercomunale, comunitario, qui manca qualcosa, c'è mica lei. Non siamo mica qui a aspettare l'iniziativa personale o comunale, l'iniziativa sia generalizzata. E è qui che c'è da voler a mettere in piazza un rapporto di forza. Bon, per il resto, avete capito che vi accompagniamo e siamo pronti, come d'abitudine, a rinforzare la riflessione e a aiutarsi lo giorno, sapendo che i drampali societari, le davanti a noi, che lo sia a livello di andiamo ai giudiziati, a parte i giudiziati a quella e di noi, ricordate, mese fa abbiamo parlato della giovatizzata così, l'Olivier ha detto è Burcati, noi chiamiamo Burcati. A Grossovonia oramai si strettisce. Perché? Perché che mantuato c'è un sistema che non risponde mica agli oggettivi. Dunque, tutto questo a Buledio così ci mette davanti a una sfida che è una sfida per 20 anni, per una generazione. Non siamo mica qui per salvare la corsa in 3 anni, arrivo subito, di una strada per o manco 20 anni per cercare mica di riacquistare, perché oramai il riacquisto di belle buono ma ha fatto ma non face più. Oramai c'è da voler arrivare a strumenti perché c'è un'altra società corsa che abbiamo davanti agli occhi, un'altra componitura di popolazione e dunque ci sono mesi che siano mesi assai di più importanti che quelli che ne abbiamo messo insieme a e l'azione di una collettività non basterà mica, ma pensate alle risorse umane, pensate al finanziamento. Ecco. Ringraziabi. Altre domande di parola? No. Beganim, dunque mi giro a Romain Colonna. Ringraziabile signore Presidente. Mi permettete, non ho mica l'abitudine di Val, ma posso dire un coso in un'altra lingua, di cominciare, ho imparato a mezzogiorno, un collega dell'università, amico di un continente, ma che penso Barretti qui conosce, non se n'è andato, Louis-Jean Calvet. Louis-Jean Calvet, signore Presidente, avete conosciuto all'università, è intervenuto Barretti volte all'università di Corsica, era vicino a noi.
e ha scritto un libro, Linguistica e colonialismo, nel 1974, aveva partecipato alla rivista L'État moderne, condotta da Sartre, con Charles Antoni e Pascal Marchetti, nel 73, e sul libro Linguistica e colonialismo, siamo un po' che penso averlo letto e ha marcato parecchie generazioni. Una di le ultime pubblicazioni era Méditerranée, mer de nos langues. Donc, li voglio, se voi mi permettete, rendere un piccolo omaggio a Kissia, che è una nomina internazionale, una delle più famose di sociolinguistica francofona e altre lingue. Dibi, oggi Presidente, aveva chiamato signora, oggi Presidente, penso che una sfida maggiore per il cartolare è quello, e Nadine Nivagione ha cominciato a dirlo, d'altri, c'era Presidente Usesec qua su, e Alice nous nous rapporto, di ce che li chiamano l'enjeu de l'adhésion. E qui c'è da voler a fare un grosso lavoro per promuovere il fatto che domani un retale da soci di istituzioni che li aderiscano, ci vuole che li ci trovino al di là della labellizzazione una controparte, e dunque c'è da voler arrivare a questa controparte. Abbiamo capito in un rapporto nulla era fisso, determinato, c'era tutto in onda da arrivare insieme collettivamente. Ma c'è questa prima sfida qui. Dopo una seconda sfida, oggi Presidente di corpo, materia, se lo si può dire, a un concetto di immersione, perché lo ci sia qualcosa in più di Agartula che era proposta da un nostro collega Pierre Jong all'epoca che era in responsabilità riguardo alla lingua corsa. C'è da voler arrivare, penso bien amica, l'idea di immersione, arrivare a come possiamo adattare a livello di una comune, di un paese, di una città. A me, ciò che mi pare assai importante in suo cartolare e prezioso, è l'idea di forse che cambia appena di peta prima cartola, se lo si può dire così, di retale. Ben di che qui abbiamo veramente l'idea da padia, da socialator, e vera che non su la duintesa c'era parecchi soci, parecchi circoli sportivi e tutto che avevano cifrato a prima cartola, ma non erano forse mica messi in retale così in retta, e qui misi pare dell'interesse maggiore di domani per il cittadino, per il praticante, per l'imparante, per i corsi dentro in una comune, e avere un dispositivo che non si può mica confinato a una socia o una istituzione, ma per un detto, se lo si parla di corti, forse un mio collega Betrantone ne da parla meglio che me, se lo si può entrare in la città attraverso parecchi mueli immersivi che si completano per fare della nostra vita quotidiana una vita immersa di peta a lingua corsa. C'è da voler un'altra sfida che adesso è maggiore di noi, di quello di valutazione, di chi Mamet e noi abbiamo accompagnato di sicuro con tutto il nostro fiato per la labellizzazione, per costruire là insieme a fianco a voi, ma c'è da voler di sicuro in questa costruzione pensare in modo forte e potente a istanze di controllo di agartula e di labellizzazione, e questa sarà una sfida maggiore per la nostra collettività, ma penso che tutto questo ha da partecipare alla ristrutturazione generale che cominciato l'è annunziata con i servizi che mi permetterete di salutare di noi a nome di un gruppo di peta lingua corsa, di peta servizio lingua corsa e di peta il lavoro che noi abbiamo in commissione, ma in tutti i casi noi siamo perfettamente a pro su cartolare che va in un buon senso, e voglio oggi Presidente ne approfitto perché ha detto in un rapporto di un regalo che voi fate alla Commissione perché la Commissione non aveva mica abbastanza lavoro, di chi deve lavorare in furia non da un concetto di immersione relativo a paese, oramai paese e città immersive, so che vi posso io e così ne approfitto per dire all'insieme dell'Assemblea. Ci eravamo messi da consento, signore Presidente, quando è stata creata la Commissione di luglio, di rendere un rapporto di politica generale, di informazione appresso al Presidente dell'Assemblea e appresso al Presidente dell'Esecutivo, saremmo a tempo per renderlo di dicembre
con un primo rapporto che tratterà di un insieme, un'architettura globale di politica linguistica, di uvato educativo, di uvato legge organica e oramai di uvato di agartula di peta all'immersione. Dunque, abbiamo principiato di un mese di luglio assai riunioni e visite di terreno. Oramai passiamo una fase di trascrizione e di scrittura di un piano e saremo a nome della Commissione in capacità di rendervi sul rapporto di dicembre, ne più in tutti i casi l'ingaggiamento rinnovato, ma il gruppo sarà affiancato e butterà di suo cartolare perché ci pare, come è stata detta dai miei colleghi, una primura maggiore per la lingua e tutto ciò che è fatto di poi, in modo più intenso di poi parecchi mesi va in un buon senso e ci ne rallegreremo. Ringraziabili. Diaby, altre domande di parola? Ringraziabile, signore Presidente. Giusto un piccolo commento non ta su cartolare che mi pare importante. Già per un affare di strutturazione. Penso che siamo giunti a un punto che abbiamo bisogno di mettere tutto in rete, di l'affare che è già stata detta dai miei colleghi, di cominciare a mettere, ci sono un po' di iniziative, ci sono un po' di affari che sono stati fatti oggi, è ora di mettere tutto in un redale per proporre qualcosa che sia il più efficace possibile. È stata detta in commissione di una forma di riattualizzazione di Agartula, infatti, perché chi a Corsica ha cambiato. La Corsica ha cambiato certe orte, certi in degli affari diventa più pessimo non a certi punti, ma non a certi punti di noi ci sono affari che vanno meglio in tutti i casi iniziative che sono in più in questo momento che propongono qualcosa di interessante. Parlo per esempio di case di lingua che sono oggi in situazione di funzionare, parlo di scuola corsa, parlo di l'immersivo pubblico che è stato di no puntato da l'iniziativa come scuola corsa e da un rettore ne abbiamo parlato non su. Dunque penso che di noi il senso oggi di storia, penso che un'epoca di iniziative sono pronte oggi per appoggiare su dispositivo qui. Un altro punto che mi pare importante è che abbiamo parlato di l'affare di territori piloti di radio. Ciò che mi pare interessante è una logica che è conosciuta in economia, che è conosciuta in ecologia, che è conosciuta in dialogo, di l'affare di luoghi di sviluppo, poli di sviluppo, che permettono dopo di rinforzare certe dinamiche e che permettono dopo di andare più lontano dai luoghi forse in due a dinamica è più debole. Mi spiego, un territorio in due la lingua è forte, in due dice radio a società, in due ci sono le iniziative associative che le siano case di lingua o scuola corsa, in due ci sono i siti immersivi a livello di scuola pubblica, in due ci possono essere, per esempio, è stata mintuata su case di ritirata in due lo si può andare per di un'immersione in un bislinguismo, un territorio così che potrebbe per esempio avere un'università, solo che penso ci permetteranno di avere, e penso che ne abbiamo bisogno per lanciare queste dinamiche, di avere riuscite, di avere vittorie, perché penso che anche per la dinamica dell'idea di avere un'epoca di vittorie e se i luoghi questi ci permettono di avere i luoghi in dove c'è già una certa forza a livello associativo di un pubblico e di una società ci permettono di avere queste vittorie che dopo lanciano e dinamiche per i territori che sono forse di più in debolezza, ma dimostrare un'epoca di esempi che funzionano, che sono veramente su dispositivi in dove lo può funzionare e mandare su messaggio che prima si va in questi territori che sono già abbastanza forti e dopo si manda tutto in degli altri territori che forse certe volte hanno bisogno d'aiuto. E penso che
permetterà di nutrirci infatti gli altri luoghi e di nutrirci con un esempio positivo, perché penso che abbiamo bisogno da assai positivo a livello della lingua e iniziative che penso hanno questa capacità qui, senza presumere per la sicura di un luogo scelto o i luoghi che si posizioneranno, ma a Vigo di già, l'ha detta Pierre Jong, in Corti per esempio ci sono la Sogi e c'è anche l'università e a Comune che sono piuttosto favorevoli a questo genere di iniziative. Ecco. A ringraziarvi. Penso che tutti i gruppi si sono esprimati. A ringraziare di nuovo torna i traduttori per gli impegni, gli aiuti. Signor Presidente, avete la parola se volete dire qualcosa. A ringraziare i traduttori perché ciò che i giudici del Tribunale amministrativo possono capire e sentire ciò che noi abbiamo. Se non parlano anche corso, per quello non parlo mica corso. Di nuovo a prova che possiamo parlare corso pure quando c'è una decisione di giustizia che ci difende i vala, ma continuate a pensare che c'è la accoppiare o fatto e o diritto e non possiamo mica essere soddisfatti solo di parlare corso senza avere il diritto riconosciuto di parlare corso, ma di quantunque una ora dicendo un dibattito come questo, come d'altri che sono tenuti in lingua nostrale. Allora, a ringraziarvi a tutte e a tutte per i vostri interventi positivi assai. Allora, ci resta a impastare e a lavorare se le voto dell'Assemblea di Corsica so che lo si può pensare che la da esse dopo i vostri discorsi c'è da voler impastare. Penso che un luogo dove lo si può lavorare di maniera efficace in tutte queste problematiche di a commissione ad hoc dove riflette a maniera che va ma so che ritengo di ciò che è stato detto è vero si sa che ci sono i luoghi dove si fa già assai ma forse di maniera un po' spapersa sino a oggi l'idea di un redale e da conciare da cadastrare tutto ciò che si fa per giungere a un certo livello di efficacità è qualcosa di importante, come è importante lì di avere risultati positivi. Penso che abbiamo bisogno del dominio della lingua, come dell'altri, di avere che riusciamo a dare forma ai nostri sogni e ai nostri quindi è qualcosa di importantissimo e per questo che c'è da fare e io di noi proposta a fare per esempio per rapporto alla società sportiva, per esempio per rapporto ai rapporti tra differenti istituzioni eccetera eccetera. C'è da voler riflettere di noi è vera a maniera di finanziare. Allora, parecchie di azioni che hanno vocazione a essere ad unire sono già finanziate, sostenute dalla collettività di Corsica, ma forse ci vorrà a fare sforzi di più, ma penso che se gli sforzi sono fatti da un quadro che ne è maturata all'unanimità con mezzi per valutare l'efficacità delle nostre azioni e che c'è veramente una dinamica sociale e societale, vale un colpo di finanziare, di trovare i soldi per finanziare, come l'abbiamo fatta per esempio per la convenzione dove, sapete, siamo noi che abbiamo messo i soldi, perché volevamo che gli affari avanzino. Rispondendo a Saverio Luciani, di sicuro potremmo scegliere un altro nome un po' più sexy che ci dà i paesi immersivi, ma ci è apparso a un livello d'oggi importante, ci siamo tutti insieme per l'immersione nel sistema educativo. Cioè a prolungare l'andatura per l'immersione nella società, mi pare che lo faccia senso, oggi e chi di oggi, vedremo domani se lo gioco a cambiare. Dunque, ci mettiamo al lavoro e perché l'appuntamento di dicembre è importante, perché è importante di noi che noi possiamo unire forse a una discorsata in cui il governo, per esempio, non ha questione della lingua, in cui è chiaro che la sia a un livello di un diritto costituzionale, a un livello dell'educazione e a un livello di piazza di un corso della società,
e giunge mica solo le lettere a Corsica, ma tutte le forze vive di Corsica, posto chi è stata eletta, la sappiamo, ma l'abbiamo rammentata una volta di più, essere bilingue è una competenza e una forza in più per un cittadino. E se conosce la lingua corsa, fa opera di trasmissione di ciò che noi siamo per rapportare la storia, ma di noi oggi più che mai un tratto maggiore di coesione sociale. Le monete spesso la lingua fa popolo e penso che è importante di rammentarla e di dimostrarla. E poi non si può mica salvare la lingua corsa senza dargli un'utilità professionale. Questo la sappiamo ed è fondamentale, così non potremo mica riacquistare la nostra lingua. E l'ultimo punto, un fattore d'apertura, apresi per il Mediterraneo, apresi per la comunità di tutti quelli, quasi 1 miliardo, che parlano una lingua latina o romana, e di noi un fattore di progressione individuale e collettivo. Dunque siamo un filo di ciò che abbiamo già acquistato insieme. Penso che se noi vediamo ciò che c'è da fare sarà un passo di più e soprattutto da permettere ai comuni, vale a dire ai meri, ai consigli municipali e ai gente che campano in queste città, in questi paesi, di far parte di una mossa collettiva. Ringraziamo oggi, Presidente, auguri a tutta la squadra che ha lavorato in questo cartolare e mi mette a voto, se voi siete d'accordo, prima l'emendamento, che è assai complicato. Vuoi spiegare, torna? Tutto il mondo ha capito? Penso. Dunque invece di mettere CIDA e paesi immersivi, mettiamo paese e CIDA, ma non è mica la stessa affare. No, da tutto non è mica la stessa affare. Dunque, paese e CIDA immersive. Metto a voto questo emendamento. Qual è chi è contro? Qual è che non vota mica? Astensione, qual è chi vota pro? Tutto il mondo. Che è fatta? Allora, budemo, cartolaro. Ah, ce n'è un altro, scusate. Allora, il secondo. È la stessa affare. Appena più lontano, c'è la mette d'orna, c'è la fa l'inversione, paese ci dà immersivi. Qual è chi è contro? Qual è con vota mica? Astensione, qual è chi vota pro? Ringraziabi. Allora, ora metto a voto il cartolare amendato in questo senso. Qual è chi è contro? Qual è con vota mica? Astensione, qual è chi vota pro? È adottato all'unanimità. Ringraziabi. Allora, il cartolare di Manawa passiamo. Volete passare il cartolare di Usugiale? Allora, avete la parola, cara Presidente, cominciate a per il 287. Convenzione per l'inserzione e l'impiego. Allez, vabbè. Ringraziavi, Madame la Présidente. Donc, cari consiglieri, ce rapport me donne l'occasion de revenir devant votre Assemblée pour faire un point d'étape sur notre politique en faveur de l'insertion des bénéficiaires du revenu de solidarité active. L'insertion durable des personnes les plus éloignées de l'emploi est un axe important de notre politique de lutte contre la précarité. C'est là notre vision de l'insertion que nous portons. C'est pourquoi nous avons mis en place un patto programme territoriale d'inserzione per i beneficiari en la période 2024-2028.
un cadre structurant qui propose une approche globale, durable et qui contribue à la lutte contre l'exclusion. Avec ce rapport, c'est surtout de l'impact de notre politique pour les allocataires corses, basée sur un accompagnement renforcé, que je souhaite évoquer. Tout d'abord, je tiens à revenir sur les caractéristiques des publics que nous accompagnons. La collectivité de Corse est référente pour les allocataires très éloignés de l'emploi, confrontés à des freins sociaux ou socio-professionnels. En conséquence, au regard de leur profil, ils bénéficient d'une fréquence de temps d'accompagnement et d'un parcours intensif. Par son suivi, la collectivité garantit donc que l'allocataire du RSA s'inscrit bien dans une démarche d'insertion adaptée à ses besoins. Ainsi, pour nous, les 15 heures d'activité hebdomadaire introduites par la loi du plein emploi du 1er janvier 2025 relèvent d'une démarche d'insertion professionnelle, mais également sociale, stage, formation, accompagnement, remobilisation. Je fais le lien avec la motion qui a été déposée par le groupe Corinne Front en mai 2024. Je l'avais dit à l'occasion de la présentation du rapport et je le redis, je n'ai pas dévié. Nous sommes contre toute obligation de travail non rémunéré. C'est ce que nous étions engagés à faire, ECO. Je rappelle ici que dans l'article 4 de la délibération du 25 avril 2024, approuvant la Convention pour l'insertion et l'emploi pour 2024, nous avions demandé une adaptation de la loi pour le plein emploi en raison de nos spécificités sur les plans de l'économie, de la solidarité et de la géographie. Je constate que cette demande d'adaptation est restée, comme beaucoup d'autres, sans réponse de la part de l'État. Alors je reviendrai quand même sur ce que l'on entend par lever les freins périphériques à l'insertion. Ce sont par exemple les solutions concrètes proposées aux bénéficiaires du RSA par la collectivité pour débloquer les freins sociaux à l'occupation d'un emploi. Aide à la mobilité, aide à la garde d'enfants, suivi santé, accès aux droits, au logement, chèque pour l'alimentation. Cette approche a un impact significatif et positif sur le retour à l'emploi des personnes. Près d'un tiers des allocataires ainsi accompagnés retrouvent un emploi. Près d'un tiers ou une activité générant des revenus suffisants pour leur autonomie. Nous constatons d'autres résultats parce que l'innovation sociale est une méthode que nous portons dans l'ensemble de nos politiques en matière de social de santé. Nous avons mené une expérimentation sur la plaine orientale nord, territoire particulièrement marqué par des indicateurs de précarité, pour construire un nouveau cadre d'accompagnement des bénéficiaires du RSA que depuis nous avons dupliqué et déployé dans toute la Corse. De manière plus générale, nous avons mobilisé plus d'heures en parcours intensif pour plus d'allocataires. Cela a été rendu possible parce que nous avons mobilisé plus d'agents pour mener ces parcours, soit plus 4 TP financés par la Convention à 50%. Cette mobilisation des ressources humaines et de l'intensité de l'accompagnement a donc permis de mieux prendre en charge qualitativement les bénéficiaires. Ainsi, cette approche pragmatique portée par l'exécutif de Corse participe à la diminution progressive du nombre d'allocataires. Dans cette logique, et compte tenu de l'impact pour les bénéficiaires, particulièrement salué d'ailleurs dans l'avis du CESEC de Corse, nous souhaitons prolonger nos actions et ainsi contractualiser pour une nouvelle période, ce qui nous permettra de bénéficier de nouvelles recettes. A ringraziarvi. A ringraziarvi, cara Presidente. Allora, c'è un avviso di USESEC che riconosce il lavoro a qualità del lavoro che è stato fatto e che produce un avviso favorevole. Ecco, quindi per USESEC, dopo c'è un avviso di no della Commissione. Avis favorable de la Commission avec une non-participation des groupes Unso Funo, Corinne Front et absence des groupes Avanzem e Un'Altra Strada. A ringraziarvi. A ringraziarvi. Ecco. Allora, qual è chi voleva la parola? Un avis également allora, de la Commission Madame, des Finances. Cosa c'è? No, on l'a dit au Michael, no? Ah, et où là un avis favorable de la Commission des Finances avec la non-participation des groupes Unsof Yuno ou Avancemo e Corinne Fronte. D'accordo, di un avviso, non è mica un rapporto. Di un avviso. D'accordo, ringraziarvi. Dunque, parola è domandata da Mama Dansari. A ringraziarvi, Madame Presidente. Madame la conseillère exécutive, le rapport qui nous est présenté aujourd'hui illustre une orientation claire, assumée et exemplaire. Entre le statu quo qui entretient l'idée d'un RSA perçu comme une simple allocation d'assistance et le modèle punitif, celui de la sanction ou du travail sous-payé, la collectivité de Corse a choisi une autre voie, celle de la dignité et de la responsabilité. Cette voie correspond à ce que le sociologue Talcott Parsons décrivait comme le cœur du lien social, un équilibre entre les droits et les devoirs, entre l'intégration et la participation active à la communauté.
C'est cette voie de l'équilibre et du sens collectif que nous avons choisi. Et le CESEC, dans son avis, a su le reconnaître et le saluer. Ce positionnement reconnu par le CESEC comme juste et équilibre donne aujourd'hui ses premiers résultats. Notre collectivité démontre qu'il est possible d'articuler solidarité et exigence. En 2024, les résultats sont là. Plus de 15% d'heures d'accompagnement réalisées, plus de 5% d'allocataires suivis, plus de 21% d'agents mobilisés. Et surtout, près d'un tiers des allocataires intensivement accompagnés ont retrouvé une activité ou un emploi. Ce n'est pas une politique d'assistanat, c'est une politique d'émancipation. C'est le fruit d'une méthode, celle de l'accompagnement personnalisé, exigeant, mais bienveillant, qui fait du bénéficiaire un acteur de son parcours. Nous refusons la logique punitive, celle qui voudrait imposer à tous les allocataires un quota d'activité hebdomadaire sans tenir compte des situations réelles, de la santé, de la famille ou du territoire. Mais nous refusons tout autant la résignation, le laisser-faire, la dépendance entretenue. Nous affirmons qu'il existe une voie corse de l'insertion fondée sur la proximité, la confiance et la mise en capacité. C'est cette voie que le CESEC a saluée, une démarche pragmatique et équilibrée entre la passivité et la sanction, une voie d'émancipation sociale enracinée dans nos valeurs. Le programme triennal qui nous est proposé ici consolide ses acquis à travers 1,7 million d'euros sur 3 ans, à parité avec l'État. Avec des moyens humains confortés et des actions ciblées, nous intervenons directement sur les véritables freins à l'emploi, comme par exemple les difficultés liées à la mobilité, à la garde d'enfants, au handicap et à l'illettrisme. C'est une politique de progrès social, pas de contrôle administratif. C'est une politique qui privilégie la confiance à la stigmatisation. Oui, la Corse montre qu'il existe une autre voie que celle du tout assistanat ou de toute sanction. Une voie où l'emploi ne rime pas avec précarité, où la solidarité n'est pas synonyme de dépendance et où l'action publique n'est pas une charge, mais un investissement dans la dignité humaine. Le nombre d'allocataires du RSA baisse, la coopération avec l'État se fait d'égal à égal et notre collectivité assume son rôle de moteur de cohésion sociale et de justice territoriale. En adoptant ce rapport, nous faisons bien plus qu'approuver une convention. Nous réaffirmons notre conception du retour à l'emploi. Un retour à l'emploi choisi, accompagné, humain. Nous disons non à la stigmatisation, non à la précarité et oui à une Corse qui relève, qui forme, qui accompagne et qui croit en la capacité de chacun à se reconstruire. Nous voterons donc pleinement en faveur de ce rapport, symbole d'une politique innovante de l'insertion, à la fois efficace, digne et profondément humaine. Je vous remercie. Ringraziabi. Altre domande di parola? Canti Cognetti. Merci Madame la Présidente. Ce rapport est la suite de la convention signée l'an dernier pour l'exercice 2024 et qui permet donc à la collectivité de Corse de bénéficier de fonds État pour l'insertion des bénéficiaires du RSA. Le tout découlant de la loi qui avait établi 15 heures de formation ou activités obligatoires pour les allocataires. Ces sommes sont en sorte une contrepartie. Alors, bien évidemment, nous aussi, nous enlevons toute logique punitive, mais il y a tout de même un coût pour la collectivité, puisque pour 2024, les 700 000 euros dépensés, l'État n'a remboursé qu'à hauteur de 500 000 euros. Mais vous l'avez dit, nous avons eu de bons résultats puisqu'un tiers des personnes ont retrouvé un emploi. Sur la période triennale, 1,7 million, dont 850 000 euros financés par l'État, 850 par la collectivité de Corse. En comptant l'an dernier, ça ferait 2,4 millions sur 4 ans, 56% couverts par l'État, puisque en 2024, la participation nationale avait été supérieure. Annuellement, la collectivité récupère donc 338 000 euros. Tout cela va dans le bon sens et je pense qu'il faut faire cet effort. Nous devons aussi souligner l'effort de la collectivité dans la lutte contre la précarité.
Je tiens à rappeler que les 15 heures par semaine ne présentent pas que des avantages ou des désavantages. Je sais que sur les bancs de cette Assemblée, ce n'est pas forcément partagé. Une motion contestant ces heures avait été présentée l'an dernier. Mais nous devons tenir compte des différents freins et des publics que nous recevons. Nous avons des équipes qui les identifient sur le territoire et elles font vraiment un travail remarquable. N'oublions pas que ça permet d'atteindre l'objectif de diminution du nombre d'allocataires en mettant les bénéficiaires en orbite dans le but de trouver un emploi et de se professionnaliser. Il y a des motifs, bien évidemment, qui ne permettent pas de se réinsérer facilement, y compris en matière d'incapacité médicale. Tout ça, les agents que nous avons sur le territoire en sont conscients. On ne demande pas un bilan de compétences quelqu'un qui a des problèmes de santé. On ne demande pas à quelqu'un qui a des problèmes autres et des problèmes importants de pouvoir se rendre à un moment donné s'il a des problèmes de mobilité. Mais sur ce point relatif au niveau des allocataires qui a augmenté cette année pour la première fois depuis 2020, tout en restant inférieur au niveau national, pour faire mienne l'observation du CESEC relative au non-recours pour expliquer cette situation, nous appelons à la plus grande vigilance dans le contexte actuel. Je me dois d'insister sur l'application des 15 heures hebdomadaires qui ne peuvent que faciliter la réinsertion, resociabiliser les différents publics, ramener à l'emploi des publics qui en sont éloignés et les écarter d'activités liées à l'économie souterraine. Bien sûr, le but est d'offrir donc des possibilités de réinsertion à des publics qui, pour en bénéficier, trouveront enfin une voie et un parcours qui leur permettent de sortir de cette précarité. La loi parle bien de parcours d'insertion et de reconnexion avec des valeurs comme le mérite, le travail. C'est important, il y a des droits, ils appellent des obligations, mais c'est surtout important pour le retour au travail de ces personnes. Cette contrepartie de la solidarité qu'implique le RSA est saine. Son application doit se faire sans pouvoir être contournée, sauf dans les cas spécifiques que nous avons tous évoqués et que les agents qui œuvrent au quotidien connaissent, parce qu'il en va de la viabilité, de la pérennité du système social aussi. Vous l'avez dit, dans un autre domaine, orientation par le biais de bilan de compétences, formation, emploi, c'est un triptyque gagnant que l'on peut aussi appliquer aux bénéficiaires du RSA. Je vous remercie. Merci Madame la conseillère. Y a-t-il d'autres interventions sur ce dossier? Non, apparemment. Donc je repasse la parole à la conseillère exécutive. Ringradia, Madame la Présidente. Bon, rien à ajouter. Je remercie Frédéric et Cathy pour leurs interventions. Cathy nous a répété un petit peu la loi. Effectivement, nous y sommes parfaitement. Et effectivement, il y a des personnes qui seront toujours éloignées de l'emploi pour des raisons médicales, vous l'avez dit, et parfois, et heureusement qu'il y a ce revenu de solidarité active pour les accompagner. Ringradia. Bien, merci. Donc nous allons passer au vote pour cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le rapport est adopté à l'unanimité. Merci. Le rapport suivant, le 188, qui est une candidature de la collectivité auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Alors, il y a un... Non, mais je crois que les gens sont déjà sortis. Oui, c'est bon. Pardon? Oui, c'est bon. Merci. Allez-y. Ringradia, Madame la Présidente. Donc, ce rapport, c'est une candidature, vous l'avez dit, de la collectivité auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce rapport s'inscrit dans le cadre de notre politique en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Il s'agit d'une candidature auprès de la CNSA qui va nous permettre, avec un nouveau dispositif, d'accompagner encore plus à la mobilité des professionnels de l'aide à domicile. Ils viennent renforcer l'existant, déjà conséquent, de notre politique sur l'autonomie. Ils contribuent aussi à répondre à deux enjeux fondamentaux, améliorer de manière quantitative
l'accompagnement proposé aux usagers et la politique de soutien à domicile et favoriser l'attractivité des métiers des aides à domicile, leur rémunération et leurs conditions de travail. Ce rapport me donne aussi l'occasion de revenir dans un premier temps sur l'axe fondateur de notre stratégie déployée dans ce domaine depuis 2022, Invitia Bein Casazoi, car bien avant de nombreuses collectivités, nous avions fait de cette approche une priorité. Cette politique que nous portons depuis plusieurs années maintenant démontre la véritable plus-value de la mise en place de la collectivité unique en lieu et place des ex-départements. Une politique structurante, de proximité, innovante, mais surtout concrète. Tout d'abord, nous avons mis en place une politique qui anticipe et accompagnement le vieillissement de la population. Nous avons fait de la prévention du vieillissement Invitia Bein un axe structurant. Depuis 2020, partout en Corse, des ateliers pour les plus de 60 ans sont proposés en proximité. Activité physique adaptée, nutrition, lien social, mémoire, accès aux droits. Mieux informer, mieux accompagner et mieux repérer les personnes âgées parfois isolées, mieux détecter leur fragilité comme la précarité, mais aussi mieux accompagner leurs proches aidants. C'est aussi l'objectif que nous nous sommes donnés avec des permanences délocalisées de nos clics, comme à Haute, Talazagne, Monachialoudet, ou prochainement, à partir du 4 novembre, à Ivoulet et Coussa. Gagner en autonomie et habiter sa maison le plus longtemps possible. C'est ce que nous permettons en accompagnant l'évolution des domiciles, car nous en connaissons l'architecture de nos maisons de village, pas toujours adaptées compte tenu de l'âge. Parfois, les personnes âgées qui sont encore autonomes n'ont pas besoin d'intégrer un EHPAD, ils préfèrent bénéficier d'un cadre de vie collectif plus rassurant. Nous développons donc des projets innovants autour de l'habitat inclusif. Des projets sont en cours, comme à Casalione, à Lille, ou les résidences autonomiques, comme à Santa Reparata di Balagne, Corte, qui accueilleront dans les prochains jours leurs premiers résidents. Une politique très concrète qui a du sens pour nos usagers et leurs proches qui les accompagnent au quotidien. Le quotidien, c'est aussi pour nous l'amélioration de la qualité de l'accompagnement à domicile. En Corse, pour aider nos personnes âgées ou en situation de handicap, les aides à domicile interviennent surtout dans l'intérieur et se déplacent de maison en maison avec parfois leur véhicule personnel. Le présent rapport propose de soutenir la mobilité des aides à domicile avec la mise en place de mesures issues de la loi 2024, bien vieillir, favorisant pour les SAD, les services d'aide à domicile, l'achat ou la location de véhicules électriques, mais également la mobilité durable. Il vise aussi à améliorer leurs conditions de travail, comme par exemple l'organisation de temps collectif et d'analyse de pratiques professionnelles. Nous connaissons les problématiques de ces secteurs, confrontés à une forte tension en matière d'emploi et à des conditions d'exercice souvent difficiles. Pour nous, améliorer les conditions de travail et de mobilité des professionnels est particulièrement important, parce que cela contribue à la fois à une attractivité des métiers et surtout une meilleure prise en charge de nos usagers. Nous proposons donc, avec cette candidature, de mettre en place cette mesure. En Corse, les opérateurs du secteur à domicile sont au nombre de 17 et emploient plus de 300 personnes. Ils sont financés par la collectivité, à la fois par des prestations comme l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, pour tout ce qui concerne l'accompagnement à la vie quotidienne de nos personnes âgées à domicile, et la PCH, prestation compensatoire du handicap. En Corse, nous avons 8 900 bénéficiaires de l'APA à domicile et 2 700 bénéficiaires de la PCH. L'APA à domicile, c'est 53 millions d'euros. La PCH, 33 millions d'euros. Donc globalement, 86 millions d'euros en 2025. Je tiens aussi à rappeler que les SAD de Corse bénéficient aussi pour certains d'entre eux, depuis 2022, d'une enveloppe de 5 millions d'euros supplémentaires, dite dotation complémentaire qualité, pour les salariés qui interviennent dans le rural, mais aussi en bonifiant le salaire pour les interventions les dimanches. Ainsi, en répondant à cet appel à manifestation d'intérêt, notre collectivité pourra mobiliser une enveloppe supplémentaire d'1 437 000 € pour les années 2025 et 2026, qui bénéficieront directement aux professionnels de l'aide à domicile. Nous y veillerons. Vous remarquerez aussi que ce fonds soutient l'acquisition ou la location de véhicules à faible ou très faible émission, ce qui contribue à la réduction de l'empreinte carbone du secteur. En pratique, pour que notre collectivité puisse obtenir cette dotation, dont le décret d'application a été publié le 13 août dernier, il est nécessaire de transmettre à la CNSA avant le 15 novembre 2025 une délibération de l'Assemblée de Corse. Sur le plan budgétaire, ce fonds versé par la CNSA le sera une fois d'ici le 31 décembre 2025. Les recettes seront affectées en 2025 et les dépenses imputées sur le budget 2026 de la collectivité de Corse. Ringraziabi. C'è un avviso di Consiglio economico e sociale. Scusate. Un avviso positivo, favorevole. E come prima domanda giusto è avere una logica di evaluazione di un dispositivo. Ecco.
per fa... vabbè. Ecco, dopo c'è normalmente una commissione, un rapporto di commissione educazione. Avis favorable, Madame la Présidente. Non-participation du groupe sauf UNO et absence des groupes Avansem et Un'altra Strada. E per stavolta c'è un rapporto di commissione di evidenze. Alors, à l'issue de la présentation du rapport par Mme Marie Cianelli-Colonne, directrice de l'autonomie, les commissaires ont formulé les observations suivantes. Revenant sur le premier programme, à savoir le soutien à la mobilité des aides à domicile, qui pourrait être financé par ce fonds à hauteur de 1,4 million d'euros, M. Georges Mel s'est interrogé sur le type de véhicule éligible et sur le fait de savoir s'il s'agissait de véhicules d'entreprise à faible émission. En réponse, Mme Marie Cianelli-Colonne a indiqué que les véhicules éligibles au financement au sens du Code de l'environnement étaient uniquement des véhicules électriques et hybrides rechargeables, précisant que les véhicules hybrides non rechargeables étaient exclus de ce type de financement. Par ailleurs, elle a fait observer que les 49 véhicules mentionnés dans le rapport pourraient relever de l'une ou l'autre de ces catégories, étant précisé qu'il s'agira bien de véhicules d'entreprise pouvant être utilisés par les salariés dans le cadre d'assurances spécifiques pour leur déplacement personnel. La Commission des finances a émis un avis favorable sur le rapport avec la non-participation des groupes Sauf Uno, Avansem et Corim Fronte. Ringraziabi. Allora, qual è chi vuole via parola? Oui, Evelyne Galloni d'Istria. Merci Madame la Présidente. Ce rapport s'inscrit pleinement dans la politique de la collectivité de Corse en faveur de l'autonomie et du bien vieillir sur notre territoire. Ce fonds de soutien à la mobilité des professionnels de l'aide à domicile n'est pas un simple dispositif financier. Il représente une reconnaissance concrète de l'engagement de ces femmes et de ces hommes qui, chaque jour, sillonnent nos villages, nos hameaux et nos routes pour accompagner nos aînés et les personnes les plus fragiles. Dans le rural, ces aides à domicile sont souvent le dernier lien social, le visage familier qui passe la porte quand plus personne d'autre ne le fait. Elles sont bien plus que des aides ménagères. Elles apportent écoute, réconfort, repère et dignité à des centaines de familles. Leur rôle est humain, social et parfois même administratif. Pourtant, ce métier reste insuffisamment reconnu et peu attractif, marqué par des conditions de travail difficiles et des déplacements coûteux et contraignants. En facilitant leur mobilité, en modernisant leurs outils de travail et en favorisant les temps d'échange entre les professionnels, ce rapport apporte une réponse concrète aux défis du recrutement et du maintien dans l'emploi. Ce dispositif va dans le bon sens, celui d'une professionnalisation accrue, d'un soutien logistique et humain et d'une valorisation du service public rendu à une grande partie de la société corse. Pour ces raisons, nous voterons ce rapport, afin aussi d'envoyer un signal fort de respect et de reconnaissance à ces professionnels qui, à travers le maintien des personnes les plus vulnérables dans les lieux de vie, contribuent grandement à l'indispensable lien social, à la cohésion et à la solidarité entre les générations. Vi ringrazio. Ringraziabi. Altre domande di parola? Chantal. Merci Madame la Présidente. Alors, merci Madame la conseillère exécutive. C'est très bien que la collectivité de Corse candidate auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, pour l'attribution d'un fonds de soutien à la mobilité des professionnels de l'aide à domicile. Ce fonds CNSA a été chargé par décret, vous l'avez rappelé, de ventiler les 75 millions d'euros découlant de la loi de 2024, qui a institué ce fonds justement pour améliorer la qualité du travail des professionnels de l'aide à domicile. L'enveloppe pour la Corse s'élève à 1,4 million. 17 SAD sont éligibles en Corse et l'objectif est donc de financer à 50% des véhicules propres et d'organiser des temps d'échange professionnels. 49 véhicules sont donc prévus d'ici fin 26. C'est donc un signal fort pour la mobilité et la qualité du travail des agents. Donc ce financement est conditionné à ces achats de véhicules et je rejoins un peu l'avis du CESEC qui dit, donc le CESEC recommande que les conventions passées entre la collectivité et les structures d'aide à domicile comportent des clauses précises sur l'affectation des véhicules, leur usage mutualisé, la transparence des critères d'attribution et le maintien des droits des salariés concernés. Quoi qu'il en soit, le principe nous agrée. C'est comme pour les aidants, on se doit d'être en pointe en Corse parce que l'on a une politique conforme à notre mentalité et à notre manière de vivre.
Privilégier le maintien à domicile plutôt que le placement autant que possible. Cela demande un effort et tout un maillage d'infirmiers libéraux, de kinés, d'aidants, d'aides-soignantes, justifiant pleinement ce soutien à la mobilité. J'ouvre une parenthèse et j'en ai parlé en commission. Cela s'inscrit dans la continuité de mes propos pour évoquer la prime Ségur, dont l'objectif est de valoriser le travail des professionnels de santé et de renforcer l'attractivité des métiers du soin. Elle est donc destinée, cette prime Ségur, à ceux qui sont engagés dans le secteur sanitaire, social et médico-social. Cette prime Ségur, suite aux accords du 18 juin 2024 entre l'État et les partenaires de la branche associative de l'action sanitaire et sociale, entérine l'extension de bénéfices à tous les personnels du secteur privé non lucratif. C'est ce qu'on appelle le Ségur pour tous. Son montant varie entre 183 € net et 1 500 € selon le métier et l'échelon. Pour la Corse, les primes Ségur se poursuivent en 2025. Les financements correspondants sont maintenus dans les budgets des établissements. Mais compte tenu du contexte budgétaire contraint pour les départements et les collectivités, l'Association des départements de France, l'ADF, a décidé d'un moratoire le 13 septembre 2024, appelant à ne pas appliquer cette nouvelle mesure tant que l'État n'aura pas compensé intégralement ses impacts financiers, ce que l'on comprend facilement. Qu'en est-il exactement en Corse ? Je crois savoir, je me trompe peut-être, Madame la conseillère exécutive, vous me le direz un petit peu plus tard. Donc je pense que la collectivité de Corse supporte 615 000 € par an, faute d'une compensation intégrale de l'État, 365 000 € pour l'autonomie, 250 000 € pour la protection de l'enfance. Les services nous ont expliqué en commission que l'extension du Ségur concerne les revalorisations salariales des oubliés du programme initial, puisque la protection de l'enfance était exclue et un avenant à la convention collective nationale puis un arrêté ministériel ont permis de corriger cela. Ce sont nos professionnels, nos infirmiers, aides-soignants, éducateurs, et la liste est plus longue, qui bénéficient de ce soutien. Et pourtant, l'État, apparemment, ne compense qu'un quart de la dépense réelle. La collectivité, je pense, a financé en grande partie sur ses fonds propres. D'après les propos tenus en commission, tous les salariés bénéficient des revalorisations Ségur. Qu'en est-il des établissements privés qui financent collectivités de Corse, ARS? Nous devons continuer à valoriser et retenir nos professionnels dans un secteur en crise d'attractivité et où, malheureusement, les besoins augmentent. C'est une question de justice sociale, de reconnaissance et de dignité pour ceux qui prennent soin de nos aînés, ceux qui prennent soin de nos enfants et ceux qui prennent soin des plus fragiles. Je vous remercie. Merci Madame la conseillère. Y a-t-il d'autres interventions? Non. Donc je repasse la parole à la conseillère exécutive. Ringrazia, Madame la Présidente. Merci pour vos interventions. Merci Evelyne. Merci Chantal. Oui, vous avez raison. Déjà le financement et sur la prime Ségur, effectivement, l'État s'était engagé à... En fait, ce qui s'est passé au départ, quand ils ont parlé de la prime Ségur, ils ont pris la décision de manière unilatérale, sans concerter avec les départements et la collectivité de Corse. Donc on s'est retrouvé face à une problématique. Ensuite, département de France est monté au créneau. Comme on est maintenant, on s'est inscrit également sur cette problématique. L'État avait convenu de verser 50% de la prime, ce qu'il n'a pas fait. Il en a versé à peu près entre 20 et 25%. Nous avons versé intégralement cet été sur l'année 2025, donc que ce soit sur l'aide à domicile, sur les établissements, qui sont, que ce soit sur la protection de l'enfance, soit sur le secteur d'autonomie. Toutes les primes ont été versées. Mais c'est vrai que c'est une anomalie, puisque l'État aurait dû remplir son rôle et vraiment à abonder cette prime. J'en profite quand même pour vous dire que ça nous renvoie quand même à une certaine responsabilité en tant qu'élu. Il va falloir vraiment se pencher sur le financement de la dépendance.
sur ce financement qui devient de plus en plus important parce qu'on sait qu'on vieillit de plus en plus vieux. On sait qu'il y a une grosse part aussi de maladies neurodégénératives qui sont prises en charge. On a la PCH qui augmente énormément. Donc il va falloir se pencher, c'est pas la collectivité de Corse qui peut le faire, puisque c'est vraiment un problème national, mais vous voyez bien qu'au niveau du gouvernement, chaque fois que quelque chose est proposé, que ce soit, il fut un temps où c'était la 5e branche de la sécurité sociale, ça n'a pas abouti. Financer la dépendance, une ministre avait proposé d'indexer sur les retraites et de prendre une partie. Mais je pense que vraiment, à l'instar de d'autres pays d'Europe, notamment les pays du Nord, qui le font, il va falloir vraiment penser à financer et le grand âge et la dépendance. Ringraziavi. Ringraziavi. Allora, ora mi passa a Word, se voi siete d'accordo con questa convenzione. Qual è chi è contro? Qual è un voto amico? Astensione e qual è chi vota pro? Tutto il mondo, dunque è adottato all'unanimità. Penso di consigliare a compiere la presentazione di Zogartulari che è fatta. Allora, facciamo un piccolo punto d'organizzazione oggi al Presidente. Abbiamo un rapporto nanta a strada a Iacciu Bortivecchio no, mica Bortivecchio, Porticchio. Oui. Porticchio, mi dici con una bicicletta fa già appena lontano comunque. Dunque, allora, puoi muovere a fare, se vuoi. J'ai une urgence, il faudrait que je puisse ne pas prendre tout de suite mon rapport sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a un rapport qui est pris? Je n'ai pas la liste des rapports. Non, alors nous avons là, je vous dis, Monsieur le Président, nous avions au programme ce rapport sur la mobilité douce. Non, pardon. Je m'emmène les pinceaux. Il y avait le numérique. Excusez-moi, c'était l'autre feuille. Nous avons un dossier sur le numérique, donc vous ne souhaitez pas passer tout de suite. On va le passer, je décale mon urgence. D'accord. Alors, ensuite, c'est quoi les autres rapports? Après, vous aviez il y a les budgets, la partie budgétaire. C'est M. Giovanni Angeli, à moins qu'il soit là, s'il n'est pas loin. Il n'est pas encore là. On va prendre l'intelligence artificielle. Non, non, donc la voie douce, c'est pour demain, normalement. Cela dit, je vois le conseiller, Monsieur le Président, je vois le conseiller Aquaviva, président des transports, s'ils veulent passer, c'est lui qui passe peut-être, qui va présenter la voie douce. Oui, mais c'est demain la voie douce. Mais c'était demain, je crois. Hein, c'était prévu demain, mais bon, comment on change? On peut prendre le rapport sur l'intelligence artificielle, comme c'était prévu, et ensuite prendre le rapport sur les budgets dès que Gilles Giovanni Angeli. Ça. Non, ça c'est demain, pardon. Bon, on va respirer un grand coup, là. Quel jour on est? Je crois qu'on a besoin d'oxygène. Donc l'intelligence artificielle, Monsieur le Président. Le mieux est de ne pas changer le programme. Exactement. Voilà, comme ça personne s'y perd. Et on s'y retrouve tous. Donc, sur l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle à la vitesse de l'éclair est devenue une nouvelle technologie qui affecte profondément l'ensemble de notre vie quotidienne. C'est vrai pour les citoyens, c'est vrai pour les entreprises et c'est vrai également pour les collectivités publiques. Que l'on soit féru de nouvelles technologies, ce qui est le cas de beaucoup d'élus, ou qu'on ne le soit pas, ce qui est le cas de certains autres, on est confronté à
à cette formidable accélération, il n'y a pas de jour où nous nous soyons interpellés par des émissions de télévision ou des articles, y compris des articles de vulgarisation, qui rappellent combien l'intelligence artificielle va bouleverser notamment notre rapport au travail. J'en veux pour preuve, par exemple, avant-hier, dans la presse corse, l'article de la vice-présidente du MEDEF, qui est elle-même d'origine corse, Madame Fabiani, qui rappelait que l'intelligence artificielle dans le secteur privé va entraîner la disparition de nombreux emplois, mais qu'elle devrait également, au moins en partie, contribuer à la création de nouveaux. Et puis, j'ai eu récemment, avant-hier, l'occasion de discuter avec des médecins, par exemple. L'intelligence artificielle est en train de bouleverser les pratiques médicales et de façon plus globale, nous concernant, et concernant la collectivité de Corse, mais également les autres collectivités, l'intelligence artificielle ouvre des perspectives prometteuses. Elle soulève également des inquiétudes, notamment chez les élus et chez les personnels. Et au-delà des questions très prosaïques et très basiques de l'impact de l'intelligence artificielle sur nos méthodes d'organisation ou nos systèmes de définition de la prise de décision et de la mise en œuvre de la prise de décision, il y a en arrière-plan des interrogations fondamentales, y compris en termes éthiques. Donc face à cette accélération de l'intelligence artificielle et conformément aux orientations du schéma directeur territorial d'aménagement numérique de la Corse, Smarties, adopté à l'unanimité en juin 2022 par l'Assemblée de Corse, nous avons essayé d'initier, chacune et chacun dans le cadre de nos compétences respectives, des démarches qui nous permettent d'essayer de penser cette évolution et de l'intégrer dans notre vision de l'action de la collectivité de Corse. Je rappelle, Madame la Présidente, que dans le cadre de la démarche Corsica Prospettiva, dont vous avez pris l'initiative, vous essayez, avec l'aide de nombreux sachants et l'implication des élus de l'Assemblée de Corse et du Conseil exécutif, eh bien d'organiser un espace de réflexion qui nous aide à anticiper des différentes tendances lourdes et les chocs exogènes qui impactent ou risquent d'impacter la société corse. Dans ce cadre-là, vous avez notamment organisé une conférence sur l'intelligence artificielle le 16 juillet 2025 à Bastia, réunissant les élus, mais également des experts internationaux et des chercheurs dans ce domaine. Je rappelle que cette conférence est en ligne sur le site de la collectivité de Corse. De même, nous avons présenté un rapport intitulé « Enjeux numériques et gestion de la donnée en Corse », présenté devant la Commission de développement économique, des transports et des affaires européennes de l'Assemblée Adi Juventud, qui, par définition, est plus accessible et plus engagée que nous dans ce type de problématiques. Parallèlement, en interne, nous avons lancé une initiative exploratoire inédite et nous avons demandé à nos services, sous l'impulsion d'Éric Ferrard, que je salue, de penser de façon transversale les grands principes autour desquels nous pourrions essayer d'organiser l'action publique de la collectivité de Corse. 5 principes. D'abord, une démarche d'intelligence collective en mobilisant des agents publics au sein de l'ensemble des directions générales adjointes de la collectivité de Corse. Donc toutes les DGA essayent d'objectiver ce que pourrait être l'apport ou les risques de l'intelligence artificielle appliquée à chaque DGA, expertiser cela dans un cadre temporel resserré, moins d'1 an, pour avoir des retours et des propositions susceptibles d'être concrétisées. Troisième principe, une exploration ciblée sur des outils d'intelligence artificielle générative généralistes, le fameux ChatGPT,
ou plus spécialisés, conçus spécifiquement pour les besoins de l'action publique, tels que la plateforme Delibia. Quatrièmement, la mise en œuvre de cas d'usage concrets, directement inspirés des besoins du terrain, exprimés et récoltés par les agents participants. Et enfin, un accompagnement technique et méthodologique continu, destiné à faciliter l'appropriation des outils et à capitaliser sur les résultats obtenus. Alors, 3 exigences déterminantes en arrière-plan de notre démarche, qui est initiée mais qui reste à être formalisée et approfondie. D'abord, l'exigence éthique. Inutile de dire que les progrès fulgurants de l'intelligence artificielle ouvrent des abîmes de réflexion éthique. Jusqu'où peut-on aller dans la création d'une intelligence qui n'est pas issue de l'homme et où peut-elle nous entraîner, y compris à notre corps défendant. Deuxièmement, la souveraineté des données. Dans un monde où les données sont de plus en plus en libre accès, y compris les plus intimes, les plus secrètes ou les plus stratégiques, comment un petit territoire comme le nôtre et l'institution qui a vocation à le représenter peut-il construire, au moins en partie, un espace de souveraineté des données. Par exemple, les données culturelles, patrimoniales, historiques, foncières relatives à la Corse. Est-il souhaitable que ces données restent totalement en accès libre et puissent être collectées et demain gérées, voire restituées par les GAFA et par des grandes infrastructures? Ou pouvons-nous construire une sorte de coffre-fort numérique d'intelligence artificielle dans lequel nous conserverions, y compris pour les mettre en perspective et nous en servir au titre de l'action publique, les données stratégiques relatives à la Corse? Mais si nous souhaitons cela, se posent aussitôt des questions qui sont des questions extrêmement complexes. Comment identifier ces données? À travers quelle autorité les récolter? Et à travers quelle autorité en assurer la sécurisation et la diffusion? Et on voit bien que ces questions-là nous renvoient également au premier point, c'est-à-dire le questionnement éthique. Et troisièmement, l'accompagnement humain. Bon, on sait, c'est un secret de polichinelle, que beaucoup d'interventions, quelquefois de notes de synthèse, de restitution de réunions, sont réalisées à l'aide de l'intelligence artificielle. Il y a même des livres, voire des actrices, qui sont aujourd'hui créées par l'intelligence artificielle, des actrices totalement virtuelles. Mais comment pouvons-nous nous servir de la technique sans qu'elle ne nous asservisse? Donc c'est la question de l'accompagnement humain et du cadre de formation dont nous devons nous donner pour avoir une cohérence d'ensemble dans le recours à l'intelligence artificielle, dans le fonctionnement de notre administration. À partir de cette analyse, notre administration a dressé une liste de recommandations qui nous semblent être structurantes, qui sont au nombre de 10. Je ne les énumère pas, elles sont dans le rapport, notamment la définition d'un guide de bonne pratique, une évaluation systématique, une approche progressive, mais également la création d'outils dédiés comme par exemple un espace dédié à l'innovation pour partager les retours d'expérience ou la création en interne d'un réseau d'ambassadeurs intelligence artificielle aux fins de réfléchir à des solutions souveraines et ouvertes. Et à côté de cela, comme je l'ai dit, penser la formation généralisée de nos agents, collectivités de Corse et demain agences et offices, gouvernance unifiée et enfin un dispositif de traçabilité pour identifier clairement les contenus produits avec l'appui de l'intelligence artificielle. Alors, ce rapport, pourquoi? Eh bien, parce que je pense que là aussi, pas le Conseil exécutif tout seul, bien sûr, qui va penser le rapport de l'institution à l'intelligence artificielle. De la même façon, nous ne pouvons pas consacrer des années
à réfléchir à des domaines qui sont par définition des domaines de spécialistes et qui évoluent à la vitesse de l'éclair. Par contre, je crois qu'une démarche intermédiaire, c'est-à-dire verser au débat ce travail qui a été produit par notre administration, les cadres qui pourraient structurer notre doctrine et réfléchir collectivement aux grands axes de celle-ci, je pense que c'est normal de le faire. Vous savez que de nombreuses collectivités le font déjà, mais que cela ne peut se faire, bien sûr, qu'à travers une instance élargie. Donc l'idée, c'est bien de mettre en place un espace de réflexion autour de ces questions qui soit ouvert aux autres collectivités, l'État, les communes, mais également les acteurs du secteur privé, avec des objectifs qui soient clairs, former nos agents, bien sûr, c'est-à-dire intégrer progressivement l'intelligence artificielle dans nos process de formation de la décision et de mise en œuvre, réfléchir aux enjeux politiques au sens large et éthiques véhiculés par l'intelligence artificielle, et ça, bien sûr, c'est la recherche d'implication des citoyens, comme nous l'avons fait dans le numérique. Il faut le faire, à mon avis, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et le troisième et dernier niveau, c'est comment on crée un écosystème local de l'intelligence artificielle qui soit un écosystème résilient, construit autour des principes dont je viens de parler et qui nous aide aussi à mettre l'intelligence artificielle au service des intérêts de la Corse. Donc, dans cet écosystème, il faudra bien sûr impliquer les collectivités, différentes collectivités locales, l'État, les entreprises, mais également l'Université de Corse et l'ensemble des chercheurs, afin, là aussi, d'essayer de faire de la Corse territoire insulaire de Méditerranée, un territoire sinon pionnier, en tout cas un territoire innovant en matière d'intelligence artificielle responsable et inclusive. Vaste chantier, comme disait De Gaulle en parlant d'autre chose. Non, c'est un chantier immense, mais c'est un chantier, à mon avis, dont nous ne pouvons pas faire l'économie. Et ce premier rapport a pour ambition modeste, eh bien, d'ouvrir le chantier et de nous permettre d'y contribuer tous ensemble. Merci, Monsieur le Président, pour la présentation de ce rapport important. Il y a un avis de l'Assemblée Adiaduantou que je ne vais pas lire in extenso, qui se base aussi sur un rapport que vous connaissez, puisque l'Assemblée Adiaduantou avait fait un rapport sur l'IA qui pose la question essentielle de la vision de gouvernance territoriale complète des données, surtout. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Voilà, et également qui pose la question de l'intégration de l'IA dans les processus organisationnels et en particulier en termes de ressources humaines, avec une volonté de la part des jeunes de voir protéger aussi les salariés, ou en tout cas d'associer les travailleurs et les travailleuses aux dispositifs qui seront mis en œuvre. En tout cas, merci pour ce rapport. Moi, je vais passer la parole au rapporteur de la CDNAT. Voilà, rapporteur de la CDNAT. Non, il n'y a personne? Bon. Alors, CDNAT, je vais vous dire ce qu'il en est. Je ne pense pas qu'il y ait eu de problème. Il y a eu un avis favorable avec part de participation des groupes. On sauf sur absence de Josefa Giacometti. Voilà, c'est fait. J'interviendrai ensuite. Qui veut la parole sur ce sujet? Oui. Dany. Merci. Nous sommes ici face à un enjeu majeur pour notre territoire, c'est la montée en puissance de l'intelligence artificielle et sa capacité à transformer les services publics, à la fois pour améliorer l'efficacité, renforcer la proximité et répondre aux défis spécifiques de l'insularité. La collectivité de Corse a engagé une démarche exploratoire depuis le printemps 2024 dans ce domaine, à travers ce dispositif qui s'appelle Smart Isula.
Il était donc tout à fait légitime que notre Assemblée fasse un point clair, lucide et ambitieux sur cette action qui a permis de poser les bases d'un usage maîtrisé de l'IA générative dans l'action publique, et ce rapport est un premier point d'étape sérieux. Cela a d'ailleurs été souligné dans la revue Horizon Public, où il est dit, je cite, « La démarche exploratoire sur l'IA générative menée par la collectivité de Corse a permis de tester cette IA afin de formuler des premières recommandations stratégiques pour son usage maîtrisé et en confiance au sein de l'action publique. La Corse ne saurait se contenter d'être simple spectatrice, voire consommatrice d'outils externes. Il est essentiel que nous puissions orienter cette transformation et en tirer bénéfice pour nos services, pour nos agents publics et pour la population. Mais l'insularité exige une adaptation spécifique. Le rythme et les ressources disponibles en Corse ne sont pas ceux d'une grande métropole. Il faudra veiller à ce que les dispositifs d'IA ne creusent pas les inégalités territoriales entre zones urbaines et rurales ou entre services publics centrés et périphériques. De même, la question de l'éthique, des données, de la confiance publique évoquée doivent être au cœur de l'effort. L'IA ne peut pas être un simple gadget technologique, elle doit être subordonnée à des valeurs que nous portons, l'autonomie, la transparence, la participation citoyenne, le respect de la langue et de la culture corse. Avant de conclure, et même si la santé n'est pas une compétence directe de la collectivité de Corse, et même si la démarche exploratoire ne l'a pas ciblée, il me paraît indispensable de rappeler l'opportunité que représente l'IA dans le domaine sanitaire pour la Corse. En raison de notre insularité, de la répartition géographique de la population avec ses zones rurales, ses montagnes, son littoral, notre île montagne tout simplement, nous avons des défis particuliers. L'accessibilité des soins, les déserts médicaux, le vieillissement de la population. L'IA peut apporter des solutions ciblées, la télémédecine intelligente, l'assistance aux médecins, l'analyse prédictive des flux, la gestion des crises sanitaires, et la collectivité de Corse peut jouer un rôle de coordination, par exemple en partenariat avec l'ARS et les établissements de santé, pour expérimenter des outils d'intelligence artificielle orientés santé insulaire. Je terminerai en disant que la démarche autour de l'intelligence artificielle au service de l'action publique en Corse mérite non seulement d'être saluée, car elle illustre notre volonté de faire de l'île un territoire résolument tourné vers l'innovation et l'efficacité publique, mais elle doit être aussi renforcée, structurée, inscrite dans une vision de long terme et guidée par nos valeurs. L'intelligence artificielle, c'est une chance, à condition de la maîtriser et de la mettre au service du bien commun. Ce n'est pas une fin en soi, mais ça doit être un outil au service des Corses. Ce rapport qui pose les bases et rappelle les enjeux doit servir à déclencher une feuille de route claire pour la Corse, assortie de moyens, de gouvernance, de calendrier, d'évaluation. Ainsi, plutôt que de la subir, nous serons les acteurs de notre transformation numérique, car, vous l'aurez compris, l'ambition clairement affichée est que notre île devienne un territoire exemplaire dans l'usage responsable et utile de l'intelligence artificielle au bénéfice de tous les Corses. Aringradiavi. Merci Dani. D'autres interventions? Oui, Christelle Combette. Merci Madame la Présidente. Alors, l'intelligence artificielle s'impose à nous comme l'une des révolutions technologiques les plus marquantes de notre époque. Elle est déjà profondément ancrée dans notre quotidien, transforme nos manières de travailler, d'apprendre, de créer et même de décider. Ces apports sont incontestables, notamment dans le domaine médical. Ça a été précisé, où de nombreuses pathologies peuvent désormais être détectées précocement, permettant une prise en charge plus rapide et plus efficace. Mais comme toute avancée technologique majeure, elle suscite légitimement des interrogations, de la méfiance et parfois des résistances. C'est précisément dans cet esprit que ce rapport nous est présenté aujourd'hui. Il traduit la volonté de la collectivité de Corse de ne pas subir cette révolution numérique, mais de l'encadrer, de la mettre au service de l'action publique, des agents et donc de notre territoire. À ce stade, nous saluons bien évidemment cette démarche, car il est de notre responsabilité d'élus d'accompagner la modernité tout en maîtrisant les risques qu'elle comporte. Cependant, permettez-moi de formuler quelques remarques.
D'une part, un groupe de travail a été mis en place depuis juillet 2024, il y a presque 1 an et demi. D'autre part, le rapport prévoit une présentation de la stratégie globale fin juin 2026, 2 ans. Or, lorsque l'on connaît la vitesse de l'éclair, vous l'avez dit, Monsieur le Président, à laquelle évolue l'intelligence artificielle, ce calendrier paraît excessivement long. Le temps ne doit plus être à l'exploration, mais à l'action. Nous devons agir rapidement, de manière concrète et ambitieuse. De plus, rien n'est précisé sur les moyens humains, techniques et financiers qui seront mobilisés pour cette démarche. Nous restons bien entendu, comme je l'ai précisé, favorables à cette initiative, car il serait illusoire et même dangereux d'ignorer cette révolution technologique. Mais il ne s'agit pas de choisir entre réflexion humaine et rapidité algorithmique. L'enjeu est de savoir quand et comment utiliser l'une ou l'autre, en veillant toujours à préserver ce qui fait la richesse de l'action publique et politique, la créativité, l'échange et la décision collective. Après expérimentation, vous partez sur 10 recommandations qui ont été retenues, assez générales, comme par exemple élaborer un guide des bonnes pratiques, évaluer tout projet impliquant l'IA, créer un espace dédié, mobiliser un réseau d'ambassadeurs IA au sein même de la CDC, etc. Nous trouvons donc que certaines de ces recommandations se regroupent. La 6e, par exemple, qui est relative à l'hébergement des données pour éviter les relations de dépendance, nous paraît prioritaire. Alors, suite à la démarche exploratoire qui a duré 9 mois, vous avez établi un tableau en page 14 avec le premier axe qui est destiné aux élus et aux décideurs quant à la centralisation des données stratégiques. L'exemple que vous prenez dans l'annexe 2 du maire de Zéroub, qui mobilise l'IA pour accéder à la partie du règlement d'aide qui l'intéresse avec ses seuils, avec les seuils, les plafonds, etc., et parlant sur l'intérêt de maîtriser l'intelligence artificielle. Alors j'en profite donc pour vous suggérer l'extension de cette formation aux élus de la collectivité de Corse, afin que chacun puisse comprendre les enjeux, les opportunités, mais aussi les risques qui sont liés à l'usage de l'IA dans l'action publique. Nous devons maîtriser ce sujet pour décider en connaissance de cause. Se posent les questions des données qui alimentent l'IA. Et dans quel cadre réglementaire les collectivités vont pouvoir l'utiliser par rapport notamment à la RGPD. Quant à la maîtrise des usages, que prévoyez-vous? Nous travaillons au niveau de la commune d'Ajaccio et de la CAPA à une intelligence artificielle locale, dite fermée, pour encadrer les flux et maîtriser la diffusion des données. C'est peut-être une option qui est transposable à la collectivité de Corse. En conclusion, je vous invite tous à aller voir le film Chien 51 de Cédric Jimenez, dans lequel Paris est placé sous la surveillance d'une IA toute puissante. Aujourd'hui présenté comme de la science-fiction, ce film nous rappelle que l'intelligence artificielle ne doit jamais se substituer à la conscience humaine. Notre devoir d'élu est précisément de veiller à ce que la technologie reste un outil au service de l'humain et non l'inverse. Je vous remercie. Merci Madame la conseillère. Qui d'autre souhaite intervenir? Jean-Christophe. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, chers collègues, rapidement, le rapport qui est proposé, il appelle, me semble-t-il, et d'abord à beaucoup d'humilité. Je rejoins complètement ce qui a été dit par les précédents orateurs, Dany, Christelle, depuis des bancs et des groupes différents, mais avec un état d'esprit assez convergent. On a aujourd'hui une révolution qui est à l'œuvre, dont on ne peut pas, à l'Assemblée de Corse comme ailleurs, mesurer les pleins effets. Au moment où l'on parle, ils évoluent encore davantage et plus vite. Donc, loin de nous l'idée, à Ansem ou ailleurs, de prévoir ou d'anticiper finement ce qui est en mesure de se passer sur ce front-là. Rappelez que c'est dans des termes équivalents que l'on parlait il y a
quelque temps de la révolution numérique qui commence à dater, que c'est en des termes comparables que l'on évoque les grandes transitions de notre temps, qu'elles soient climatiques, énergétiques, environnementales. On est aujourd'hui confronté à celle de l'IA. On voit donc un monde en perpétuelle évolution qui, de transition en transition, peine à fixer des repères durables. Et la Corse, dans ce concert désormais mondialisé, a quelques difficultés, et c'est normal, à définir clairement un chemin. Alors pour notre part, saluer les services et celles et ceux qui ont contribué à ce rapport que l'on va soutenir. Dire néanmoins deux ou trois choses, le cadre de réflexion étant posé. Un, que pour notre part, sur le modèle de ce qu'a dit Christelle, on y réfléchit beaucoup dans nos territoires respectifs. On se demande tout d'abord, dans une économie singulière, avec un volume plus important qu'ailleurs de TPE, avec des difficultés d'adaptation et une agilité toute relative des acteurs, avec les grandes problématiques que l'on connaît, et qui sont pour l'essentiel les problématiques de crise, comment notre économie, à l'exception peut-être de quelques PME ou de quelques grands acteurs, va pouvoir s'inscrire plus résolument encore dans cette mutation. Bon, il y a donc un sujet d'acculturation, de formation, de montée en compétences qui, de notre point de vue, et ça rejoint l'esprit et la lettre du rapport, est un sujet premier. On parle de choses qui, pour la plupart des usagers, se limitent à quelques, je dirais, moments ou recours ponctuels. Pour d'autres, à des choses qui ont été intégrées de la plus forte des manières et qui conditionnent le quotidien à tout instant de la vie. Bon, on a, et c'est bien normal, des disparités très très marquées selon les générations, les catégories sociales ou professionnelles et les types d'usagers, mais amener plus collectivement, de façon massifiée, la société corse, comme vous le proposez un peu, et on rejoint l'idée, à s'inscrire dans ce devoir de formation et d'adaptation, nous paraît le premier sujet. Le second, c'est en quoi tout cela va modifier l'approche des collectivités publiques, des plus petites comme des plus grandes. On le voit bien, aujourd'hui, c'est déjà à l'œuvre et pour des pans entiers, Christelle reprenait l'exemple du rapport de notre ami et collègue le maire de Zérou, bien, pour des pans entiers de l'action publique, on a un sujet extrêmement puissant de recours à l'IA. Comment la collectivité elle peut s'y inscrire? Là aussi, nonobstant la question de la formation et de la montée en gamme et en compétences des acteurs, eh bien, il y a celle, effectivement, de la formation des élus. Je rejoins l'idée qui est contenue dans ce que vous proposez, de manière transversale, d'un plan, d'une approche qui ne se limiterait pas aux élus de cet hémicycle, mais qui pourrait concerner plus largement un certain nombre d'élus locaux qui en feraient la demande. Et il me paraît évident et normal que la seule collectivité de l'île à avoir cette capacité, outre les prérogatives dont elle dispose au terme de la loi et du statut, mais en termes de lead politique et technique, c'est la collectivité de Corse. Donc il y a là, sur le sujet de l'approche publique de l'IA par les élus insulaires, à l'aune de toutes les transitions évoquées et de tant d'autres encore, un sujet particulier que vous évoquez parmi les recommandations et dans le rapport et que très naturellement nous rejoignons. Dernier point, le président du Conseil exécutif l'a abordé dans sa présentation, il y a le sujet de la création des conditions minimales d'un début de souveraineté quant aux données. Et c'est, on le sait, pour les années à venir, c'est bien l'essentiel. Bon. On peut monter en compétences, monter en gamme, s'adapter, faire preuve de la plus grande agilité possible, en essayant d'épouser un rythme qui par nature ne peut être suivi. Si cette question des données, de leur souveraineté, de la souveraineté des territoires concernés n'est pas, pour partie au moins, évoquée et mise en perspective, nous aurons à moyen terme un certain nombre de difficultés. Alors, sans vouloir être trop long,
le temps avance. Préciser simplement quelques sujets que le rapport aborde, mais que nous voudrions pour notre part densifier et peut-être renforcer. Le premier, c'est les conditions de la concertation que vous voulez étaler jusqu'à mi-2026. On est d'accord sur le pas de temps, d'accord sur le cadre, entre guillemets, procédural. Peut-être faut-il, à l'usage, il ne s'agit pas de poser un amendement aujourd'hui, que nous le renforcions, cet aspect-là, et que nous ayons des bilans d'étape sur des pas de temps plus brefs et que nous ayons une forme de réflexion beaucoup plus aboutie à l'été, dirons-nous, 2026, plutôt qu'un renvoi à une autre étape qui, d'étape en étape, nous porterait à cumuler du retard, alors même que l'objectif commun est partagé, c'est plutôt d'essayer d'être davantage dans l'anticipation. Ça, c'est un premier point qui nous paraît très important. Je sais qu'il est beaucoup question. Notre collègue, d'ailleurs, Julia Tiberi, dans une question orale en date, je crois, d'avril 2024, avait posé la question, justement. Il est beaucoup question, tantôt pour le tourisme, tantôt pour le transport, tantôt pour l'économie bleue, tantôt pour le social, et pourquoi pas d'organiser des moments de réflexion sur la forme d'assises. Entre tout cela et bien d'autres encore, peut-être que celui-là, ça peut être, Madame la Présidente, Corsica Prospettiva, dont je suis certain qu'elle y travaille déjà, ça peut être autre chose, bon, dédié un moment de réunion, parce que l'on a en Corse, pour le connaître un tout petit peu, je voudrais en dire un mot, un écosystème d'acteurs publics et souvent, le plus souvent privés, qui est quand même dans le domaine du numérique et par extension dans celui qui nous occupe aujourd'hui, relativement engagé, pour ne pas dire, à défaut d'être précurseur ou pionnier, dans la tendance du moment, y compris sur une échelle nationale française, voire européenne. On a un certain nombre d'acteurs qui n'ont pas à rougir en termes de compétences intrinsèques et de capacité à infuser au plan économique, social, culturel, un certain nombre de savoir-faire et de compétences propres. Donc il faut qu'on réunisse ces gens-là et que l'on voit comment on le fait du public, comment le privé, au sens de cet écosystème, qui pour l'instant n'est pas constitué, et c'est normal, il peut, dans une forme, entre guillemets, hein, le terme est impropre, mais de cluster, accompagner la mutation de la société vers cette intégration et plus généralement cette mise en perspective. Terminer en disant que la prise de conscience est désormais installée, qu'elle me paraît encore une fois transversale et non partisane, c'est heureux que l'on puisse déterminer des périmètres d'action, des champs de réflexion qui ne soient pas soumis aux lignes de clivage habituelles. Celui-là en fait résolument partie et pour notre part, on s'en félicite. Donc voilà, à grands traits et sans aller trop loin dans le détail, ce que nous souhaiterions, je dirais, densifier du rapport que vous nous proposez, cette implication du secteur privé au sens de l'écosystème à réunir, à organiser, à accompagner, cette réflexion aboutie sur l'approche des collectivités publiques, au premier rang desquelles la collectivité de Corse, et enfin, comme vous le dites vous-même, dans un cadre procédural bien encadré dans le temps, à 6 mois, avec des clauses de revoyure et des bilans d'étape, la question centrale et décisive pour l'avenir de l'infrastructure souveraine. Quant aux données, la Corse peut se frayer un chemin, mais pour le coup, ça ne peut pas être l'incantation ou la pensée magique. À la vitesse où vont les choses, ça ne peut être qu'une approche résolument pragmatique. Je sais que c'était un sujet sur lequel on a souvent tendance à se payer de mots et à convoquer un vocabulaire, je ne parle pas pour l'exécutif, mais je pourrais parler pour tout un chacun, hyper innovant et parfois un peu abscon. Soyons réalistes, c'est un sujet d'une complexité folle qui demande, je le redis, en concluant par là où j'ai débuté, beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de détermination. Et ce n'est pas parce que le sujet évolue à une vitesse folle qu'on n'est pas en mesure, pour ne pas dire dans le devoir, d'essayer d'anticiper un tant soit peu. Je vous remercie. Merci, Monsieur le conseiller. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, Romain Colonne. Merci, Madame la Présidente. Dire que nous accueillons ce rapport de manière très favorable, notamment parce qu'il envisage, à travers le résultat de la première exploration,
vraiment de fixer les grands enjeux de l'intelligence artificielle, j'en retiens au moins 3 et j'insisterai davantage sur le 3e. Le premier, c'est celui de la sensibilisation du grand public. Et il fait écho, Monsieur le Président, à un rapport qui est passé hier en commission permanente sur la stratégie d'inclusion numérique en Corse, mais qui finalement est totalement lié, puisque à la lecture de ce rapport, on apprenait ou réapprenait le pourcentage très important des exclus numériques, que ce soit dans les villes ou dans les villages, qui, par manque de formation et de sensibilisation, n'ont pas du tout accès au numérique et qui plus est à l'intelligence artificielle. Donc il y a un enjeu lié à l'intelligence artificielle fort de sensibilisation du grand public. Il y a un enjeu qui nous concerne peut-être davantage, et ça a été dit par d'autres, de sensibilisation des professionnels, qu'ils soient d'ordre institutionnel ou d'ordre entrepreneurial. C'est une question qui est fondamentale puisqu'aujourd'hui, quasiment toutes les institutions et toutes les entreprises intègrent l'intelligence artificielle dans leurs outils. Et il y a une 3e question, c'est lié à l'intelligence artificielle, et je sais que M. Ferrar est sensible à cette question-là, c'est l'installation de serveurs d'intelligence artificielle, l'installation locale de serveurs. Alors, certes, la question est ô combien complexe, il faut être modeste par rapport à la question de l'intelligence artificielle, mais je vais essayer de la vulgariser, en tout cas dans la limite qui m'est impartie de ce que je peux faire avec mes connaissances. Mais l'intelligence artificielle, c'est une puissance de calcul qui est phénoménale. Et parce que cette puissance de calcul est phénoménale, on a besoin de serveurs qui accueillent cette puissance de calcul. On a beaucoup parlé, vous en parlez, Monsieur le Président, dans votre rapport, de stockage de données, de sécurisation de la donnée, de souveraineté de la donnée. Et à chaque fois qu'on a parlé du numérique, vous, d'autres et moi également, nous sommes intervenus pour évoquer la question de la souveraineté numérique comme l'enjeu de demain, vraiment comme l'or noir du XXIe siècle. Aujourd'hui, il y a une question qui se pose, c'est que toutes ces données liées à l'intelligence artificielle et l'installation de serveurs dans les conditions de sécurisation requises par rapport à ce type de données. Il y a 3 solutions de stockage. Soit, et c'est le cas actuellement pour l'énorme majorité des données, eh bien, les données qui transitent sont stockées à l'extérieur de la Corse, soit sur le continent, soit bien plus loin dans des grandes centrales numériques aux États-Unis, chez Amazon et d'autres qu'on ne maîtrise pas du tout. C'est-à-dire que lorsque l'on met une information dans ChatGPT ou dans un autre logiciel d'intelligence artificielle, la donnée que l'on met qui nous est renvoyée, on n'en est plus propriétaire. Lorsque des institutions, des entreprises intègrent dans leur logiciel des outils d'intelligence artificielle qui transitent par des serveurs, et je dis c'est l'écrasante majorité du stockage de la donnée. Extérieur à la Corse, on n'est pas propriétaire, on n'est plus propriétaire de la donnée. Ça pose un problème en termes de souveraineté qui est énorme. Donc première solution à la question de où stockons-nous la donnée, soit on la stocke à l'extérieur, elle transite à l'extérieur, soit pour ce qui concerne en tout cas la collectivité comme chef de file, on la stocke et c'est la collectivité qui installe des serveurs locaux. Moi, je crois, je le dis, mais je soumets ça à l'appréciation et à la discussion et aux discussions futures. Je pense que la collectivité de Corse n'a pas vocation à installer des serveurs liés à l'IA. C'est pas dans ses prérogatives a priori. Soit vous avez une 3e solution, et je le dis d'autant plus volontiers que ce rapport n'appelle pas d'engagement financier, donc je dis avec beaucoup de tranquillité. Vous avez le fait de stocker la donnée liée à l'intelligence artificielle et liée au numérique dans des data centers locaux. Et il se trouve que la collectivité de Corse, et ça n'aura échappé à personne, est majoritaire au capital d'une SEM qui est la CITEC et qui assure aujourd'hui toutes les garanties, toutes les labellisations, toutes les critérisations requises pour stocker de la donnée. J'évoquais l'installation de serveurs. J'en profite et je dis avec beaucoup de plaisir que, Madame la Présidente, le mois dernier, la CITEC a fait l'acquisition pour 80 000 € de serveurs dédiés à l'intelligence artificielle.
Donc, vous avez... et ça, elle l'a fait, chers collègues, dans le cadre de l'EDIH, qui est porté par plusieurs entreprises, y compris par la CITEC, SEM. Donc, oui, effectivement, le territoire de Corse a intérêt à davantage associer les acteurs et la collectivité de Corse comme chef de file doit bien évidemment être partie prenante, mais ce n'est pas totalement vrai de dire qu'ils ne sont pas encore regroupés. Il y a des initiatives qui associent privé et public, notamment à travers le DIH qui a reçu des fonds européens, à travers lesquels la CITEC a pu faire l'acquisition de serveurs le mois dernier à hauteur de 80 000 € dédiés à l'intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui en Corse, je rejoins parfaitement l'idée de dire qu'il y a des acteurs, qu'ils soient privés ou publics, qui sont à la pointe de la technologie, qui sont déjà ou qui travaillent déjà pour partie en synergie, et que la collectivité de Corse peut être très fière d'avoir une société où elle est majoritaire au capital qui affiche, et aujourd'hui, je le dis, c'est la seule en Corse qui affiche toutes les garanties en termes de data center, qui peut concourir à la souveraineté numérique, qui est un objectif politique extrêmement important. En tout cas, Monsieur le Président, nous mettons, encore plus que nous l'avons fait jusqu'à présent, à votre disposition, à disposition des services, pour enrichir la réflexion à ce niveau-là. Merci. Merci, Monsieur le conseiller. Y a-t-il d'autres interventions? Non, je vais dire deux mots, puisque je suis en charge de Corsica Prospettiva d'une part, et que nous avons organisé effectivement, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, une conférence qui était non seulement à visée technique, mais aussi citoyenne, pour faire prendre part au débat sur l'IA la population en Corse, d'une part, avec des acteurs de l'IA très importants, puisqu'il y avait le numéro 3 de Meta. Il y avait le numéro 3 de Meta en particulier. Il y avait des chefs d'entreprise, effectivement, de l'écosystème IA Corse, auquel faisait référence Jean-Christophe Angelini, notamment un des responsables de Zindoc, et par ailleurs Jérôme Battisté, l'entreprise Armada, qui travaille sur le lien entre l'IA, le patrimoine et la culture. C'était à Bastia au mois de juillet dernier, et puis l'Assemblée du Juventus a produit également un rapport intéressant sur le sujet. Quelques mots. Oui, c'est une rupture technologique dont on ne connaît pas encore toute l'ampleur. Alors, il y a beaucoup d'agitation à ce stade-là. La vitesse de changement technologique est très très rapide, indiscutablement. Ce qui aujourd'hui saute aux yeux, bien évidemment, ce sont les utilisations de l'IA en matière d'image et autres, bien évidemment, de production de films, d'acteurs qui sont remplacés d'ailleurs par des acteurs IA, etc., etc. Mais au-delà de ces éléments ludiques, je dirais grand public, qui peuvent avoir des conséquences d'ailleurs dramatiques du point de vue sociétal. On a aujourd'hui à la fois un grand engouement vis-à-vis de ces technologies parce qu'elles augmentent indiscutablement la capacité de calcul et donc la productivité économique. Elles offrent des champs d'application, comme l'a souligné Dany, dans le domaine médical absolument fantastiques, dans le domaine de la recherche scientifique aussi, mais elles soulèvent aussi de nombreuses inquiétudes parce que on retrouve avec l'IA ce qui est arrivé pour les autres grandes technologies qui ont émergé depuis la révolution industrielle, une substitution de la technologie au travail humain, et ça inquiète énormément. On a vu récemment, dans la semaine, je crois d'ailleurs, qu'Amazon licenciait 17 000 personnes parce qu'ils avaient une nouvelle IA qui allait pouvoir faire le travail des personnes qui étaient du travail physique, bien sûr. Le dernier prix Nobel, donc Aghion, a souligné toutes les ambiguïtés évidemment liées à ce type de technologie, des poches de productivité, d'exploration nouvelle, d'impact très positif, et concomitamment effectivement une substitution, au moins dans une phase de transition, de la technologie à l'esprit humain et surtout au travail physique. On a donc en perspective des impacts économiques, mais aussi, ce qui inquiète beaucoup, c'est des impacts, et ça nous concerne, nous les élus, des impacts sur la vie politique et sociale. On le voit, le président, il faisait référence
tout à l'heure, aujourd'hui, il y a des rapports, des courriers, des notes, des discours qui sont produits par IA. Et moi, je crois qu'il est important de saluer le travail de l'exécutif qui, dans une logique de responsabilité, propose, sur la base du travail de l'administration et notamment de toute l'équipe Smarties, de réfléchir tous ensemble. Moi, je le prends comme ça, Monsieur le Président, de réfléchir tous ensemble à l'échelle du territoire, aux opportunités, aux difficultés et à la nécessité d'avoir des stratégies claires en matière d'IA. Même si, à ce stade-là, comme nous le disions, mais comme le disait Christelle aussi, on est dans des phases de transition et qu'il y a encore une grande incertitude. Les grands axes qui ont été évoqués, moi, me paraissent pertinents. Je vous invite aussi à consulter les jeunes de l'Assemblée Adjouantou qui, eux, c'est leur vie. Hein. Voilà, il faut en être très clair. Moi, je suis enseignante aujourd'hui. On a des mémoires de stage, des rapports qui sont faits par les étudiants avec l'IA. Bon, sauf qu'on s'en aperçoit rapidement aussi. Hein. Je tiens à préciser que les résultats, la conclusion à laquelle je suis arrivée, parce que je n'y comprenais pas grand-chose, et je ne pense pas non plus, je n'ai pas la prétention de dire que j'y comprends beaucoup plus aujourd'hui. Aujourd'hui, le nœud gordien, c'est la maîtrise des données. Voilà. Le reste, ce sont des algorithmes et des calculateurs. Ce sont des modèles plus costauds, plus puissants, de tout ce qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant, que nos smartphones, que nos ordinateurs, etc. Ce sont les bases de données, la maîtrise de données. Donc, déployer des infrastructures IA, si on n'a pas la data, ça sert accès à la data, ça ne sert pas à grand-chose. Ça, c'est la première conclusion à laquelle je suis arrivée. Je vous donne qu'un exemple. Aujourd'hui, ces technologies, elles ne sont pas plus intelligentes que nous. Elles ne sont pas plus intelligentes que les humains. Sauf qu'elles sont en capacité d'avoir accès en même temps à des milliards d'informations que nous, quand bien même on passerait notre vie à faire des études et à avaler des bouquins et que l'on n'aura jamais. Voilà, en tant qu'individu et même en tant que collectif. Je veux juste vous donner un exemple, mais alors moi ça m'a marqué. Oscar, donc, qui est un modèle produit en 2020, ça fait déjà 5 ans, hein, donc ça a vite tourné, a été entraîné avec un corpus de 12 milliards de livres. Donc Oscar a lu 12 milliards de livres. Voilà. Donc il est impossible au cerveau humain, compte tenu de nos capacités, à lire 12 milliards de livres. Est-ce qu'Oscar est plus intelligent que nous ? Certainement pas, parce que la démonstration a été faite lors de la séquence à Bastia, qu'Oscar est en capacité et peut tout à fait faire de mauvaises associations, parce que ce n'est ni plus ni moins que des occurrences, des distances entre les mots. Donc Oscar peut aussi sortir de 12 milliards de livres des bêtises et des mauvaises associations. Donc il faut que l'on ait un accès aux données. Est-ce que ça passe par la mise en place de serveurs, de méga serveurs et de data centers, on n'est plus aux serveurs, hein, de data centers très coûteux. L'Espagne est en train d'en revenir, hein, très coûteux d'une part. Deuxièmement, en matière d'aménagement du territoire qui occupe de la place sur le plan foncier. On a déjà la concurrence foncière avec d'autres sujets. Qui utilisent de l'eau, parce qu'il faut refroidir tout ça, et qui dégagent énormément de chaleur. C'était l'interrogation de l'Assemblée Adjouantou et à juste titre. Donc il faudra, à mon sens, se poser sous toutes ces questions-là. Moi, j'y vois de bon augure qu'on pourra travailler ensemble sur le sujet. Rien ne remplacera la capacité, l'intelligence humaine, c'est ce qu'on dit d'ailleurs à nos étudiants, à pouvoir associer les meilleures des idées de façon à faire progresser les choses. Il y a un enjeu évidemment du point de vue de l'action publique et politique, l'action publique d'abord. Jean-Christophe l'a évoqué, mais et vous aussi, Monsieur le Président, du point de vue de l'action publique, l'enjeu, c'est pas de remplacer les gens, c'est que les personnels puissent accéder à des fonctions qui sont différentes que des fonctions qui peuvent être réalisées par des machines. L'archivage, par exemple, Zindoc fait de l'archivage de très très haut niveau. On passe plus son temps à chercher les documents. Je donne qu'un exemple très très concret. Donc, véritablement, oui, ne fantasmons pas non plus. Soyons prudents, il faut avancer, soyons prudents. Et je reste persuadée
qu'aucune IA ne pourra faire d'aussi beau PV que Serge Thome, notre secrétaire général, à la vitesse de l'éclair, parce que... Voilà, merci beaucoup, merci pour ce travail à tous. Merci pour vos interventions convergentes. Je pense que dans ce dossier, alors pour le coup, nous avons un coup d'avance, peut-être. En tout cas, nous sommes donné les moyens de l'avoir. Je voudrais, comme vous l'avez fait, saluer le travail des services. Vous renvoyez aussi aux photos où on voit les agents travailler sous une forme interactive avec des ateliers de réflexion. Je crois qu'il y a un gros travail qui a été mené. Je ne pense pas que ce soit, me tournant vers Christelle Combette, d'ici juin 2026, ça nous laisse un peu plus de 6 mois pour mettre en œuvre déjà, par anticipation, cette stratégie qu'on va définitivement, en tout cas dans une forme intermédiaire, arrêter en juin. Mais d'ici là, on ne va pas se contenter de réfléchir, on va agir. On va agir notamment à travers le déploiement d'un outil dédié, le logiciel ou l'outil d'intelligence artificielle d'Elibia, qui est en gros l'intelligence artificielle au service des collectivités locales, comme le disait le maire de Porto Vecchio, Jean-Christophe Angelini. C'est aussi que la collectivité de Corse mette son ingénierie au service de l'ensemble des collectivités, puisque à travers Elibia, l'ensemble des communes de Corse pourront avoir accès à des Libya à travers nous. Donc c'est un moyen aussi de renforcer les outils auxquels ils pourront se référer. Parallèlement, il y aura une formation généralisée pour l'ensemble des agents de la collectivité de Corse. Donc je crois qu'on va monter en compétence. Il y a une discussion aussi à avoir avec les organisations syndicales, parce que le recours à l'intelligence artificielle génère aussi forcément des inquiétudes. Et puis, comme ça a été dit là encore, je crois qu'il faut qu'on prenne notre bâton de pèlerin pour animer l'espace interactif avec l'ensemble de l'écosystème, où ça a été dit, on a à la fois un rôle d'animation avec les autres collectivités, d'interaction avec l'État, mais aussi avec les entreprises du privé et notamment les entreprises innovantes qui existent dans le secteur. Et je rappelle enfin, dans le cadre du déploiement opérationnel, que nous sommes en train d'examiner les offres sur une délégation de service public sur des plateformes de stockage. Donc de ce côté-là, on va également renforcer nos outils pour aller vers une forme de souveraineté et numérique et en termes d'intelligence artificielle. Donc beaucoup de travail dans les 6 mois à venir, et comme ça a été dit aussi, je pense qu'il ne faut pas interpréter la feuille de route telle qu'elle est proposée comme une espèce de table de la loi immuable. Nous ferons évoluer le dispositif de façon itérative au moment de son déploiement pour essayer d'être le plus efficace possible. Bon, je demandais, vous l'avez vu pendant les interventions, si nous aurions les moyens, Éric Ferrare, de faire tout ça tout en continuant à assurer l'ensemble des enjeux du quotidien. Donc, le directeur me disait oui, c'est faisable, donc merci, acceptons-en l'augure et donnons-nous les moyens de réussir dans ce chantier qui est là aussi un chantier, une fois de plus, stratégique. Bien, merci. Donc nous allons passer au vote sur ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Donc le rapport est adopté à l'unanimité. Merci. Donc je crois qu'on va passer les rapports relatifs au budget. Point d'ordre, oui. Madame la Présidente, conformément à ce dont nous sommes convenus à la suspension, il a été envoyé sur votre mail, je pense, un projet de motion
qui a été corrigé. Est-ce qu'il a été diffusé au président de groupe Non, parce que je l'ai corrigé en même temps que le débat sur l'IA et je l'ai renvoyé à votre secrétariat général. Oui, mais est-ce qu'on peut le diffuser au mais président? regardez préalablement Est-ce qu'ensuite, les corrections qui ne dans le relèvent temps, pas de l'IA. Alors, on va regarder rapidement. L'idée, c'était bien que, y compris si on va sur une forme de motion plutôt que de résolution, on essaie de la débattre ce soir et le cas échéant de l'adopter en étant utile. Donc, voilà. Mais ça y est, la navette a Parce été... qu'il est 18h, si on veut pouvoir... Vous avez pour combien de temps, monsieur l'exécutif? Bon. Donc, voilà, on essaie de faire au plus vite. OK. C'est jouable, hein. Moi, regardez les modifications que je vous ai suggérées. Merci. Donc, on peut commencer un rapport et le cas échéant, on arrête et on passe la motion. Je vous en prie, allez-y. Merci. Merci, Madame la Présidente. Donc, il s'agit du rapport sur la fiscalité et les taxes. Simplement, quelques chiffres d'abord pour positionner ce rapport. 155 millions d'euros, c'est le produit que notre collectivité elle collecte à travers la fiscalité locale où elle a pouvoir de taux. C'est peu, c'est faible, et si on le rapporte au total des produits de fonctionnement, 1,2 milliard, vous voyez que c'est 12,5% rapporté à ce produit total. Mais ça reste faible, y compris lorsqu'on le compare, on le rapporte au total de la fiscalité que perçoit notre collectivité, c'est-à-dire cette fiscalité locale à pouvoir de taux, mais aussi une fiscalité reversée par l'État et qui s'élève à plus de 610 millions. Donc vous voyez bien que 20% de la fiscalité locale représente l'ensemble de la fiscalité de la collectivité de Corse. Je vous disais, c'est un montant faible qui explique en grande partie les difficultés structurelles que l'on a pour réaliser et construire nos budgets. Quelques exemples qui démontrent bien que lorsque l'on demande le pouvoir fiscal à travers le processus d'autonomie, on n'est pas que dans la revendication politique et institutionnelle, on est fondamentalement dans une revendication qui nous permettrait d'être beaucoup plus opérationnels. Je vais reprendre les deux exemples qui ont été donnés par le président du Conseil exécutif la semaine dernière à l'Assemblée lors du congrès des maires de Corse du Sud, de Corse plus généralement. Premier exemple, si nous pouvions avoir le pouvoir de fixer les taux dans un domaine dont on parle souvent, celui de la spéculation immobilière et des transactions immobilières, si nous pouvions surtaxer ces transactions, dont on dit globalement, même si on n'a pas l'ensemble des données, mais qu'elles représenteraient autour d'1,5 milliard à 1,8 milliard chaque année. Si nous pouvions surtaxer de 10% ces transactions, ça représenterait 150 millions de recettes supplémentaires pour notre collectivité. Et vous voyez bien qu'on change de paradigme. On change de paradigme en matière budgétaire. Autre exemple qui est aussi parlant, on en a débattu souvent, on en parle souvent, c'est celui de la TVA. Aujourd'hui, la TVA qui est reversée à la collectivité, c'est à peu près 260 millions chaque année. Le produit total de TVA en Corse, c'est globalement 1,2 milliard, 1,3 milliard. En plus, avec une recette qui est dynamique, qui est plus dynamique en Corse ces dernières années, même si ça se tasse, pour être clair, ces 2 dernières années, mais beaucoup plus dynamique qu'au niveau national. 1,2 milliard, 1,3 milliard, ou 260 millions rapportés à 1,2 milliard, 1,3 milliard, vous voyez, c'est 20%. Si nous avions 10% de plus, voire 20% de plus, vous voyez bien que là aussi, on aurait 130 à 250 millions de recettes supplémentaires chaque année, et ce qui démontre bien que nos marges de manœuvre ne seraient plus les mêmes. Sans ce pouvoir fiscal aujourd'hui, on en est réduit, et c'est l'objet du rapport, à faire des mesures d'ajustement budgétaire, à rechercher des mesures d'équilibre budgétaire pour faire face à nos besoins. Parce que ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est que, vous le savez tous, comme l'ensemble des collectivités, on subit un effet ciseau, des besoins qui augmentent, et c'est normal, et des recettes, notamment parce qu'il y a une politique de contraction budgétaire suite à la crise économique et budgétaire et politique que connaît la France, qui fait que nos recettes stagnent, voire plus exactement même diminuent aujourd'hui.
Donc on est aujourd'hui dans la nécessité de mobiliser de nouvelles recettes pour pouvoir financer nos besoins, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire des efforts sur nos dépenses. Ce n'est pas ce que nous disons, mais il n'empêche qu'un budget, ce sont des dépenses, mais c'est aussi des recettes, et aujourd'hui nos recettes stagnent, voire baissent. Donc il y a un sujet, et c'est celui-là aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on vous propose ce rapport sur les 6 taxes dont nous avons pouvoir de taux. 3 sont déjà globalement optimisées. La taxe dite la DMTO, taxe publicité foncière et droit d'enregistrement, c'est à peu près 87 millions et on est au maximum comme nombre de régions ou départements plus exactement. La taxe d'aménagement qui nous rapporte 3,5 millions, on est aussi là sur une vision maximisée à 2,5%. Enfin, la taxe additionnelle à la taxe de séjour, c'est à peu près 1,9 million à 2 millions. Et là aussi, on est sur le tarif maximum de 10%. Il nous reste donc 3 taxes sur lesquelles il nous reste éventuellement des marges si nous voulions augmenter nos recettes. Nous avons choisi de n'en augmenter qu'une. Nous n'avons pas choisi d'augmenter la taxe sur les transports aériens et maritimes qui est à 4,57 € aujourd'hui par passager sur les trajets longs, mais qui n'est que 1,52 € par passager sur les trajets courts dans la traversée, ou principalement, pour nous, ou exclusivement, pardon, la traversée Corse-Sardaigne. À ce stade-là, on s'est questionné sur la nécessité de réajuster, mais nous nous sommes dit aussi que dans un cadre aujourd'hui de sécurisation de cette traversée, aussi bien quantitativement que qualitativement, dans le cadre des négociations que nous avons avec la région autonome de Sardaigne, notamment sur la constitution du GECT, nous devrions forcément intégrer la question du prix de la taxe de transport. Mais à ce stade-là, nous ne présentons pas un projet qui vise à augmenter. De la même façon, la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, dont nous avions déjà l'année dernière abaissé l'abattement, qui était de 30%, nous l'avions passé à 10%, et qui nous rapporte à peu près 5 millions d'euros par an. Nous avons cette année choisi de ne pas l'abaisser davantage. Nous avions eu ce débat l'année dernière. Si nous avions eu là aussi le pouvoir fiscal, la capacité de différencier entre les bateaux ou les navires qui mouillent à l'année en Corse et ceux qui ne sont que de passage, nous l'aurions fait. Sauf qu'aujourd'hui, dans le cadre législatif actuel, ce n'est pas possible. Donc, nous ne touchons pas cette taxe. Reste la taxe carte grise, la taxe régionale sur l'immatriculation des véhicules à moteur, dite taxe carte grise, et c'est cette taxe que nous vous proposons de majorer de 10 €, passant de 43 € à 53 €, ce qui va nous amener un produit supplémentaire d'à peu près 5 millions. Si nous le faisons, c'est d'abord parce que, je vous l'expliquais, on a besoin de mobiliser des recettes, mais aussi parce qu'en se comparant, on s'aperçoit que nous étions plutôt dans la moyenne basse et qu'en augmentant cette taxe, on reste dans une moyenne largement acceptable, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui en France, 5 régions sont déjà au maximum des 60 €. 3 régions sont au-dessus des 53 € et 3 autres régions sont en deçà des 53 €. Donc on est, avec une moyenne qui serait à peu près à 52 €, on est dans la moyenne, sachant que l'Association de régions de France avait déjà demandé l'année dernière, va le faire encore par amendement, au projet de loi PLF 2026, la demande étant qu'on puisse relever ce plafond de 60 € à 80 €. Et sachant que les comparaisons que je vous donne, ce sont celles de 2025, elles n'intègrent pas le choix des régions d'augmenter ces taxes en 2026. Et les retours que nous avons font état d'une volonté quasi unanime d'augmenter ce tarif carte grise. Donc vous voyez, la proposition que l'on vous fait
c'est une proposition, bien sûr, d'augmentation d'une taxe, mais c'est une proposition qui s'inscrit dans une démarche de budget contraint et qui vise malgré tout à préserver au plus le pouvoir d'achat des Corses. Je vous remercie. Ringraziabile. Allora, c'è un rapporto di Commissione di Finanze, avviso favorevole, non partecipazione di gruppi, un soffiuno, Avancem e Corinfronte. Qual è chi domanda a parola? Georges Mela. Avec la parole. Merci Madame la Présidente. Oui Gilles, je regrette de devoir à chaque fois tempérer la bonne humeur, la collégialité, etc. qui règne dans cette Assemblée depuis ce matin. Mais je pense devoir dire, et m'accorder de pouvoir dire, que les rapports qui se suivent ici sur l'ensemble des taxes se ressemblent. Tu l'as dit toi-même, à quelques mois d'intervalle, à cette même logique, il ne sera pas étonnant que nous vous opposons la même réponse. La réponse est la suivante, c'est qu'on ne peut continuer d'aggraver la pression fiscale des Corses, même si cela représente 10 € par cheval, surtout lorsque l'on ne s'est pas engagé, comme on en avait pris l'engagement les uns les autres, dans une démarche de diminution drastique des dépenses de fonctionnement. L'an dernier, vous augmentiez pour la première fois les taux et coefficients pour faire entrer 10 millions d'euros de plus dans les caisses de la collectivité de Corse. Plus 60% pour les taxes carte grise qui étaient passées de 27 à 43 €, comme tu l'as précisé par cheval fiscal, pour générer 5,5 millions d'euros et récupérer aussi 3 millions d'euros sur les hybrides qui jusque-là n'étaient pas taxés et donc la somme récupérée était à zéro. Cette année, même décision. Vous augmentez encore cette même taxe sur les cartes grises qui passe de 43 à 53 € par cheval pour percevoir 5 millions d'euros supplémentaires. Je le disais tout à l'heure, il nous est difficile de continuer de souscrire à cette démarche. De plus, il nous avait été précisé que ces recettes seraient affectées à l'entretien et à l'aménagement des routes. Au-delà des résultats que nous sommes censés attendre et en droit d'attendre, j'ai hâte de voir compte financier unique 2025 si la recette est bien inscrite et bien au rendez-vous. Alors vous dites ne pas toucher au reste des recettes potentielles et pour cause. On est quasiment au maximum pour les 5 autres taxes comme cela vient d'être dit. Mais je voudrais revenir de façon plus précise sur l'une d'entre elles puisqu'elle a fait débat et d'ailleurs dans ton exposé tu y as fait référence, à savoir l'augmentation de 20 points de la taxe de francisation actée l'an dernier, soit 90%, alors qu'elle a toujours été à 70% de celle nationale depuis 92. La première question, c'est de savoir si cette augmentation a satisfait les objectifs qui étaient les vôtres. Là aussi, le compte financier unique nous le dira, même si je doute que la décision qui a été prise était la bonne. Pourquoi? Parce que c'est bien la chute de la plaisance qui, depuis 2 ans, a fait baisser les recettes qui avoisinaient les 5 millions d'euros jusqu'à 2023 et moins de 4 millions d'euros l'an dernier. Cette augmentation, je le rappelle, visait à retrouver le niveau des 5 millions. Alors dites-moi, à travers cette initiative, quels étaient véritablement les intérêts des plaisanciers et de toute l'économie liée à cette activité? Je ne la vois pas. Par contre, je sais que ce marché est ô combien important, mais visiblement ne semble pas être votre priorité. Pourtant, les effets conjugués de la crise et surtout le problème des mouillages, dont nous avons abondamment parlé, a contribué à baisser le nombre de touchés. J'avais proposé, je le rappelle, de doubler et inciter ainsi les plaisanciers à venir en Corse pour bénéficier de la réfaction. Avoir augmenté la taxe pour revenir à 5 millions d'euros de recettes n'est pas du tout incitatif, malgré l'affectation des recettes à l'entretien des ports et des infrastructures routières. Je profite de l'occasion aussi qui m'est donnée pour vous rappeler la motion adoptée en décembre dernier, après des mois de renvoi en commission. Elle est restée lettre morte à aujourd'hui. Le COPIL, placé sous l'autorité du président, ne s'est toujours pas réuni. Pour suivre ce dossier avec attention et vigilance, je crois savoir qu'une réunion bilatérale du collectif Yacht Club de Corse
représenté par des socioprofessionnels de la plaisance avec l'Office de l'environnement, doit se tenir très prochainement. La date du 24 novembre 2025 a même été avancée. La collectivité de Corse devrait récupérer 10 millions d'euros de recettes fiscales supplémentaires en 2025 et 15 millions en 2026 grâce à cette nouvelle augmentation. Alors décidément, le destin national et territorial, nos destins réciproques, donc, sont étroitement liés. Je me permettrai cette comparaison. Vous faites chez nous ce que le gouvernement fait au niveau national. Il aggrave les taxes pour financer des dépenses de fonctionnement qui vont sans cesse et qui sont sans cesse croissantes. En clair, le contraire d'une politique que nous souhaitons tous, c'est-à-dire celle d'une politique de redressement. Vous souhaitez maîtriser le levier fiscal, vous l'avez dit il y a quelques instants, et lorsque vous avez le pouvoir de le moduler, vous augmentez pour rejoindre les maxima nationaux. Vous établissiez des comparaisons tout à l'heure avec ceux qui sont déjà à 50, 53, notamment sur les taxes sur les chevaux de véhicules, préfigurant une autonomie fiscale qui a tout l'air d'être confiscatoire, traduisant ainsi les inquiétudes légitimes qui sont les nôtres sur cette question. Et vous avez pour seul élément, il faudra en trouver d'autres, parce qu'ils ne seront pas suffisants à l'avenir, même si ceux-là ont un gisement important, la seule surtaxe sur la résidence secondaire, que vous utilisez à tout bout de champ. Les choix budgétaires sont déterminés par des choix politiques, et vous le savez. Et vous nous dites souvent assumer l'augmentation continue des dépenses, ça a été dit à plusieurs reprises dans cet hémicycle, sur les dépenses de fonctionnement, puisqu'elles correspondent véritablement aux choix politiques qui sont les vôtres, qu'on ait l'argent ou qu'on ne l'ait pas. Il n'y a donc pas que la structure de nos recettes ou la conjoncture globale qui est défavorable. Il y a aussi le poids de ces choix politiques qui ont été faits depuis 10 années maintenant. Cette augmentation de la pression fiscale est une décision prise encore une fois dans l'urgence. Vous la présentez comme responsable. Pour nous, elle ne l'est qu'à moitié, puisqu'elle ne traite malheureusement qu'une partie du problème. Je vous remercie. Ringrazia, qual è chi domanda la parola? Piunimo. Allora, Emma Bassa, allora, Presidente. Ah, scusate. Alors, Monsieur Pozzoivorco. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Conseil exécutif. Comme d'habitude, forcément, si Georges nous explique les finesses de l'aspect budgétaire, je vais quand même apporter quelques points de modération. Alors, on parle effectivement de levier fiscal. Il faut aussi recentrer des choses, remettre l'église au centre du village. Quand on parle de levier fiscal pour la collectivité de Corse, de quoi parle-t-on ? De quoi parle-t-on ? Sur un budget de plus d'1 milliard, on parle ici d'une hausse fiscale de 5 millions d'euros. Alors certes, si nous avions pu l'éviter, nous l'aurions évité. Pour autant, Georges, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'aspect budgétaire, puisque nous ne sommes pas aujourd'hui dans un ROB, un DOB ou un BP, on est bien sur un rapport qui vient fixer les taux. Alors certes, ces taux-là vont alimenter le budget, mais pour autant, il faut aussi dézoomer, parce qu'il n'y a pas plus sourd que la personne qui ne veut entendre, et à force de dire et d'essayer de faire croire aux Corses que nous avons une mauvaise gestion, que nous faisons des mauvais choix, eh bien, on pourrait presque y croire. Sauf que on va essayer aussi de démontrer et de prouver que la situation n'est pas aussi simple. Alors, lorsque l'on fait des choix politiques, effectivement, on les porte, on les assume. Il y a des choix qui sont coûteux, il y a des choix qui sont contraints, mais dans tous les cas de figure, eh bien, il y a un exécutif, il y a une majorité, et nous les assumons. Pourquoi je vous dis qu'il faut dézoomer ? Parce qu'avant de se contenter d'analyser la situation budgétaire de la collectivité de Corse, même si elle nous concerne et nous le contrarie, et nous en portons la responsabilité. Il y a ce jour, je ne sais pas si vous l'avez vu dans Le Monde, Anne-Laure Santouche m'a envoyé ce matin, je l'en remercie, un article fort intéressant. Que dit cet article ? C'est un article eh bien, qui est un cri d'alarme, un cri d'alerte, eh bien, tout simplement des départements, qui appellent à l'aide, c'est le titre, à l'aide. Il y a 2 ans, il y avait un département qui était dans une situation de, je dirais, financière délicate, c'est-à-dire avec un taux d'épargne sur les recettes de fonctionnement inférieur à 7%.
Il y en a 37 cette année, 37 sur 101. Et pour la première fois de l'histoire des départements, cette année, la Gironde, hein, on parle de la Gironde, vient de présenter le 17 octobre un budget déficitaire de 98 millions d'euros. Le préfet s'est saisi du budget, Chambre régionale des comptes, et il y a 30 jours pour présenter un nouveau budget, non pas par la Gironde, mais par la Chambre régionale des comptes, avec vraisemblablement une tutelle. Eh bien, cette situation globale, est-ce qu'elle est due au mauvais choix du gouvernement, de l'État? Est-ce que ces 37 départements qui sont dans cette situation catastrophique ont tous à leur tête des mauvais gestionnaires? Ils ne sont pas tous nationalistes quand même. Donc, à mon sens, la situation, il faut la regarder avec un prisme beaucoup plus large. Je vais vous parler d'un autre article aussi qu'on a dû recevoir, je ne sais pas si vous l'avez eu, je me tourne vers les présidents d'Interco, notamment les Interco de France, qui aujourd'hui demandent la suspension du PLF. Pourquoi? Parce que c'est une saignée pour toutes les intercos. La CAB, je prends la CAB, hein, je vais vous parler de ce que je connais, c'est moins 1 million d'euros sur le fonctionnement, via le dispositif d'IDICO. Toutes les intercos aujourd'hui sont dans une situation de grande difficulté. Et on n'en est qu'à la PLF. Et ce scénario dont je vous parle, c'est le scénario optimiste. Puisque les prélèvements sur la TVA, le report, Jean-Christophe, du FCTVA d'un an, hein, on va rester 1 an sans toucher le FCTVA. On vient de nous prélever 860 000 euros pour la CAB de recettes qui ne seront plus distribuées. Eh bien, là encore, je ne pense pas qu'on soit des mauvais gestionnaires, je ne pense pas en être un. Eh bien, on va se retrouver dans une situation où un avenir qui paraissait non pas radieux, mais plutôt serein, eh bien, nous mène à l'horizon 2028, eh bien, une épargne nette quasi négative, non pas parce qu'on fait des mauvais choix, mais parce qu'on vient simplement nous prélever aujourd'hui les recettes qui nous étaient acquises. Et c'est pareil pour les communes. Je vous invite à bien analyser le projet de loi de finances et vous verrez à quelle chose nous allons manger. Alors, certes, aujourd'hui, on vient actionner le levier fiscal. On parle de 5 millions d'euros. Quelques chiffres, puisque là, on va rezoomer sur notre collectivité. Simplement, très rapidement, 3 exercices, un poste budgétaire, c'est le social. Nous avons mandaté en N-2, je me suis fait une petite note, nous avons mandaté en N-2 197 millions d'euros sur le social. Nous avons mandaté à N-1 207 millions d'euros sur le social. Nous mandatons cette année 218 millions d'euros sur le social. Moi, je veux bien qu'on fasse des mauvais choix. Mais quels sont-ils? Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des dépenses qui s'imposent à nous ou c'est des dépenses que nous avons choisies? La question qu'on doit se poser collectivement, y a-t-il une paupérisation de la société corse? Je pense que la réponse, on l'a tous, oui. Comment infléchir cette situation? Mais de dire aujourd'hui que nos mauvais choix nous conduisent à actionner le levier fiscal, c'est aussi la situation globale qui nous conduit à actionner le levier fiscal. En responsabilité, nous avons des dépenses sociales qui explosent, certes, en échange, hein, et je ne vais pas me dédire ici. On a des actions à mener, des choix stratégiques à faire, notamment sur la masse salariale, par exemple, sur d'autres sujets aussi. Le 0, c'est plus compliqué, puisque inflation, nouveaux besoins. Autre chiffre. Pour les intercommunalités, je vous parle d'une moyenne, hein, dans les 3 ans à venir, pour tout million de dépenses supplémentaires qui seraient introduits par du GVT, eh bien par des coûts du 0,11 plus importants, il n'y aurait que 200 000 euros de recettes supplémentaires. Pour 1 million de nouvelles dépenses, ça sera 200 000 euros de recettes supplémentaires si nous ne touchons pas au levier fiscal. Donc ce qui se passe ici, on le retrouve en cascade dans les départements, on le retrouve dans nos communes et on le retrouve malheureusement eh bien, dans un État qui est surendetté et qui aujourd'hui essaie de régler cet endettement par une saignée sur les collectivités locales. Alors moi, on ne va pas faire l'exercice budgétaire ici, mais soyons modérés, essayons de relativiser les chiffres. Quand on parle de 60%, c'est 60% de quoi? Quand on parle du levier fiscal, c'est 5 millions d'euros sur 1 milliard de recettes. Donc il y a une obligation, c'est vrai que si on avait pu éviter de le faire, nous aurions évité de le faire. On rejoint la moyenne nationale sur les cartes grises, mais de dire qu'on va encore une fois ponctionner les Corses, je pense qu'on n'a jamais fait. On essaie de le faire le moins possible, mais il y a un principe de réalité, c'est qu'il faut présenter les budgets d'équilibre et nous allons essayer encore une fois de le faire. Merci. Jean-Christophe Angelini. Merci. Louis a craqué. Mais plus sérieusement, merci Madame la Présidente. Bon, on ne va pas refaire à l'aune
de l'augmentation préconisée, le débat sur la fiscalité de la collectivité, que l'on ne manque d'ailleurs pas de faire à chaque moment budgétaire. C'est néanmoins, Président, un débat important. La presse du jour que l'on a consulté pas plus tard qu'il y a quelques minutes s'en fait l'écho. Moi, je pense qu'il faut, et ce sera un petit et tout à fait humble discours de la méthode, distinguer simplement les niveaux. Il y a le niveau des dépenses mandatées, tel qu'évoqué par Louis à l'instant, qui procède de choix politiques, d'engagement budgétaire, et dès lors, je dirais, de mandatement entre guillemets mécanique. Je connais la tendance de la majorité à amalgamer des dépenses transférées, extrêmement contraintes. Par exemple, lorsqu'il est question du social, le RSA. Bon. Donc on souhaiterait pour notre part identifier, même si on le sait, et encore une fois, je ne vais pas ouvrir le débat ce soir, plus finement, ce qui relève des volumes financiers qui sont mécaniquement engagés, de ce qui relève des choix politiques véritables. Idem pour l'aide aux communes, dont on voit la tendance consistant à l'inclure dans les dépenses d'investissement, ce qui est techniquement fondé, mais qui, et comptablement, il n'y a pas de débat, mais qui politiquement interroge. Donc, je pense qu'on a sur la lecture politique des dépenses d'investissement, des crédits de fonctionnement, des mandatements qui sont réalisés. J'ai cité 2 exemples, il pourrait y en avoir d'autres, des sujets d'appréciation, mais le débat du jour n'est pas là. Nous, fidèles à notre engagement et à notre vote d'il y a 2 ans, nous n'allons pas soutenir cette délibération, nous allons voter contre, en le regrettant, parce qu'on est conscient des difficultés rencontrées. Et moi, je me mets quelques instants à votre place. Je sais que les marges de manœuvre au moment où nous parlons, et au regard particulièrement de l'attitude de l'État, elles sont extraordinairement limitées. Je sais qu'on a besoin d'aller chercher quelques millions ici ou là, et que pour des raisons qui vous appartiennent, on a des sujets qui, à ce stade, ne sont pas abordés. Georges a évoqué la question de la plaisance, il pourrait y en avoir d'autres, mais on est d'accord sur le constat et la façon dont vous mettez les choses en perspective. Il y a une nécessité impérieuse, et personne ici ne saurait, en tous les cas du côté d'Avancem, la remettre en cause. Ce qui nous gêne, et j'en aurai bientôt terminé, pour reprendre les arguments développés ces derniers temps, c'est d'une part qu'on est effectivement au plafond ou presque, au point le plus haut de tous les curseurs fiscaux mobilisables par notre collectivité. Et dans un moment économique et social qui est extraordinairement douloureux, et dont une large part ne vous est pas imputable. On ne nous impute ni l'inflation, ni la crise économique, etc. C'est un nouveau signal dont je redis que nous le comprenons sans le partager, qui est renvoyé à l'écosystème, à la société, au monde économique. Et le problème, avant d'aborder l'autre sujet, revient de façon lancinante pour quel type de résultat ? Vous parliez des dépenses dans le domaine du social, avec une rampe de progression sur 3 ou 4 exercices budgétaires consécutifs. Question, avons-nous pour autant avancé comme nous l'aurions voulu? On sait les difficultés. Je regardais ce matin les chiffres du chômage, qui demeurent en hausse, les chiffres de la sinistralité des entreprises auprès des juridictions commerciales, plus 15%. On était, je me tourne vers Bianca, auprès de laquelle j'étais
sur Portivitch pour l'inauguration de la PAMES récemment, on était présent à ce colloque de la clé sur la pauvreté au sein de la jeunesse et notamment chez les enfants. Je ne vais pas faire de politique avec ça, mais rappelez quand même qu'on a un enfant sur 4 qui est en situation de pauvreté. Donc on voit bien, après je sais, le chômage importé, le renouvellement de population, le choc démographique, les structures fondamentales de l'économie qui demeurent anémiées, et tout ça est le fruit d'une histoire ancienne qu'on ne va pas régler en une mandature ni en 2 délibérations. Mais je nous interroge collectivement sur cette capacité à pousser toujours plus loin les curseurs. Comparaison n'est pas raison. Et si vous revenez devant l'Assemblée de Corse avec un vote sur l'augmentation de la dotation de continuité territoriale, je fais un petit pas de côté, mais c'est lié, de 60 millions, tel que proposé notamment par le député Castellani, nous l'approuverons. Et on votera pour. Mais ça ne peut pas nous empêcher, ça ne devrait pas, selon nous, je ne veux pas être trop directif ou parler pour tous, je parle pour Avancem, et c'est déjà pas mal, mais d'interroger ce qui se passe du point de vue du financement de la desserte et le pourquoi d'une réponse financière qui consiste avec une demande désormais stabilisée à 260 ou 270 millions avec l'indexation sur le coût de l'inflation, qui consiste à obtenir un système qui demeure toujours aussi coûteux, toujours aussi lourd et toujours aussi peu agile dans un pays qui a précisément besoin de ça. Bon, alors je m'arrête pour revenir au sujet fiscal. Là, on n'est pas dans le domaine de la DCT, même si on ne saurait faire preuve de cynisme, et parce qu'on la demande à l'État, sans laver les mains en disant on la demande à l'État, peut-être qu'un moment viendra où, si l'autonomie arrive un jour, on nous posera différemment cette question-là. DGD, DGF, transfert de fiscalité et de ressources, et puis DCT, en disant, ben, le système qui a consisté depuis des décennies à vous verser la totalité, ben, aujourd'hui s'arrête. Et là, on se posera la question de cette espèce de fuite en avant qui consiste à demander des rallonges à longueur d'année ou à pousser toujours plus loin les curseurs de notre fiscalité territoriale. D'une part, donc, cette inquiétude déjà exprimée il y a 2 ans et ce soir renouvelée. D'autre part, et pour conclure, moi je pense effectivement que sur le front qui nous occupe, la question des chevaux, la mutation du secteur, la problématique, je dirais, économique et générale. Peut-être gagnerions-nous à, et je ne renvoie pas au calendrier grec, la question de l'adoption du statut d'autonomie, à fixer un niveau de négociation singulier, particulier. Parce qu'on voit bien, et vous l'avez dit, Président, 150 et un peu plus millions dont vous nous dites, dans le sillage du président du Conseil exécutif qui en a fait la démonstration lors du Congrès des maires la semaine dernière, que si l'on devait, sur la TVA, bénéficier des bons efforts de la part de l'État en termes de territorialisation du produit, on aurait des leviers à ce stade inimaginables et qui nous donneraient des marges de manœuvre légitimes. On a toujours milité en nationaliste pour territorialiser une bonne partie du produit fiscal payé par les Corses. Mais on voit bien que le statut fiscal qu'on appelle de nos voeux, qu'on a corrélé à juste raison au statut d'autonomie, aujourd'hui peine à arriver. Donc je pose la question. Nous annonçons pour les exercices budgétaires 27-28, vous nous dites non, c'est le débat politique et démocratique. Un effet ciseau. Si, dans le même pas de temps, on continue, alors ça va être difficile, ça a été démontré, mais à exiger des Corses un engagement fiscal toujours plus fort, dont je ne le relierai pas à ce stade, même si on va y être confronté très vite à ce qui est demandé aux collectivités locales et aux administrés de nos territoires,
puisque l'investissement public, on le sait, il est dans une très très large part supporté par les collectivités locales. Ici, il y a la particularité de la collectivité de Corse, mais on sait tous que les collectivités aujourd'hui, les communes, Louis faisait référence au gel du FCTVA pour les EPCI, elles sont ponctionnées, et en plus d'être ponctionnées, limitées dans leur marge de manœuvre. On en parlait avec Pierre à l'instant même, puisque les services compétents de l'État et d'ailleurs nous annoncent une baisse tendancielle des dotations de l'ordre de 15%. Donc, je m'arrête en vous disant qu'on rend les Corses, et c'est normal, solidaires de la situation extrêmement contrainte dans laquelle nous nous trouvons, mais la porosité entre solidaires et otages, elle est très très mince. Et attention, dans ce moment de crise économique qui persiste, à ne pas très paradoxalement, faire reposer sur notre peuple et ses contribuables la totalité de la charge que l'État, dans son indécision et son absence de choix, fait peser sur notre collectivité. Donc, vous l'aurez compris, puisque l'autonomie fiscale est pour Avancemo la première des autonomies, commencez peut-être à la distinguer pour partie, même si je ne veux pas en faire un prétexte pour l'État, qui peut-être utiliserait l'opportunité ainsi créée pour dire on ne parle plus du reste. Nous, on veut comme vous légiférer, réglementer, il n'y a pas de sujet. Mais dans l'attente de légiférer, réglementer, si on ne peut plus financer, alors on aura, et on a déjà, une grande difficulté. Merci. Grazie. Paul Félix Benedetti. Moi, je comprends que, avant d'établir un budget 2026, confronté à de très grandes difficultés, on cherche à créer des richesses nouvelles et à trouver un pactole complémentaire de 5 millions d'euros en faisant une simple augmentation mécanique de la taxe sur les cartes grises qui passera de 43 à 53 euros par cheval fiscal réglementaire. Ça pourrait paraître anodin, multiplié par le nombre de voitures immatriculées chaque année. Vous avez fait un calcul et ça donne 6 millions d'euros. Vous oubliez de préciser que l'an dernier, vous êtes déjà passé de 27 euros à 43 euros. Ce qui veut dire qu'en 2 ans, on passe de 27 à 53. On a quasiment doublé. Puis où on va? Heureusement que vous avez des marges de manœuvre nulle part ailleurs. Il vous reste les 10% des bateaux. J'avais voté contre l'an dernier, simplement pour défendre la plaisance corse, qui est constituée de bateaux vétustes et que les abattements étaient justifiés. Sur les voitures, la logique aurait voulu qu'en amont, vous fassiez une demande de modification réglementaire pour que la Corse, qui n'a aucun ou quasiment aucun transport en commun, où il n'y a que la voiture comme outil de déplacement professionnel, structurel et social, puisse avoir une hiérarchisation de la taxation en fonction du type de voiture, donc en fonction du type de chevaux fiscaux. Qu'on puisse avoir une taxation à un quantum bas de 0 à 5 chevaux, qui représente, je dirais, la grande majorité des voitures populaires, qui est un point médian entre 0 et 7, et que de 7 à l'au-delà, on ait une taxation très forte. Et que la maladie de la grosse voiture, qui touche malheureusement l'ensemble de la communauté de Corse, puisse donner une recette fiscale. Si on peut se payer une voiture à 100 000 euros, eh bien peut-être qu'on peut se payer une taxe grise à 2 000 euros. Ça aurait dû être notre volonté politique. Vous ne l'avez pas fait. Aujourd'hui, vous prenez simplement le disponible et l'an prochain, vous allez nous dire « oui, mais on va passer aussi de 53 à 60 et on va prendre encore 5 millions d'euros ». Non. Derrière, il faut qu'il y ait une logique économique globale parce que vous allez peut-être aussi venir nous dire qu'on va se mettre au taquet pour la taxe modulable sur la TIPP.
on a encore un petit peu de marge, ça m'étonne que vous ne l'ayez pas mis dans les disponibilités, et tout un tas de choses. On a une situation économique qui est déplorable. Faire un transfert sur la fiscalité, sur les bras de levier que nous avons, je comprends vos motivations. Moi, je comprends la mécanique. Vous connaissez le déficit qui arrive et la construction d'un budget à faire, mais derrière, on ne voit aucun effort. On vous demande à chaque fois des actions en faveur d'une économie interne, d'une économie circulaire. Ce matin, vous avez posé une question sur l'UGAP. La réponse, elle est non convenable. On va accepter, je reste dans les voitures, hein, je ne m'éloigne pas du sujet, que le bonheur d'un concessionnaire, c'est simplement d'avoir son quantum de voitures qui est rempli, qui va atteindre l'objectif de 400 voitures par an, qui ne sera pas sanctionné et qui pourra faire la première révision et la première vidange. Vous devez dire non, on va donner des directives à nos personnels, à nos services, on va créer des modèles de marché public pour commander des voitures directement aux concessionnaires. Point. Pareil pour les ordinateurs, pareil pour les casseroles, pareil pour le papier toilette, pareil pour plein de choses, pareil pour les 2 millions d'euros que vous commandez tous les ans à l'UGAP. C'est des traceurs qu'on attend. Après, il y a des logiques économiques. Chercher 5 millions où on doit inévitablement les chercher parce qu'on ne peut pas constituer un budget en déficit, c'est concevable. C'est peut-être 5 millions d'euros en moins sur les 125 millions d'euros d'emprunt que vous serez obligé de faire au budget 2026. Mais c'est quelque chose qui ne convient pas. Ce n'est pas la trajectoire qu'on attend. Donc moi, ce n'est pas tellement que je suis le défenseur des grosses voitures et contre la taxation, mais c'est contre un état d'esprit qui ne me convient pas, que nous voterons, comme on l'a fait l'an dernier, contre cette disposition. Ringrazia. Pionim ou demande à Barol. Je conseiller. Qui ça? Ah, Donjo Lucioni. Ringraziavi. Je n'ai pas l'expertise et la compétence budgétaire de notre collègue et ami Louis Pozzo di Borgo, ni du conseil exécutif Gilles Joanangeli, mais quand même une vision politique sur un dossier qui est un dossier de taux, de tarifs fiscaux, en matière de carte grise. On est déjà d'une certaine manière un petit peu dans le débat d'orientation budgétaire, et c'est compréhensible. Et nous-mêmes, on se positionne dans une perspective globale. Simplement, Georges, on ne peut pas dire que la collectivité de Corse, sur proposition du Conseil exécutif, fait ce que le gouvernement de la France fait, à savoir augmenter le niveau de fiscalité. On ne peut pas dire ça parce que comparaison n'est pas raison. La France, c'est un État souverain, indépendant, qui a une capacité à faire fonctionner la planche à billets, qui a une capacité à lever l'impôt, à décider de la création, de la suppression, de la modification d'un certain nombre d'impôts et de taxes dont notre collectivité est dépourvue. Aujourd'hui, ça a été dit par le Conseil exécutif président ADEC Gilles Joanangeli, la collectivité de Corse, bien que soumise à un statut particulier, bien que disposant d'une organisation et de compétences spécifiques, relève en matière de fiscalité du droit commun des collectivités départementales et régionales françaises. C'est une aberration juridique et c'est une insatisfaction politique pour nous. Premièrement. Deuxièmement, on ne peut pas non plus considérer la question de la taxe en la déconnectant, et ça a été rappelé par Louis Pozzo di Borgo, du contexte général, la conjoncture française, avec un impact très fort sur les collectivités territoriales en général, d'ailleurs qui conduit l'Association des régions de France à demander une hausse du tarif maximal en matière de carte grise de 60 à 80 € par cheval fiscal. On ne peut pas non plus faire abstraction de la structure générale du budget de la collectivité de Corse, puisque, ça a été dit par Gilles Joanangeli, il y a 6 taxes sur lesquelles la collectivité de Corse a un petit pouvoir résiduel en matière de tarifs, de taux et de coefficients. Donc, je pense que comparaison n'est pas raison. Il faut remettre là aussi l'église au centre du village. D'ailleurs, on voit bien sur les bancs de l'opposition que on comprend les arguments, mais il y a quand même la convergence autour de la difficulté du moment et de la situation budgétaire, économique et sociale de la collectivité de Corse, y compris dans le déploiement de ses politiques publiques dans le domaine social, par exemple, où un certain nombre de dépenses relèvent de l'obligation légale.
et sur lesquels nous n'avons pas de marge de manœuvre, en plus de l'absence de marge de manœuvre fiscale. Donc, considérant l'ensemble de ces éléments, c'est pas... Paul-Félix Benedetti a dit heureusement qu'il n'y a pas d'autre marge de manœuvre fiscale, sinon on augmenterait aussi par ailleurs les tarifs, les taux, etc. Au contraire, c'est parce qu'il n'y a pas de marge de manœuvre fiscale et parce qu'il n'y a pas d'autre marge de manœuvre fiscale qu'on est contraint de faire ce type de choix dans un contexte budgétaire et normatif contraint. Et c'est la condition sine qua non d'une action volontariste qui doit se poursuivre de la collectivité de Corse dans l'ensemble de ses domaines de compétences, et parfois en extra-légal, parce que la collectivité de Corse, elle intervient aussi en extra-légal, confère l'aide aux communes, par exemple. Donc, pour terminer, dire qu'il y a un enjeu, et là aussi, encore une fois, ce n'est pas de l'idéologie, ça a été rappelé, il y a un enjeu au-delà de la dimension politique, de la revendication d'autonomie, il y a un enjeu en matière de compétences fiscales. La compétence fiscale, c'est la ressource, bien sûr, une ressource dynamique, par opposition aux dotations et aux transferts financiers qui sont par nature figés, confère le débat sur la DCT en matière de services publics aériens maritimes. Mais la compétence fiscale, c'est aussi le pouvoir de décider comment on oriente un modèle de développement économique et social. Ce sont des choix politiques. Les résidences secondaires, la spéculation foncière et immobilière, la TVA, l'impôt sur les sociétés. Et d'ailleurs, ça figurait dans la délibération du 5 juillet à autonomie. La justice, la fiscalité comme levier au service de la justice fiscale, de la protection environnementale, de la création de richesses, etc., etc. Mais là, on est déjà dans la perspective d'autonomie. Mais tout ça pour dire que la revendication d'évolution statutaire et son corollaire, le pouvoir législatif pour l'Assemblée de Corse et la compétence fiscale pour la collectivité de Corse sont des conditions indispensables sur le long terme à la poursuite d'une action publique de notre institution à la hauteur des enjeux et des besoins de notre pays et de notre peuple. Et d'ailleurs, je crois me souvenir que sur les bancs du groupe Unsofjuno, à l'automne 2021, l'ancien président de groupe, Laurent Marcangeli, plaidait déjà en faveur d'une évolution de la structure budgétaire de la collectivité de Corse, orientée notamment autour de l'autonomie fiscale. Alors j'espère que sur ce sujet, comme sur tant d'autres, même si les divergences et les nuances peuvent exister, que l'on se retrouvera tous ensemble pour défendre les intérêts de ce pays et de l'institution qui a en charge de les mettre en œuvre et de les défendre. A ringraziarvi. Grazie. Udio attido mi pare compio. Jo consigliere esecutivo può rispondere. A ringraziarvi a tutti par sicuramente i vostri commenti. Bien sûr, hein, je me doutais bien que de ce rapport, nous allions basculer sur les questions budgétaires générales. Je veux aussi vous dire qu'effectivement, on rentre dans ce cycle budgétaire, que le mois prochain, nous vous présenterons le document d'orientation budgétaire et qu'au mois de décembre, en tout cas, nous travaillons pour vous faire voter ou vous proposer un budget prévisionnel 2026 dès le mois de décembre, qui intègre effectivement, Paul Félix, j'en conviens, y compris les éléments dont nous avons débattu aujourd'hui. Merci à Louis, j'ai oublié le prénom, j'ai un trou, il y a un Danjo, pardon, pour les commentaires, les précisions. Je pense qu'elles étaient importantes, hein, Louis, parce qu'il a remis le débat en perspective avec ses éléments de comparaison. Je pense que c'est essentiel. On ne peut pas aujourd'hui s'exonérer de regarder et de se comparer à l'ensemble des collectivités, principalement celles de notre strate, les régions et les départements français, parce qu'on voit bien les difficultés, Louis les a rappelées, les départements sont en très grande difficulté, mais même les régions, ceux qui connaissent et qui s'intéressent aujourd'hui aux mécanismes budgétaires savent très bien, et Carole Delga d'ailleurs, vous avez certainement pu lire la lettre qu'elle a envoyée aux parlementaires et au Premier ministre sur la grande difficulté, la précarité aujourd'hui des régions face aux mesures du PLF 2026, avec cette idée qui consistait à dire que dans ce cadre-là était envisagée la suspension des aides aux communes et aux intercommunalités, était envisagée une baisse drastique des investissements. Donc, encore une fois, pour le coup, il faut effectivement dézoomer et se dire que dans cette situation, nous ne sommes pas isolés et ce n'est pas dû à une mauvaise gestion, c'est dû à un contexte global aujourd'hui qui est très compliqué et parfaitement anxiogène. Donc, je voulais le dire, Danjo a raison aussi, je l'ai dit dans les propos introductifs, ça a été repris, la solution, on le sait,
il faut que pour notre collectivité, nous ayons un principe d'autonomie fiscale. Alors, Jean-Christophe soulignait que peut-être fallait-il pas attendre l'autonomie. Moi, je pense, parce que nous restons optimistes sur ce chemin de l'autonomie, qu'on est dans la bonne démarche, mais on n'est bien sûr pas hostile s'il fallait aussi négocier quelques avantages. Et nos parlementaires sont y compris au travail à travers leurs amendements. Je pense au crédit d'impôt, je pense à bien d'autres éléments qui viennent appuyer cette démarche-là. Mais soyons sûrs que la seule solution, c'est de retrouver des marges et du pouvoir fiscal, parce qu'effectivement, on se dirige vers 3 années au moins d'un cycle budgétaire de contraintes. Et c'est pour cela qu'on vous a proposé cette augmentation. Alors après, nous sommes comme vous. On n'est pas des fans des augmentations de taxes, c'est clair. Même si, contrario de nos amis de droite, genre je pense que dans la philosophie de droite, je connais le discours qui consiste à dire il faut d'abord raboter les dépenses avant de penser d'augmenter les taxes. Nous le faisons, moi je le dis, après en responsabilité, parce que nous sommes en responsabilité, nous savons la difficulté, la rigidité de nos dépenses, le volume important de dépenses non pilotables, et qui pour nous représente bien entendu une contrainte supplémentaire. Nous vous l'avions dit, nous sommes dans une vision de maîtrise des dépenses qui consiste à ne pas augmenter les dépenses au-delà de l'inflation. Et je crois que vous êtes en charge, nombre d'entre vous sont en charge de la gestion de collectivités et connaissent l'effort que ça représente pour la collectivité de Corse. Nous ferons tout pour nous y tenir. À côté de ça, il y a des choix d'investissement. J'ai entendu aussi le débat porté par Jean-Christophe sur la différenciation de la nature des investissements entre maîtrise d'ouvrage et soutien aux communes. Comptablement, vous l'avez dit, c'est la doctrine qui nous est imposée, mais nous pensons par ailleurs, en tout cas moi j'en suis persuadé, Jean-Christophe, que lorsqu'on aide des communes et des intercommunalités sur des projets d'investissement, on participe aux investissements de la Corse et c'est normal qu'on le revendique comme étant de l'investissement. Donc je pense qu'on dit tous à peu près la même chose, on est conscient de la contrainte. Après, dans votre rôle, il est normal que vous portiez ces critiques et nous les entendons. Nous pouvons d'ailleurs aussi en partager un bout, mais en responsabilité, nous devons de proposer cette adaptation et cette augmentation. Je termine par un sujet annexe qui a été porté par Georges Mille sur la plaisance et sur la difficulté qu'aurait représenté un abaissement à nouveau de l'abattement. Moi, il y a quelques jours, j'avais une discussion avec notre ami commun, le maire de Bonivaz, Jean-Charles Orsouch, sur la question, notamment qui est paru dans la presse, le rapport de la Cour des comptes sur la commune de Bonivaz. Et dans ce rapport, Jean-Charles le disait fort justement, il est stipulé qu'il aurait augmenté de manière trop importante les tarifs de mouillage des bateaux de plaisance dans le port de Bonivaz. Et Jean-Charles a fait cette réponse. Il s'est comparé à l'île voisine de Sardaigne en disant que cette augmentation, malgré cette augmentation, il restait largement en deçà des prix qui étaient pratiqués en Sardaigne. Donc vous voyez, je ne pense pas que ce soit la taxe ou l'abaissement de l'abattement qui ait participé, si tant est que ça existe. Et d'ailleurs, il me disait qu'il avait de très bons chiffres en termes de plaisance cette année, donc je me permets de le citer, il ne m'en voudra pas, mais qui démontre bien que le problème va bien au-delà d'un simple abattement. Par contre, et je rejoins Paul Félix, le souci de préserver les plaisanciers corses nous paraît essentiel. A ringraziamo. Ringraziamo. Allora, ma passa... Ah no, un dibattito è finito. Non, oui, je peux. Non, après la question. Fini. Oui. 30 secondes. Ah, è da dare una spiegazione io? Non, non. Une précision. Allora, date sa précision. Oui. Alors la précision est la suivante. Bon, notre groupe, bien entendu, votera contre. Et comme élément justificatif aussi par rapport à ce que vient d'être explicité,
notamment sur Bonifacio. La CRC a contrarié le maire de Bonifacio. Pourquoi? Parce qu'il faisait bénéficier de cette manne au budget général alors qu'il aurait dû la maintenir exclusivement sur le budget annexe du port de Plaisance. C'est exclusivement cette raison-là qui a été formalisée et non pas ce qui vient d'être exprimé. Bod ou contre, non participation. Contre. Contre. Astensione. Non participation. Appro. Ecco, a ringraziarvi. Abbiamo bisogno di i presidenti per piacere, per compiere, per finire a Mugione, c'è poco affari, l'avete ricevuta. Ci ritroviamo per piacere, Nadine rivenite, c'è un altro cartolare, possiamo continuare noi, così ci vedremo tra... Allora, continuate, noi ci vedremo tra presidenti per piacere. Qualche minuto, da dava in furia. Ed è ricevuto a Mugione. E così dopo passeremo a altro. Vi lascio presentare, scusate, così abbiamo Barte oggi. Stasera. Per piacere, passiamo. Per piacere, un po' di silenzio. Passiamo al rapporto 291 anante a scompartire di un fondo dipartimentale di perequazione e di adas addizionale ai diritti da registramento 2025. A voi. A ringraziarvi, signori Presidenti. Simplement, il y a deux rapports, Gismont et Poumont. Je vous fais une présentation générale et on votera les deux rapports après séparément. Donc là aussi, on est sur un débat et un sujet récurrent, hein, puisque ce sont cette répartition de fonds de péréquation, nous la votons, nous en débattons chaque année. Rappelez d'abord en préambule que le fonds additionnel au droit d'enregistrement, hein, appelé la TAD, elle est collectée et reversée par l'État. C'est la compétence de l'État. La collectivité de Corse, elle, a pour compétence la répartition de ce fonds de péréquation aux communes de moins de 5000 habitants et qui ne sont pas classées stations touristiques. Cette répartition, elle s'organise aussi, cadrée par la loi, autour de critères. 3 sont obligatoires. L'importance de la population, l'effort fiscal de la commune et les montants d'équipements bruts. La collectivité de Corse a possibilité de rajouter des critères, mais les 3 critères édictés par la loi doivent être prépondérants. En Corse, nous avons été saisis par les préfets du Gismont et du Poumont afin d'effectuer une proposition de répartition de ces fonds de péréquation. Pourquoi? Parce que cette taxe, ou ce fonds de péréquation, il est départementalisé aujourd'hui. Et donc, pour le Gismont, le montant notifié s'élève à 4 193 473 €, avec une baisse de 27% par rapport à 2024. Pour le Poumont, le montant notifié s'élève à 6 078 878, soit une baisse de 10,83% par rapport à 2024. Il s'agit là, à travers ces chiffres aussi, de vous démontrer le premier niveau que nous considérons, nous, comme un niveau d'inéquité. On a une taxe qui est départementalisée et on s'aperçoit d'abord que les montants sont plus élevés dans le Poumont que le Gismont,
Vous savez tous que le nombre de communes, par contre, est plus élevé, 236 communes dans le Gismont, donc pour un montant d'un peu plus de 4 millions d'euros de fonds de péréquation, 124 communes dans le Poumont pour un montant de 6 078 €. Si on s'amusait à faire une division simple, on s'apercevrait qu'en Gismont, la moyenne serait de 20 000 € par commune, et dans le Poumont, la moyenne serait de 42 000 € si on s'amusait à faire cette division un peu simpliste, mais qui nous dit sur l'écart aujourd'hui de répartition qui existe entre Gismont et Poumont. Donc c'est pour nous le premier sujet d'inéquité. Face à ce sujet-là, nous avons saisi à plusieurs reprises l'État, demandant à ce que pour la Corse, pour la collectivité de Corse, à l'inverse des départements français, cette taxe puisse être unifiée, ce qui permettrait de résoudre ce premier niveau d'inéquité. Nous l'avons fait en 2018, nous avons eu une réponse défavorable. Nous l'avons refait suite au débat de l'année dernière, en 2024. J'ai moi-même rencontré le préfet Filippini à ce sujet, qui s'était intéressé lui aussi à cet aspect et était plutôt favorable à l'étude. J'ai relancé le président du conseil exécutif a relancé par courrier le préfet Jalot le 13 août 2025. Celui-ci nous a répondu à mi-octobre 2025, nous expliquons que cette unification était impossible et qu'il fallait passer nécessairement par une modification législative, même si il est resté ouvert sur le principe de travailler ensemble ou d'étudier. Bon, on voit bien là une difficulté. C'est pour ça que nous avons demandé à nos parlementaires de se saisir de la question, et y compris dans le PLF 2026, d'essayer de déposer un amendement qui irait dans ce sens-là. Et il a été envoyé. J'espère que ce chemin-là pourra aboutir. Dans tous les cas, il faudra imaginer le véhicule législatif qui nous permette d'arriver, y compris, si c'est possible, dans le processus autonomie, à cette unification qui paraît essentielle. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a après un deuxième niveau d'inéquité qui vient des politiques qui avaient été mises de répartition, qui avaient été choisies par le département, les conseils généraux à l'époque, avec une vision politique qui était la leur, qui pouvait être différente à ce que nous pensons. Globalement, en Poumont, le choix privilégié en volume financier, les communes dont la population est plus importante et qui investissent plus en volume. En Gismont, c'est un peu l'inverse, ce sont les communes plus petites qui sont favorisées et des communes qui investissent relativement peu. Donc on est sur des visions politiques différentes qui nous conduisent, globalement, si on fait des éléments de comparaison, pas rentrer dans le détail technique, en Poumont, ils ont choisi un premier système de répartition par décile et après une application de coefficients sur les trois critères, en prenant la population, mais en ciblant la population INSEE, c'est un avantage donc pour les plus grandes communes, en se consacrant uniquement sur l'effort fiscal et pour ce qui est de l'investissement, l'investissement brut, en ne plafonnant pas cet investissement brut qui favorise mécaniquement les communes plus grandes qui investissent plus. En Gismont, ils ont pratiqué différemment, ils ont pris la population comme premier critère, mais la population DGF, donc ce qui mécaniquement avantage les petites communes. Ils ont introduit un deuxième critère qui est le potentiel fiscal, l'effort fiscal, donc le produit des impôts de la commune. Ils ont introduit un deuxième critère, le potentiel fiscal, qui est le produit dont pourrait bénéficier la commune si elle avait appliqué le taux moyen des communes françaises aux bases de la commune. Donc ils ont introduit ce critère-là et ils ont, sur le critère d'investissement brut, ils ont plafonné le niveau d'investissement, ce qui permet donc de favoriser les plus petites communes. Je vais vous donner deux exemples pour entrer dans le détail, mais vous pouvez vous-même le constater dans les annexes. La commune qui touche la plus grosse dotation en Gismont, c'est Hérone, plus petite commune de Corse, un peu plus de 30 000 €. La commune qui touche la dotation la plus élevée en Gismont,
c'est Cardiès, avec 86 000 €, suivi de près par Grosseto-Prugne, plus de 80 000 €. Donc vous voyez, à travers ces... C'est pas une critique, hein, c'est juste une constatation. Ça, vous voyez là le différentiel de choix qui a été opéré à l'époque pour les départements. Alors qu'avons-nous fait? Nous, dès le 24 novembre, suite au débat que nous avons eu l'année dernière, on a saisi la Chambre des territoires, comme nous en étions engagés, pour que les élus de la Chambre des territoires et les associations de maires puissent réfléchir et travailler sur ce sujet-là. Compliqué, parce que ce qui ressort du travail, du premier travail, les principes en tout cas qui ressortent des travaux qui ont été menés par la Chambre des territoires, 3 principes. Le premier, c'est celui dont je vous parlais dans mes propos introductifs, c'est l'unification de cette taxe. Il est demandé, notamment, bien sûr, par les élus du Gismont, de manière plus prépondérante, l'unification de cette taxe. On a d'ailleurs été saisi par l'association des maires du Gismont à cet effet. Le deuxième critère, le deuxième principe, c'est celui qui est partagé, de favoriser les petites communes, la ruralité et la montagne. C'est partagé, pour autant, ce n'est pas tranché, après, lorsqu'il s'agit de définir, de rentrer dans le détail des critères de répartition. Et enfin, le troisième critère, qui est intéressant aussi, hein, qui est mis en avant par les communes, c'est celui de la richesse communale. C'est-à-dire que ce qui est demandé, c'est de mesurer la richesse et surtout de mesurer ce que représente cette dotation, ce fonds de péréquation, dans le budget de sa commune. Parce que là aussi, c'est très différent. On peut avoir dans des communes plus importantes une représentation qui serait 2-3% des produits de fonctionnement, et puis dans d'autres communes, on est à 20%. Donc on ne parle plus du même niveau de recettes. Voilà globalement ce qui sort des principes qui ont été travaillés par la Chambre des territoires, mais pour être honnête, aujourd'hui, il n'y a pas de propositions concrètes qui ont pu être faites, parce que c'est un chemin plus long, qu'il y a des débats, il y a des accords à trouver, et que de toute façon, chaque choix, forcément, provoquera toujours des mécontentements. Donc moi, je terminerai simplement pour vous dire que face à ce travail, face au chemin que nous avons emprunté, face à la volonté de co-construire, nous, on proposera cette année de reproduire à nouveau les propositions qui étaient celles, ou les barèmes qui étaient ceux de l'année dernière. Nous le faisons parce que nous pensons philosophiquement que c'est un sujet qui relève plus des communes, ou au moins tout autant des communes que de la collectivité de Corse, et que pour cela, il faut qu'on ait un accord largement majoritaire des communes. On préfère à l'objectif immédiat, au résultat immédiat, le chemin, en l'occurrence le chemin et la co-construction. Je vous remercie. Je vous propose donc après de voter peut-être le Gismont en premier rapport, et donc le renouvellement des critères votés tels que je vous les ai présentés tout à l'heure pour le Gismont. Bien, merci. Donc, monsieur le conseiller, est-ce que le rapport des commissions a été donné sans lecture intégrale, s'il vous plaît, hein? Uniquement l'avis. Donc, avis favorable de la Commission des finances avec la non-participation des groupes Unsofiuno, Avancem et Corin Fronte. Bien, merci. Donc, il y a eu présentation globalisée, je dirais. Donc, maintenant, qui veut intervenir? Cathy Cognetti, ensuite Paul-Félix Benedetti. Merci, Monsieur le Président, merci Madame la Présidente. Bientôt, je pense que nous n'aurons plus de budget dans aucun domaine, y compris pour les ménages. Mais j'ai lu avec attention le compte-rendu de la Commission des finances et comme pour les exercices précédents, je trouve la clé de répartition opaque. Ce que nous vous demandons, c'est de pouvoir disposer du détail de calcul pour voir que chaque critère rapporte à chaque commune. Une information que vous avez sûrement, hein. Il n'est pas aisé de comprendre la part de chacun des critères définis en Haute-Corse, sachant que l'effort fiscal qui compte 20% consiste à apprécier si la commune mobilise sa fiscalité par rapport à son potentiel fiscal, qui lui est un critère à part entière qui compte pour 30%.
Appena complicado da fare. Alors, ce serait donc une capacité de prélèvement par rapport à une référence nationale. Est-ce bien ça? En clair, c'est de savoir si la commune impose autant, plus ou moins que la moyenne par rapport à son potentiel. Et quel est l'objectif recherché? Que l'effort fiscal soit plus élevé ou plus bas que la moyenne. Enfin, on a besoin de ces réponses pour appréhender ce fonds. En Haute-Corse, par rapport à 2024, on enregistre une baisse de 27%. Ça, on l'a compris, puisqu'on passe de 5,7 à 4,2 millions, sachant que l'an dernier, la baisse avait déjà été de 7% par rapport à 2023. J'entends bien que c'est la conséquence logique de la baisse des DMTO et des transactions. Je retiens surtout que sur les 229 communes qui émargent à la TAD, dans le département, sur un total de 236 communes, 210 voient leur dotation baisser. Vous avez donné Ron, et c'était peut-être une des seules. Par exemple, pour les communes de Castinède ou de Carquède, perdre 20 000 € est une somme conséquente. La baisse du record revient à Hortal et d'Alesagne, qui est passé de 44 000 € l'an dernier à 22 000 € cette année, divisé par 2. Comme tous les ans, depuis 2018, il est précisé qu'une réflexion est en cours sur de nouvelles modalités de répartition, en harmonisant les deux fonds pour l'ensemble de la Corse. Là, je suis d'accord, il faudrait vraiment obliger l'État, puisqu'un échange plus poussé semble avoir lieu cette année avec une réponse du préfet qui considère une réponse législative s'impose, tout en annonçant une première réunion avec la DRIFP. Je pense qu'il faut s'y engouffrer, vous avez raison, pour engager cette harmonisation. Et surtout, s'il vous plaît, nous donner une simplification. Ce fonds de péréquation est un exemple révélateur de l'inflation et de la complexisation des normes auxquelles sont soumises les collectivités locales. Et s'il n'y avait que ça, en termes de complexification et de raréfaction des fonds, je vous invite à engager le financement d'un projet d'eau et d'assainissement. Lorsqu'on vous dit que le financement peut atteindre 90%, c'est un chemin semé d'embûches. Tout n'est pas acquis. En général, c'est 50% l'agence de l'eau, 20% les fonds verts, 10% la CDC pour arriver à 80%. Et pour atteindre les 90%, il faut une dérogation préfectorale qui reste l'exception, que le reste à charge de la commune ne soit que de 10. Voilà où nous en sommes et la réalité des communes qui voient aujourd'hui leur TAD baisser, versé au titre de la péréquation. Alors, vous l'aurez compris tous, il y a beaucoup d'élus dans cet hémicycle. Il devient de plus en plus difficile, notamment pour les petites communes et même les autres, de présenter un budget. On comprend, mais pour autant, on attend des solutions à Rigraziave. Bien, qui d'autre souhaite s'exprimer? Paul Félix Benedetti. Je vais refaire la même intervention pour la 4e fois consécutive. Moi, je veux bien il, mais il, c'était pas vous. C'était il y a 8 ans. Aujourd'hui, les critères sont ceux de la majorité territoriale. On peut pas. Il faut savoir arbitrer et gouverner, c'est décider et choisir. On ne peut pas aller demander à un cénacle de maire. Est-ce que certains d'entre vous sont d'accord pour donner une partie de ce que vous avez à d'autres? Vous connaissez la réponse. L'arbitrage, il doit se faire ici, en bonne intelligence et en bon gestionnaire, et avec une équité. L'équité, c'est au moins de choisir les mêmes critères. Pour le moment, on vous dit qu'il n'y a pas de fusion d'enveloppe. Donc, ce n'est pas 10 millions, c'est 6 et 4. Je ne suis pas certain de la légalité, puisqu'on a aujourd'hui une enveloppe territoriale, logiquement. Mais même si on restait sur ce postulat, les règles de répartition, c'est ici, c'est nous qui devons les choisir. Pourquoi en Corse du Sud, les 5 ou 6 communes qui ont le moins de dotation sont les toutes petites communes? Larette, Cardiac, Mel, Argiusta, Zirubia. Elles sont toutes à entre 9 000 pour une, Larette, et 21 000 pour les petites.
avec, vous l'avez dit, les communes littorales qui sont ailleurs fortement dotées, qui ont, pour une quinzaine d'entre elles, entre 70 000 et 85 000 euros. Ce n'est pas notre politique. J'ose espérer que ce n'est pas la vôtre. Pourquoi vous dites « il » ? Il, c'est nous. Proposez une délibération, proposez une règle, proposez une commission de travail, et vous verrez qu'on va trouver un consensus. On peut aller très bien facilement expliquer au maire de Grosseto ou au maire de Cargès, vous avez cité ces deux communes qui sont les plus dotées, mais que peut-être qu'ils passeront à un quantum plus bas dans une logique de péréquation, ne serait-ce que dans leur département, pour rester sur cette enveloppe-là. Mais est-ce que vous la faites, cette démarche? Est-ce que vous la proposez? Vous dites « il » et on continue à maintenir les mêmes règles. Mais cette règle, elle est arbitraire, elle est totalement injuste. Une petite commune qui est dans le rural, qui n'a aucune capacité à investir, qui n'a pas de population, qui n'a pas de dotation DGE, et on va nous continuer à admettre qu'elle n'aura rien et qu'on va donner à des communes qui ailleurs ont des dotations et qui peuvent investir. Une commune qui ne fait rien ne fera jamais rien. Une commune qui meurt, elle ne peut que rester mourante. C'est une logique. Et vous dites « il » toujours. Non. Ah, je reste là. Moi, ça dépend comment on présente la chose. Si on vient dire « est-ce qu'on pourrait ?» On va vous dire non. Mais vous, exécutif, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi votre proposition? Parce que là, ça compte. En plus, il y a double peine pour la Haute-Corse. Parce que comme il y a une baisse de 27% sur la Haute-Corse et qu'il n'y a que 10 en Corse du Sud, la disparité entre petites communes, elle est énorme. Elle est énorme. Alors bien sûr, en dotation relative, la commune qui touche le plus en Haute-Corse, elle est à 32 000 euros. Et les deux qui touchent le plus, ce sont les deux plus petites qui sont à l'opposé en termes fiscal de 5 autres que je vous citais précédemment, mais qui sont dans les mêmes strates fiscales et de population, et elles ont presque les mêmes valeurs en fait. Elles sont à 32 000. C'est Alce et Hérone. Mais à côté, il n'y a pas une commune, je dirais, riche, qui pourrait avoir un 50 000 euros. Donc le système qui a été proposé, je ne sais pas si c'est quelle est la majorité du Conseil général qui avait voté ces critères, il me semble beaucoup plus juste. Et il devrait s'imposer logiquement à tous. Et je le dis franchement, quel que soit l'avis du maire qui sera gagnant ou perdant, c'est la Corse qui est gagnante en sortie de faire une péréquation équilibrée. C'est la justice. Et vous avez peur de la justice, vous avez peur de l'équilibre, vous avez peur de trancher. Déléguez. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, Madame Nicolai. Je partage les propos qui viennent d'être tenus par mes collègues, notamment Cathy Cognetti, sur ce que cela implique pour nos communes. Sans compter qu'il faut mettre la question de la TADE en perspective avec la situation globale des communes, souvent petites, puisque si 120 communes de Corse du Sud sont éligibles sur 124, c'est bien que nous avons un tissu communal composé de petites communes qui sont en deçà des seuils et qui ont besoin absolument de cette péréquation. Quand nous sommes élus dans une petite commune de l'intérieur, on doit jongler avec les dotations, les règlements et aussi les zonages. Et puisque vous évoquez une réunion avec le préfet et la DRFIP, j'en profite pour vous sensibiliser sur un sujet similaire qui est celui du nouveau zonage France Ruralité Revitalisation, FRR, dans le département de la Corse du Sud, en vigueur depuis le 1er juillet 2024, qui a pour but de soutenir les territoires ruraux fragiles via des avantages fiscaux plus ambitieux que ceux du périmètre ZRR. L'objectif est de promouvoir le développement local par des projets concrets, à la différence du programme ZRR, avec l'appui de subventions, d'investissement et d'accompagnement technique. Il est illogique que bon nombre de communes ne figurent pas dans ce classement au niveau du département, qui compte 78 communes inscrites dans ce périmètre sur un total de 124. On est donc loin des 120 éligibles à la TADE.
Dans la communauté des communes de l'Ornagne-au-Tararo, il y a 9 communes rurales, en rien différentes des 19 autres, hormis les 4 communes du littoral, qui sont exclues du zonage et sont confrontées à des difficultés par rapport à des dossiers pourtant bien ficelés. Une de ces communes a eu les plus grandes difficultés pour engager les travaux de réfection intégrale de son réseau d'eau parce qu'elle n'est pas classée FRR. Un autre exemple, le maintien du pôle médical dans l'intérieur. Un médecin généraliste est sur le point de prendre sa retraite et les candidats potentiellement intéressés butent sur l'impossibilité pour eux d'accéder à des aides et autres avantages fiscaux, ce qui pose un gros problème et a des conséquences notables dans nos petites communes de l'intérieur. Une équité de traitement doit donc prévaloir sur le territoire. Si le zonage FRR est révisable plutôt, tous les 6 ans, un décret peut modifier son périmètre à tout moment. Le sénateur et les députés de Corse du Sud ont sensibilisé le ministre de tutelle et le précédent préfet. Si vous rencontrez le nouveau préfet et la DRFIP, je vous invite à faire de même pour que ce classement assez injuste puisse être révisé. Le soutien de la collectivité est le bienvenu, bien sûr. Alors, on va TADE, FRR, ZRR, un peu un écho à ce que je disais ce matin sur la croix de Coise, l'engagement des communes, le parcours du combattant, disais-je, pour le patrimoine communal. La tâche des maires va en se complexifiant. La crise des vocations qui ne tardera pas à gagner la Corse en témoigne. Je vous remercie. Merci. Qui d'autre souhaite intervenir? Oui, Georges Mella. Oui, merci Madame la Présidente. C'est juste un point complémentaire à tout ce qui vient d'être dit. Je voulais attirer l'attention sur le fait aussi que lorsqu'une commune établit son budget primitif, souvent elle n'a pas la notification et elle reprend donc de façon estimative et comptable le chiffre de l'année précédente. Et ceci n'avait peut-être pas de connotation particulière, ou en tout cas n'engendrait pas de problème tant que les variations étaient minimes. Or, on voit ici que les variations sont conséquentes, sont bien les écarts souvent atteints, impactent donc réellement les budgets communaux et pratiquement ont une influence beaucoup plus forte sur les petits budgets, surtout lorsque l'on sait les uns et les autres qu'on est sur des recettes de fonctionnement. Pour certaines communes, bon, ça a été cité, il y a des différences de pratiquement 40 à 50% sur une année, un exercice budgétaire. Les 124 communes que compte le département de la Corse du Sud, il a été précisé que seules 120 sont éligibles et en plus les 103, comme quelques-unes qui ont été citées, enregistrent une baisse entre 2024 et 2025. On voit bien, donc il y a une méthodologie, en tout cas c'est ce qui ressort de l'ensemble des interventions, une méthodologie qui est à revoir. Un mécanisme aussi qui semble quelque peu obscur et qui est à expliciter. Bref, un travail qui est à faire en commun afin de rendre ce document beaucoup plus juste, d'abord, compte tenu des appréciations et de ce qu'a explicité Paul Félix Bénédette, mais également beaucoup plus lisible pour les uns et les autres. Je vous remercie. Merci, Monsieur le conseiller. D'autres interventions? Oui. Merci, Merci Madame la Présidente. En 2 mots, de manière assez rapide, on se rend bien compte que nous avons effectivement besoin de revisiter le dispositif. Il y a plusieurs demandes qui ont été faites auprès du préfet de Corse pour rendre l'enveloppe fongible et avoir bien sûr une vision plus claire. Bon, quand Georges parle de dispositif obscur, je ne partage pas tout à fait, mais je ne pense pas que c'est ce qu'il voulait dire ou ce qu'il pense, mais c'est vrai que les règles sont complexes. Elles ont été établies il y a de nombreuses années. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'une enveloppe qui soit territorialisée et non plus sur 2 départements. Ceci étant, on se rend compte aussi, de par les interventions des uns et des autres, eh bien, des difficultés des communes à établir un budget en matière de budget de fonctionnement, parce que ce sont des recettes de fonctionnement. Cathy a parlé notamment
de projets ficelés pour les réseaux d'eau et autres, notamment. Et on voit bien que la collectivité de Corse, eh bien, c'est, je dirais, l'entité qui centralise toutes les demandes. Alors d'un côté, on émet des demandes, des besoins, je dirais les difficultés financières des communes, et vers qui on se tourne, encore une fois, vers la collectivité de Corse. Mais il y a quelques minutes, on nous demandait de rationaliser nos dépenses, de rationaliser peut-être même les aides aux communes. On voit bien que c'est quand même assez paradoxal. D'un côté, on vient nous donner, non pas la leçon, mais en tout cas quelques conseils de gestion. Et de l'autre, quand on reprend sa casquette de maire, de président d'Interco, eh bien, on vient nous demander d'ouvrir les vannes. Et lorsqu'il manque effectivement 25% de l'enveloppe précédente, ça pose problème pour établir son budget communal. Alors oui, c'est un souci. Oui, on doit revoir la mesure. Oui, on doit revoir le dispositif. Mais je vous alerte encore une fois. Eh bien, ici, nous sommes des conseillers territoriaux, certains en casquette de maire, de président d'Interco, mais dans nos propos, on ne peut pas demander d'un côté d'avoir une gestion plus rigoureuse, de l'autre, eh bien, d'abonder encore un peu plus les projets communaux ou les recettes de fonctionnement. Pour revenir sur le FRR, ancienne ZRR, juste pour l'anecdote, hein, puisque ça a été évoqué, dans le droit fil de ce qui a été dit, sur les injustices, et je pèse mes mots. Alors, je ne parlerai pas de la Corse du Sud, je ne connais pas suffisamment bien le dossier. Pour la Haute-Corse, aujourd'hui, il y a 6 communes qui ne sont pas en ZRR. Pas 7, hein, pas 8, 6. Les 5 de la CAB et Bigouille. Aujourd'hui, Luciane est en ZRR sur un décret magique qui est apparu il y a quelques mois. Borgo est en ZRR, c'est vrai qu'il y a une vraie revitalisation à faire. Et Jean-Charles n'est pas là, le maire, Bigouille, qui est dans la même interco que Borgo et Luciane, n'y est pas rentré. Le maire est peut-être nationaliste, je ne sais pas. Et la CAB, les 5 communes, idem, ne sont pas en ZRR. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je change un petit peu de sujet, mais c'est important de le dire aussi, eh bien, on a une fuite de nos médecins vers l'interco voisine, qui au demeurant est très bien gérée par mon ami et collègue Jean Domigi, mais qui, je pense, n'a pas besoin d'un coup de boost pour son développement, confère les chiffres de développement de Maranagul ces dernières années. Et nous nous retrouvons avec... par exemple, hein, un territoire comme la CAB qui incube des entreprises via un tiers-lieu qui a été ouvert il y a quelques mois, qui permet aux jeunes entrepreneurs d'être hébergés gratuitement. Et puis, lorsque le moment d'établir son siège social arrive, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se tourne vers Maranagul, on se tourne vers la Casinque, et ça, c'est une vraie injustice. Idem pour les médecins, la fuite des médecins de l'hôpital de Bastia. Certains vous diront que l'hôpital est obsolète, que l'hôpital est mal géré. Moi, je vous dis simplement qu'aujourd'hui, en termes d'avantages fiscaux, lorsqu'on va s'installer à Borgo, à Luciane ou en Casinque, eh bien, on a des vrais avantages fiscaux. Alors, il y a des choses à revoir, ici comme ailleurs. Sur le dispositif, nous attendons aussi eh bien, que l'autorité préfectorale nous permette de rendre l'enveloppe fongible. Pour le reste, je pense que nous voyons, au travers de ce rapport, eh bien, les difficultés qui nous attendent dans les mois à venir. Merci. Merci, monsieur le conseiller. Qui d'autre souhaite intervenir? Oui, Paul Félix. Vous demandez, au vu des anomalies, vous en avez conscience, même sur le département de Haute-Corse, la baisse des 27%, elle amène certaines communes à une baisse de plus de 60%. Vous regarderez, vous avez Canari par exemple ou Albertach. C'est énorme. Est-ce que vous pouvez prendre un engagement de compenser cet effet dévastateur par une dotation quinquennale pondérée sur une notion d'aide globale donnée par la collectivité territoriale pour compenser ces distorsions? En Haute-Corse, en ce moment, c'est d'une année sur l'autre, avec des règles qui sont inhérentes à des critères qui, on le voit, ne vont pas vers la stabilité, alors que les petites communes, vous le savez, elles sont à 2 000 € près pour constituer un budget. Des communes qui ont des capacités d'investissement, qui ont des strates de population supérieures à 500 habitants, elles sont moins à la recherche du millier d'euros. Vous le savez. Donc, est-ce que vous pouvez prendre cet engagement? Est-ce que vous pouvez le prendre? On va discuter du budget, on va discuter des aides aux communes. Est-ce que cette pondération, elle est mentalement envisageable et factuellement réalisable?
Alors, d'autres questions? Non, personne. Ah, voilà. Oui, merci Madame la Présidente. Sans pondération de vote ou d'aide globale sur la dotation quinquennale, mais avec tout autant de sérieux, je ne suis pas élu local, il y a des élus locaux qui ont exprimé une situation que l'on peut comprendre. Simplement, premièrement, là aussi, on a parlé tout à l'heure des taxes en matière de fixation de taux, de coefficients, de tarifs. Là aussi, on est sur un domaine de compétences extrêmement résiduelles de la collectivité de Corse. Au plan institutionnel, je prends ma casquette de vice-président de la commission des compétences législatives et réglementaires, il s'agit pour cette Assemblée de fixer la clé de répartition du fonds de péréquation de la TAD. Bon. Donc, clé de répartition d'une taxe additionnelle collectée par l'État et reversée par l'État aux 360 communes de Corse. Première remarque, d'ordre institutionnel, je la mets de côté. Deuxième remarque, d'ordre méthodologique, quoique politique aussi. C'est vrai, on entend là aussi ce que dit Paul Félix, Benedetti, gouverner c'est décider. Mais nous on a pris une décision. D'abord, on a pris la décision de se tourner vers l'État dès 2018, quelques semaines seulement après que la compétence qui était anciennement dévolue aux deux conseils départementaux revienne à la collectivité de Corse, pour justement demander une harmonisation des deux fonds départementalisés et une harmonisation des critères de répartition. Parce qu'au plan juridique, la situation, là aussi, et au plan institutionnel, elle n'est pas cohérente, et au plan politique, elle n'est pas satisfaisante. Ça a été dit, on partage ce qu'ont dit l'ensemble des orateurs précédents, il y a une inéquité. Il y a deux sources d'inéquité. Dans le 2A, Pont-Monti, plus de ressources pour moins de communes. Dans le 2B, moins de ressources pour plus de communes. Et la deuxième source d'inéquité, c'est les méthodes de répartition différentes qui sont l'héritage des deux anciens conseils départementaux. Bon. Ceci étant, on a pris la décision de se tourner vers l'État, qui nous a dit qu'il fallait une évolution législative. Vous avez réitéré, Monsieur le Conseil exécutif, désormais en charge de ces questions financières, la demande de la collectivité de Corse. Vous avez également sollicité les parlementaires. Et deuxième décision, nous avons fait le choix de privilégier la méthode à l'efficacité court-termiste. Comment? En décidant de favoriser la logique de concertation ou de co-construction avec les communes, les associations des maires, la chambre des territoires, plutôt que de recourir à une décision centrale ou centralisée, verticale et unilatérale. Et souvent on entend que depuis la fusion des trois collectivités préexistantes, CD2A, CD2B, CTC, on serait dans une logique ultra-centralisatrice ou jacobine à Ajaccio ou à Bassi, ou sais-je encore. Là, pour le coup, on a la démonstration qu'on est dans la logique de l'intelligence collective et de la concertation. Alors ça peut frustrer quand on regarde les délais, le temps qui passe et la difficulté à mettre en œuvre, d'une part, la globalisation d'une enveloppe unique et d'autre part, l'harmonisation des clés de répartition. Mais vu les échanges que l'on peut avoir dans cet hémicycle ce soir, émanant de maires, de conseillers municipaux, de conseillers territoriaux, de présidents d'intercommunalités, du Tismont ou du Pont-Monti, on voit bien que c'est nécessaire. Et nous, on assume, Monsieur le Conseil exécutif, chers collègues, d'avoir privilégié la méthode de la co-construction, de la concertation avec les territoires et de l'intelligence collective à la facilité qui aurait été la décision unilatérale, verticale et centralisée, décidée ici, choisie ici par l'Assemblée de Corse. Donc, Monsieur le Conseil exécutif, on a quand même un sujet, c'est vrai, d'aller vers un fonds qui soit global, territorialisé, Louis le disait, on a un sujet, l'harmonisation de la répartition, mais en concertation avec les territoires. Nous, en tout cas, on y est favorable. Et bien sûr, solliciter encore les parlementaires de la Corse et les services de l'État pour accélérer l'évolution législative de manière à aller vers une répartition plus équitable, parce que l'équité territoriale et l'équilibre territorial sont au cœur de notre vision politique. Ringraziavi. Ringraziavi. Ecco, penso che tutto il mondo ha parlato, tutti i gruppi. Donc, mi dire Gouberboy, merci avec Dabarro. Merci. J'ai envie de dire à mes collègues, aux collègues de droite, vivement l'autonomie. Vivement l'autonomie. Pour qu'on puisse fixer les périmètres de zones de revitalisation rurale FRR, dont on voit aujourd'hui encore une fois
la verticalité, pour reprendre le terme d'Angelo Lucioni, ce qu'elles amènent comme incohérence. Vous dire simplement, Madame Casanova, que concernant l'eau, dans le 12e programme, la présidente n'est plus là, mais Paul Félix peut en témoigner puisqu'il a participé, y compris au travail de bureau et de préparation du 12e programme. Cette question a été abordée et qu'aujourd'hui, ce n'est pas le zonage FRR qui va déterminer la politique d'intervention de l'Agence de l'eau, notamment en matière de soutien aux infrastructures. C'est une évolution notoire. Autonomie aussi pour la TAD, pardon. Parce que pour la TAD, aujourd'hui, on est sur un fonds de péréquation national. Et attention, Madame Cognetti, ne laissons pas penser aux Corses aujourd'hui que l'enveloppe CBS, c'est une volonté de la collectivité de Corse. C'est un fonds de péréquation national. Automatiquement, les DMTO au niveau national ont baissé et le calcul du fonds de péréquation par l'État, les enveloppes qui nous sont notifiées font qu'il y a une baisse de 27% en Cheesemont et de 10% en Poumont sur leur méthode de calcul. Et c'est l'État, une fois que nous leur avons fixé les critères et l'intensité de ces critères, qui après, les services de l'État et du Trésor vont mécaniquement calculer les dotations ou les fonds qui seront versés à chaque commune. Que les choses soient claires, pas d'ambiguïté sur ce sujet, ce n'est pas la compétence de la collectivité de Corse. Si demain, nous pouvons avoir le pouvoir fiscal, on souhaitera, y compris d'exercer cette compétence, et je pense que ça facilitera les choses, y compris en termes de compréhension pour les élus locaux. Donc je pense que c'était nécessaire de le préciser, parce qu'il faut que les Corses le sachent. Après, Paul Félix, moi, j'entends tout, et j'entends les incohérences du dispositif. Ça a été dit par Donjo, clairement, on n'est pas d'accord sur la méthode. Nous, on est sur une méthode qui consiste à dire que sur les sujets de fiscalité locale, quand ça concerne directement les recettes des maires, c'est à eux de co-construire avec nous. On n'est pas pour cette logique de verticalité. Je pense que c'est même à contre-courant de ce qu'on porte aujourd'hui, y compris dans les négociations et le processus d'autonomie sur le pacte fiscal et financier qu'on veut négocier avec l'État, mais aussi en y intégrant les communes et les intercommunalités. Nous, notre vision, elle est claire là-dessus. On ne la partage pas, même si je suis à peu près d'accord avec vous lorsque vous dites que le système il est insatisfaisant, il est injuste, etc. Il faut aller vers un système qui soit plus juste. Mais en même temps, et vous l'avez dit, vous voyez bien que ce n'est pas simple. Je reprends vos propos. Vous avez dit que le système de Cheesemont, il est plus vertueux, on le voit. Mais dans votre intervention, vous pointez aussi les défaillances du système Cheesemont tel qu'il est aujourd'hui. Vous nous dites, ce n'est pas les moins 27% qui font qu'Albert Tatch, qui lui a moins 60% avec le système actuel. Donc, attention à simplifier les analyses. Si on simplifie l'analyse, on arrive aussi à des résultats qui sont plus complexes. Ce débat, la Chambre des territoires l'a eu, les maires ont travaillé et se sont aperçus qu'on était dans le sensible, parce que les budgets, ça a été rappelé fort justement, ils sont votés, le choix maintenant va imputer le budget qui est déjà en préparation, et les communes généralement ont besoin de connaître ce budget, et c'est compliqué dans le système actuel, et des modifications trop profondes les mettraient en difficulté. Donc ce n'est pas ce que nous avons souhaité. Nous on pense qu'il faut qu'on sorte de ce système qui est injuste, et qu'il faut qu'on trouve un système qui soit meilleur, plus équitable, mais qui satisfasse aussi, qui soit construit et qui satisfasse les communes, parce que sinon ça n'a pas de sens. Ce n'est pas notre méthode, clairement ce n'est pas notre méthode. Par contre, et vous avez raison, moi je retiens, je crois que le conseiller exécutif Julien Pauline était attentif à vos propos, je pense fort justement que dans la modification de notre règlement d'aide aux communes, il faut qu'on intègre un certain nombre de paramètres dans cela. Il faut que la TAD aussi, elle soit intégrée dans la vision globale du soutien de la collectivité vers le bloc communal, en moins ou en plus. Effectivement, vous avez raison, ça, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me parle et qui, personnellement, je défendrai au sein du Conseil exécutif, sans bien sûr prendre l'engagement. Je n'en ai pas le pouvoir, vous l'avez compris. Merci.
Simplement, Madame la Présidente, on doit voter deux fois, une fois pour le Chismont, une fois pour le... Merci de vos réponses. Merci à tous de vos interventions. Je pense qu'il est nécessaire de voter évidemment les uns après les autres. On commence par le... Oui, attendez. S'il vous plaît, aussi. On va commencer par le Poumont ou le Chismont. S'il vous plaît. D'abord celui-là. D'accord, très bien. Alors, on va voter le 291. Nous avons une demande d'explication de vote de M. Benedetti. Pour les deux, je vous ferai grâce de l'autre explication. Je prends acte de la réponse du grand argentier de la collectivité de Corse, qui conçoit qu'il y a une globalité dans l'aide aux communes, que les 10 millions d'euros sont à additionner à l'annualisation de la dotation quinquennale, qui sont des dotations forfaitaires, discrétionnaires pour les communes, donc de même amplitude d'objectifs et qui servent à l'équilibre d'un budget. Bien que celle-ci rentre dans une logique de budget général, y compris en fonctionnement, alors que l'autre, dotation quinquennale, sera en investissement. Mais on peut considérer que si on met les deux en parallèle, on arriverait à un objectif équilibré. Donc je considère que vous faites un pas vers une justice de la fiscalité des communes. Donc à l'inverse de l'an dernier où nous avions voté contre, nous nous abstiendrons. Parce que le chemin est encore long. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre cette répartition? Qui s'abstient? Alors, abstention d'un Sofio, abstention à Wansem, abstention, comme annoncé, de Corinne Front. Qui ne participe pas? Qui est pour? Tous les autres sont pour, donc fa Poblu et un'altra strada. Donc le rapport est adopté. Merci. Le 292. Répartition donc du fonds départemental pour le Poumonte. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention, un Sofio, Awansem et Corinne Front. Qui ne participe pas? Qui est pour? Les autres sont pour. Le rapport est adopté. Merci. Donc, emugom più per tutte evidenze a fiscalità e o budgetto. Che è fatta? Ecco. Ci sono altri cartolari, no? Allora, per piacere, 3 do Presidente. Perché Emma presenta mozione che abbiamo lavorato con i presidenti di gruppo. Dans l'attente, je vous propose de voter la dérogation au régime ordinaire des temps de travail du secrétariat général de l'Assemblée. Donc, puisqu'on a dépassé les horaires ordinaires, donc, qui est contre cette dérogation, pardon. Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Bien, tout le monde est pour. On peut continuer à travailler. Non, il n'est pas que ça. Non, j'en ai une neuve. Bien. Alors, nous avons appris, s'il vous plaît, merci. Encore quelques instants. À moins que l'exécutif veuille présenter un autre rapport. C'est quoi ces cris de joie? Mais pourquoi?
Apparemment, on ne présente pas d'autres rapports pour ce soir, mais demain, nous serons efficaces, je le sais. Voilà, donc, je vais vous rendre compte des travaux de la conférence des présidents à la suite de l'annonce de la mutation potentielle du recteur d'académie Rémi Paolini cette semaine. Cette nouvelle, je disais donc que cette nouvelle a créé d'abord la surprise, l'émotion au sein de la société insulaire, non seulement dans l'éducation, dans le monde de l'éducation nationale, de la formation, mais aussi auprès des élus et des différents acteurs du territoire. Surprise et émotion, tant le recteur d'académie s'est impliqué au cours des derniers mois, non seulement en faveur, évidemment, de l'éducation pour tout enfant, quelles que soient ses origines. Deuxièmement, parce qu'il s'est engagé fortement en faveur de l'école rurale. Et également, comme vous le savez, puisqu'une convention a été signée la semaine dernière, son engagement très fort en faveur de la langue et de la culture corse, et en particulier des dispositifs d'apprentissage de la langue. En conséquence de quoi, la conférence des présidents a décidé de coécrire une motion. Cette motion, je vais vous en donner lecture. Donc, motion demandant solennellement le maintien du recteur de l'Académie de Corse dans ses fonctions. Donc, c'est une motion de la présidente et de l'ensemble des groupes politiques, et nous demanderons son avis, comme d'habitude, à l'exécutif. Considérant que l'éducation, la formation et l'enseignement sont des enjeux fondamentaux pour toute société et constituent des politiques publiques prioritaires mises en œuvre par la collectivité de Corse dans l'exercice de ses compétences. Considérant que ces politiques ont, dans de nombreux cas, vocation à être menées en concertation et interaction avec l'Académie de Corse et le rectorat. Considérant que les relations nouées à ce titre entre la collectivité de Corse et l'actuel recteur de l'Académie de Corse, chancelier des universités, Rémi-François Paolini, sont fondées sur le dialogue, le respect réciproque et une volonté commune d'atteindre des objectifs partagés. Considérant qu'il est à ce titre loisible de souligner la méthode de concertation et de co-construction mise en œuvre par le recteur Paolini concernant la définition et la mise en œuvre du projet académique Scola 2030, en y associant l'ensemble des membres de la communauté éducative ainsi que les élus et forces vives de l'île, considérant que cette méthode a notamment permis, en associant les maires et les élus de la collectivité de Corse, de valider comme une priorité partagée le renforcement des moyens en faveur des écoles et établissements d'enseignement du rural et de l'intérieur de l'île, considérant que c'est également sous l'impulsion du recteur Paolini qu'a été engagé un programme innovant et sans équivalent en France d'éducation à la légalité et de sensibilisation aux enjeux de justice et de démocratie, en cohérence avec la délibération votée à l'unanimité par l'Assemblée de Corse le 28 février 2025 relative à la lutte contre les pratiques mafieuses, proposition pour une société corse libre, apaisée et démocratique, considérant enfin que le recteur de Corse s'est engagé, en cohérence avec le discours du président de la République française devant l'Assemblée de Corse le 28 septembre 2023 en faveur du développement du bilinguisme au sein du système éducatif, considérant que cet engagement a notamment contribué à l'élaboration et à la signature avec le préfet de Corse et le président du conseil exécutif de Corse de la convention d'objectifs et de moyens entre l'État et la collectivité de Corse 2025-2026, intitulée « Renforcer l'offre d'enseignement bilingue et immersif », votée là encore à l'unanimité par l'Assemblée de Corse, considérant que ces trois catégories d'engagement, largement incarnées
pour le compte de l'État et de l'Éducation nationale par le recteur Paolini ont vocation à se concrétiser et à prendre leur pleine dimension dans les mois à venir, l'Assemblée de Corse considère que dans ces conditions, l'annonce de l'éventualité de la mutation du recteur Paolini apparaît incompréhensible et de nature à déstabiliser et ainsi remettre en cause ses engagements et leur mise en œuvre réussie, demande par conséquent au gouvernement de confirmer dans ses fonctions le recteur actuel de l'Académie de Corse. Donc je vais demander son avis au président de l'exécutif et puis je peux vous passer bien évidemment, membre du groupe, pour 2 minutes, président de groupe ou les personnes que vous désignerez, la parole pour pouvoir vous exprimer sur cette motion. Merci. Après les groupes, avec votre autorisation, Madame la Présidente. Très bien. Donc, qui souhaite s'exprimer? Martin Mondologne, je vous en prie. Oui, merci Madame la Présidente. Rapidement, ce soutien qui me semble presque naturel s'opère sur la base de 3 vertus qu'incarne parfaitement le recteur. D'abord, une vertu d'ordre humain. M. Paolini, c'est un monsieur très bien du point de vue humain. J'allais presque dire, il est naturellement empreint de cet ADN qui fonde la corsitude, à la fois par son éducation, son élégance, son mot toujours juste, et sa capacité à dépasser un certain nombre de difficultés humaines. C'est pas seulement un monsieur bien, M. Paolini, c'est un bon recteur. Et là, je voudrais en rendre témoignage du point de vue de mes activités professionnelles. Vous savez, moi, ça fait 25 ans que je fais un métier qui me conduit à être en contact avec celles et ceux qui ont pu exercer les fonctions de recteur d'académie. On en voit défiler au rythme de, à peu près, un rythme tous les 3 ans, qui permettent d'apprécier ceux qui professionnellement se distinguent des autres. On a eu 2 bons recteurs depuis 25 ans. 2 bons recteurs. Je ne citerai pas l'autre, mais Rémy-François Paolini fait partie des bons recteurs. C'est quoi un bon recteur? D'abord, c'est un bourreau de travail. C'est important parce que ça lui permet, cette faculté lui permet de rentrer dans un niveau de précision qu'on ne soupçonne pas. Ce n'est pas quelqu'un qui se contente d'être dans la communication et de fixer des grandes orientations et de repartir sur Paris. Il est dans un niveau de détail quasi permanent. Il sait à peu près tout ce qui se passe dans chacun des 46 EPLE de Corse. Ça, c'est sa première qualité professionnelle. Sa deuxième qualité professionnelle, c'est qu'il réfléchit et qu'il s'engage. Et il ne s'engage pas à moitié. Et on a pu le constater sur un certain nombre de sujets qui sont au confluent de sa troisième qualité. C'est quelqu'un qui a compris ce dont la Corse avait besoin à ce moment de notre histoire. À ce moment de notre histoire, et c'est là où Paris se trompe en essayant de le débarquer, nous n'avons pas besoin de plus de République au sens du raidissement. On a besoin de mieux de République. Et Rémy-François Paolini, c'est l'incarnation de cet homme qui est capable d'optimiser notre partage de compétences comme rarement il a été optimisé. On en a fait l'expérience à l'époque où nous avons ensemble contribué à faire voter cette convention. Ça veut dire qu'il est capable de faire la démonstration que lorsqu'on travaille en bonne intelligence entre les services de l'État et les services de la collectivité, on peut déboucher sur des décisions qu'on pouvait penser, ou des objectifs qu'on pouvait penser inatteignables à un moment donné. Donc je pense que c'est l'homme de la situation, au moment où il le faut, et ça ne relève pas seulement de son initiative personnelle ou de son ADN, ça relève aussi
de la volonté qui a été affichée dans cette Assemblée par le Président de la République. Donc l'erreur politique qui consisterait à le débarquer, elle est double, et j'en aurais fini. Elle est de sortir l'homme de la situation de l'endroit où il se trouve à l'instant T. Elle est surtout aussi le signal que la politique aurait changé et qu'elle contraindrait à ce que le chef de l'État a décidé ici. Voilà, j'aurais conclu en disant que nous avons besoin, au-delà de Rémy-François Pauline, d'hommes et de femmes qui savent servir la République avec une intelligence qui est la plus précieuse, et c'est celle dont il est dépositaire, c'est l'intelligence du cœur. Paul Félix Benedetti. Dans cet exercice qui m'est quand même mentalement difficile, défendre un haut fonctionnaire et demander à ce qu'il reste. Maintenant, il y a deux niveaux dans l'analyse que je me fais. Le premier, c'est les causes de ce débarquement intempestif, qui, je le rappelle, arrive après le débarquement du préfet Jérôme Philippini. Lorsque, au plus haut niveau de l'État, on s'amuse à faire valser ses plus hauts représentants sur des périodes aussi courtes, ça veut dire qu'il n'y a pas de constance de l'action publique, il n'y a pas de partenariat fin, stable, il n'y a pas de prise de connaissance possible de la Corse, de ses spécificités, de ses turpitudes, de ses clivages, que le préfet ou que le recteur soit corse ou pas d'origine. C'est un problème aussi dans le temps qu'il faut au temps pour s'imprégner de nos valeurs, de nos institutions et de tout ce qui fait la Corse avec ses avantages et ses difficultés. Donc on ne peut pas accepter qu'il y ait un turnover aussi court, c'est nous insulter, c'est ne pas nous laisser travailler. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, elle reprend le début, c'est après le préfet Philippini. Est-ce qu'être un haut fonctionnaire d'origine corse décrédibilise l'action de la personne, la rend suspecte, la rend apte à de la connivence avec une sphère politique qui pourrait sentir le soufre? C'est la question que je pose. La troisième réflexion, est-ce qu'on n'a pas un État qui disparaît, une classe politique française moribonde et absente, et le retour d'un État profond, et je vais être très trivial, qui cherche à nous le mettre profond? Non, mais je suis assez carré dans ma pensée et dans l'articulation de ce que je veux sémantiquement imager. Donc maintenant, où il y a de la rationalité, où il y a un respect, alors on avisera. Si aujourd'hui il y a le refus d'accepter la mise en œuvre d'une politique négociée, entre autres autour d'un bilinguisme, d'un enseignement obligatoire du corse dans le milieu scolaire, tout en respectant les spécificités de chacun et la hiérarchie de chaque langue, ça mérite une sanction et ça mérite un retournement de politique. Nous, on ne retournera pas la veste, mais on va changer de veste. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle, elle ne peut pas faire ça. Abadouette, Pierre Jong, moins imagé, s'il vous plaît, hein, à cette heure-ci. Hein. Docteur. Je propose qu'on passe en horaire de nuit. Merci. Madame Presidente, essendo per il trasferimento di competenze educative a Corsica, dico che il mantenimento di Eugenio Paolini al suo posto è una necessità. Perché, al di là di un fatto che non sia corso, Eugenio Paolini ha capito che la sfida maggiore della società corsa oggi spezzata
e di arrivare al popolo appoggiandosi in un'educazione prima drinca in qua lingua corsa come arnese principale. Vi ringrazio. A ringraziabi. Romain Colonna. Merci, Madame la Présidente. Je veux le dire rapidement, sans chercher à détourner le regard de ce qui se passe possiblement, mais en partant de la chose suivante, je crois que les autorités, les plus hautes autorités de la Corse n'ont jamais eu une telle relation fructueuse avec un haut représentant de l'État, notamment en matière éducative. C'est la première chose que je voulais dire et ça a donné lieu notamment il y a quelques jours entre le président de l'exécutif et le recteur à la signature d'une convention de portée historique pour l'éducation en Corse. Je repensais à nos interventions respectives et ce que le groupe Fabo Boulouinsem avait pu dire lors du débat qui a précédé la signature de cette convention, du débat que nous avions eu ici dans cet hémicycle il y a quelques jours. Et nous étions adressés au recteur pour lui dire, et j'ai compris quand vous parliez d'émotion, Madame la Présidente, et de notre réactivité que nous devions avoir face à ce qui se tramait, que bien évidemment, au-delà de l'amitié, la sympathie pour les uns ou les autres que nous pouvons avoir à l'égard du recteur, d'un point de vue personnel et humain, ça a été rappelé, il y avait quelque chose d'autre dans cette histoire. Et ça renvoie à nos interventions respectives du débat passé. Ce pourquoi nous sommes soucieux et nous tenons à réagir, au-delà de la personne du recteur, c'est que ce qui doit être interrogé dans cette affaire, c'est profondément la relation que la Corse, à travers cette institution, entretient avec l'État. Il y a eu, depuis plusieurs décennies, tout un certain nombre de rendez-vous manqués. Il y a eu, depuis plusieurs décennies, tout un certain nombre de tensions, de conflits, de drames. Et pour la première fois dans l'histoire, à travers la langue corse, notamment, pas que, mais en grande partie à travers la langue corse, un haut représentant de l'État et les élus que nous sommes collectivement, au-delà des familles politiques que nous représentons, avons su incarner de part et d'autre et trouver les voies et moyens d'une alternative à un cycle de violence, à un cycle de drame, à un cycle de défiance, pour asseoir communément une politique qui puisse apaiser les tensions et qui puisse être porteuse d'espoir. Et donc, puisque nous sommes interrogés, je ne trahis pas un secret, dans le groupe, de dire mais est-ce qu'on devait, nous, groupe nationaliste, porter notre soutien ou demander la confirmation d'un haut fonctionnaire d'État? Mais ce n'est pas ce que l'on fait aujourd'hui. Je ne crois pas en tout cas, sinon c'est que je n'ai pas bien compris le sens de la motion. Aujourd'hui, disons, à travers cette parole collective, à l'État que, notamment à travers la langue corse, et notamment dans la relation que nous avons entretenue avec le recteur, que nous avons su trouver les voies et moyens pour une relation apaisée et qui puisse servir d'exemple dans tout un certain nombre de domaines qui concernent la vie des Corses, qui concernent l'avenir du peuple corse. Et nous le disons encore une fois, avec beaucoup de détermination et de solennité, lorsqu'on respecte le peuple corse, lorsqu'on respecte les représentants élus, démocratiques, légitimes du peuple corse, en retour, nous sommes des gens respectueux et nous respectons aussi l'engagement du recteur Paolini depuis la prise de fonction qui a été la sienne. Je terminerai simplement en disant aussi pourquoi nous tenions à réagir, que nous comprenons bien que cette éventuelle éviction des responsabilités académiques concernant le recteur procède d'une possible sanction politique, et d'une possible sanction politique, notamment à l'égard de son engagement et de sa relation apaisée, mais de son engagement à l'égard de la langue corse. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour ces deux raisons, nous tenions absolument à réagir et nous tenons à défendre autant que faire se peut les intérêts de l'éducation en Corse et la concertation et la voie commune entre la collectivité de Corse et l'Académie de Corse que nous avons réussi à établir depuis à peu près un an. Merci.
Merci Romain. D'autres interventions? Jean-Christophe, Angelini. Madame la Présidente, chers vous tous, ce qui, à mon avis, à notre avis, déstabilisé un petit peu, c'est qu'on a eu durant cette même journée la communication selon laquelle l'examen du projet de loi constitutionnelle n'était a priori pas inscrit, et un peu plus tard, la possibilité de cette éviction dans le cadre du Conseil des ministres. Ce seul événement, au regard de ce qui a été dit et que je partage en totalité, aurait suffi à susciter le malaise et l'incompréhension. Mais nous avons collectivement, et je parlerai, me semble-t-il, et sans vouloir me faire le porte-parole des uns ou des autres au nom de beaucoup de nationalistes, nous avons eu l'impression, pendant cette journée particulière, de renouer avec des heures bien connues, durant lesquelles, à chaque fois qu'un représentant de l'État, qu'un fonctionnaire s'avançait, eh bien, on crée les conditions d'une difficulté, voire davantage. Donc je ne sais s'il existe un fil rouge entre ces annonces et d'autres encore, sur lesquels on reviendra peut-être, mais à ce stade, on va pour notre part, et j'en aurai bientôt terminé, rester factuel, sans verser dans une lecture politique exacerbée, ni une forme de complotisme. Premièrement, cet homme, on le sait, pour beaucoup, avant d'être recteur d'académie, en sa qualité de compatriote et d'humaniste, d'homme de bien, a œuvré pour notre pays, avant les fonctions qui sont aujourd'hui les siennes. Je me souviens de débats relayés par nos parlementaires, nos députés principalement, durant lesquels, lorsqu'il était en d'autres lieux et occupé à d'autres fonctions, Rémi de Coupaoligny œuvrait déjà dans un sens d'apaisement, de co-construction d'une solution politique et de règlement des difficultés héritées du passé lointain ou plus récent. Il a ensuite été nommé dans notre île, dans les fonctions que l'on sait et qui ce soir nous occupent. Je m'exprimerai très vite à double titre, en ma qualité de président de ce groupe et aux côtés de mes amis. Xavier a d'ailleurs défendu notre position ce matin, dire qu'il a, à l'échelle de l'île, porté au loin des revendications et une expression d'ordre institutionnel très favorable à ce que nous défendons depuis l'origine, et qu'il a fait sans polémique, sans controverse, sans que ce soit pour les uns ou les autres une atteinte à je ne sais quel principe fondamental. Il a fait, cela a été dit, et c'est encore dans la motion, dans le droit fil du discours ici prononcé par le président de la République, dans le sens d'une société bilingue, à terme, nous l'espérons tous, plurilingue, notre vision, même si on ne va pas ouvrir le débat au fond ce soir, de l'immersion, de la co-officialité et de la généralisation du bilinguisme étant une vision ouverte pour permettre à ce pays, en réconciliant les deux langues dans leurs usages et leurs pratiques sociales, d'être les vecteurs apaisés d'une ouverture vers toutes les langues du monde, en tous les cas vers celles qui s'expriment plus particulièrement dans l'espace latin. Donc, pour toutes ces raisons, redire notre soutien et bien sûr notre vote de la motion. En tant que maire, quelques instants, même si ce n'est pas le lieu, j'ai pu mesurer, à l'aune de l'ouverture d'un site immersif, de classes nouvelles, d'engagement dans le cadre du programme Cité éducative et de tant d'autres actions très concrètes, à quel point cet homme nous aidait à progresser. Donc, du point de vue de la décision locale et de l'immersion dans la société et à l'échelle des territoires,
un rôle clé que nous avons également à cœur d'accompagner et que je veux ici saluer. Finir en disant que j'espère de cette motion qu'elle sera lue et interprétée non comme une façon de tordre le bras ou d'imposer une vision, mais comme l'expression, que j'espère unanime, d'une communauté politique qui dit tout simplement vouloir, et je comprends le propos ironique de Paul Fay, construire avec l'État lui-même, et pas contre l'État ou sans l'État, la solution politique. Et la solution politique en matière d'éducation, elle passe, c'est un doux euphémisme, par l'extension de ce qui est aujourd'hui à l'œuvre et qui demain pourra se traduire, en tous les cas nous l'espérons et l'appelons de nos vœux, par un statut à part entière dans le cadre d'un processus de co-officialisation. Donc, pour toutes ces raisons et tant d'autres, le recteur Rémi de Coupaolini doit rester parmi nous, continuer avec la collectivité, avec les élus locaux, avec les personnels de l'académie, avec chaque enseignant, chaque personnel et au-delà, chaque Corse, à travailler dans cette même direction. Et j'espère, comme vous tous, que cela sera ainsi perçu, et je l'espère, et nous l'espérons, demain validé. Nous voterons bien sûr cette motion. Merci. Merci. Donc, tous les groupes se sont exprimés. Monsieur le Président de l'exécutif. Brièvement, bien sûr, le Conseil exécutif de Corse est totalement favorable à cette motion et s'associe à ces termes. En quelques mots, rappeler pourquoi, dire ce qu'emporterait ou ce qu'aurait emporté une éventuelle fin de fonction du recteur et tenter une analyse qui justifie aussi notre prise de position ce soir. D'abord, le recteur Paolini a pris ses fonctions le 16 juillet 2024. Donc, il y a à peine un peu plus d'un an, on sait que les recteurs restent habituellement 2 à 3 ans en fonction. Et donc, rien n'explique, si l'on suit le cours normal des choses, qu'on lui annonce le mardi soir qu'il va partir le mercredi midi. Première anomalie qui a justifié notre réaction. Sur la méthode, ça a été rappelé, il y a des relations institutionnelles fortes qui se sont nouées entre le recteur chancelier des universités et la collectivité de Corse, notamment au titre des compétences que nous exerçons, et qui nous font converger parce que lui comme nous toutes et nous tous, nous pensons que l'éducation, la formation et l'enseignement sont des enjeux fondamentaux et qu'ils doivent être considérés comme prioritaires. Mais au-delà des relations avec la collectivité de Corse, ce qui caractérise l'action de ce recteur, c'est la qualité des relations qu'il a su nouer avec l'ensemble des acteurs institutionnels ou pas. Collectivité de Corse, bien sûr, maire, ça a été rappelé par le maire de Portivecchio, mais également communauté éducative tout entière. Jean-Martin, vous nous l'avez rappelé en soulignant la relation que vous aviez avec le recteur au plan professionnel. Et cette méthode, elle s'est notamment traduite par la co-construction, l'adoption du projet d'académie, qui est un exemple de convergence positive. Au-delà de la méthode, les 3 axes essentiels et originaux mis en œuvre depuis son arrivée, ils sont énoncés dans la motion, nous avons décidé de le faire. Je crois qu'il faut le redire. Premièrement, l'engagement en faveur des écoles de l'intérieur, du rural, et intégrer cet objectif dans le projet d'académie. Deuxièmement, prendre l'initiative d'un programme éducatif et pédagogique innovant sans équivalent en France
là encore en construction, en cohésion et en cohérence avec la délibération unanime de l'Assemblée de Corse sur la lutte contre les pratiques mafieuses et la volonté de construire une société corse libre, apaisée et démocratique. Ce n'est pas rien. Troisièmement, et enfin, et peut-être surtout, le fait que ce recteur, dans la continuité du discours du président de la République française, dans le strict respect du droit positif applicable, dans le strict respect du périmètre de ses fonctions et sans jamais les dépasser, ce recteur s'est engagé en faveur du bilinguisme et de l'enseignement immersif, à tel point que, vous le savez, notre travail commun s'est traduit par l'élaboration d'une convention votée, là encore, comme la délibération de février 2025, à l'unanimité par l'Assemblée de Corse. Et voilà que, alors même que, au visa unanime de l'Assemblée de Corse, avec l'adhésion et le soutien sans réserve de la quasi-totalité de la communauté éducative, au moment où nous signons, pour nous en réjouir, toutes et tous, cette convention constitutive d'un pas immense par rapport aux objectifs qui sont les nôtres, et quand je dis les nôtres, c'est la Convention qui le dit, pas seulement ceux de l'Assemblée de Corse ou du Conseil exécutif, mais ceux désormais partagés avec l'État, le préfet et le recteur. Voilà qu'au moment où nous signons le jeudi cette convention pour nous en réjouir, nous apprenons le mardi soir qu'il aurait été décidé que le recteur s'en aille le mercredi. Alors, dernier mot, tenter d'interpréter. Bien sûr que le clair-obscur dans lequel évolue actuellement la vie politique française a certainement rendu possible cette décision dont je ne sais pas exactement où elle a été envisagée, ni par qui. Mais disons-le clairement, y compris en procédant par déduction, ça ne peut pas être autre chose, cette décision, que la sanction politique des engagements du recteur, et parmi ces engagements, le premier que celles et ceux qui ont pensé à cette décision ont souhaité sanctionner, c'est l'engagement en faveur de la langue corse. Nous le savons. Et c'est aussi pour cela que nous avons décidé ensemble de ce texte, parce qu'il faut dire aussi que de la même façon qu'il y a eu des gens pour penser à cette mutation-sanction d'une brutalité extrême, aussi bien sur la forme que sur le fond. Il y a eu des autorités politiques au plus haut niveau de l'État pour, une fois informés de cette décision possible et probablement déjà prise, eh bien, au plus haut niveau de l'État, il y a eu des autorités pour s'y opposer et suspendre la sanction envisagée. Et donc, cela veut dire que nous devons nous adresser à ces autorités et leur dire qu'elles ont bien fait de faire ce choix, que transformer la suspension de la mutation-sanction en décision définitive de confirmer et même de conforter le recteur de l'Académie de Corse dans ses fonctions, c'est œuvrer dans le sens de l'apaisement, de la construction et de ce que nous voulons faire dans la concertation et dans le dialogue avec l'État. Voilà pourquoi il était important que, dès ce soir, nous disions, nous écrivions et vous votiez le texte que nous venons d'écrire ensemble.
Ça va. Merci, Monsieur le Président. Donc, avant de passer au vote concernant le considérant numéro 5, il y a 2 fois l'adverbe solennellement. Donc, il a été, on l'enlève. Je ne fais pas d'amendement là-dessus. Donc, c'est une correction, on va dire, de forme. Voilà. Si vous en êtes d'accord. Donc, ne diffusez pas l'exemplaire que vous avez reçu, puisqu'il y a cette coquille. Un nouvel exemplaire vous est évidemment envoyé. La version définitive vous est envoyée. Bien, donc, si vous en êtes d'accord, on va passer au vote. E Mabuda, questa mozione di sostegno, qual è chi è contro? Qual è con voto mica? Astensione e qual è chi vota pro? Dunque, la mozione è adottata all'unanimità. A ringraziarvi a tutti. Ecco, allora, domani. Se noi lavoriamo e se vogliono dire, allora, soprattutto, principieremo domani in cui il rapporto 293 nanta sbarrai mafiosi, nanta la commissione che deve essere messa in ballo. Dopo ci sarà un rapporto di seguito di dilazione dell'osservazione definitiva e di Camera regionale di Gonti in la gestione di limbischi ambientali, di litorale. E c'è un altro rapporto, ce n'è 3. E poi dopo c'è la strada, la famosa strada Ajaccio-Porticcio. E emozione. Dunque, a misura non partiamo mica, vi dico subito, A misura non è mica possibile, in principio di dopo mezzogiorno. No, per ora no, posso mica. Dunque, d'accordo? Dunque, di un dì d'allora domani, 9:30. Ringraziabili. Ma 9:30, cioè a principio di un dì da 9 ore, per piacere. Altrimenti perderemo 1 ora di sera. A ringraziarvi.